Convichados, bom dia, Regulon, buenos dias, bonjour. Qui dit n'importe qui, oui. Qui era previst que le président du Congrès permanent de la langue occitana, Gilbert Mercadier, e per conèixer, oui, d'aquest congrés linguatec, Malaya, per rasos personals, ne pot pas llentar et que prega de l'excuser. Bienvenue à ce programme européen de coopération technologique et de transfert de connaissances au service du développement des langues aragonaises, basques et occitanes, réalisé avec le soutien du POCTEFA et des collectivités. C'est une grande première que de voir s'associer sur un programme aussi ambitieux, administration, institutions, universités et centres de recherche, pour leur relever le défi des technologies pour les langues territoriales. Dans une société de plus en plus numérisée, il s'agit d'un chantier incontournable pour leur définition sociale et je dirais même pour leur avenir. Les Pyrénées sont un véritable trésor linguistique avec 6 langues, dont certaines, il est vrai, se moquent bien des frontières. C'est un atout, une singularité, mais surtout une réalité quotidienne pour les habitants. Elles servent à échanger, travailler, consommer, voyager. Certaines sont particulièrement fragilisées et nous devons les revitaliser. Mais nous devons aussi relever le défi de l'incompréhension, car ces langues peuvent également être un frein aux échanges. La technologie est, nous en sommes convaincus, une des solutions. Nous avons du retard, c'est vrai, mais nous savons aussi qu'il est possible de rattraper ce retard à condition d'être rigoureux avec la méthodologie, sur la planification des travaux et la coordination des acteurs, en veillant à disposer de licences ouvertes pour les différentes ressources. La coopération et le transfert des connaissances sont également essentiels. C'est d'ailleurs l'ADN du projet Linguatec, où 3 langues des Pyrénées, l'aragonais, le basque et l'occitan s'associent, les plus avancées aidant les autres. Après 3 ans de travail, le programme Linguatec arrive aujourd'hui à son terme et nous sommes en mesure de vous présenter nos réalisations. Nos partenaires basques et aragonais ont présenté récemment leurs outils. Les scientifiques basques et occitans ont également exposé leurs travaux. Aujourd'hui, nous vous présentons les développements pour l'occitan. Nous parlons concrètement de synthèse vocale, la toute première, de traducteurs automatiques et d'une série d'applications innovantes qui vont changer la vie du grand public. Je tiens à saluer les membres du consortium Linguatec présents aujourd'hui. La Fondation Liar, représentée par son directeur Ion Abril, qui nous fait le plaisir d'être des nôtres aujourd'hui. Josu Astiria, responsable du département intelligence artificielle. Batitu Koyos, vice-président de l'Escuela Sandia, l'Académie de la langue basque, une référence pour le congrès. Escuela Sandia Co, présidente Orde Jauna, oso pusi gaude gar pabera ongietoria emateas. Que perdonarás. La direction de la politique linguistique du gouvernement aragonais doy la bienvenida a José Ignacio López Suzin et à Francho Beltrán. Myriam Bras, professeure à l'Université de Toulouse et Juan Llorès, et soci du Conseil linguistique congrès permanent de la langue occitane, que passera sola du groupe ICHA de l'Université du Pays Basque. Je suis fier que notre jeune institution ait pu rejoindre ce réseau d'excellence. C'est pour nous une forme d'aboutissement venant confirmer plusieurs années de partenariat fructueux, d'abord avec notre partenaire ELUIAR et maintenant avec d'autres institutions. C'est une étape importante qui annonce une nouvelle ambition pour nos langues. Nous en parlerons demain à Donosti. Je remercie également le directeur et les salariés du Congrès et d'ELUIAR pour leur engagement et leur professionnalisme. Je tiens enfin à saluer les représentants des institutions et des entreprises qui signeront tout à l'heure l'accord de transfert de nos développements. Par cet acte, elles affirment qui, conscients des enjeux, soutiennent le projet, la communauté de travail des Pyrénées, les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, les départements des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées et de la Haute-Garonne,
ainsi que l'Office public de la langue occitane et l'Office public de la langue basque, dont les présidences nous font l'honneur de leur présence aujourd'hui. Eta horin yon avril riari emango diot bitza. Adichat. Adichat, Egunan, bonjour. Cette époque d'immersion totale dans la numération représente un moment clé pour les langues minorisées. Une langue minorisée ne sera guère avancée si elle n'est pas en bonne santé dans le domaine numérique. Les langues vivront-elles au jour le jour? Et dans une société technologique, ce caractère utile est entièrement connecté au domaine numérique. Ce n'est pas le seul facteur de progrès, mais il a déjà une grande importance qui ne fera qu'augmenter dans les années à venir. La pandémie que nous vivons ne fait qu'accélérer ces besoins et les rendre plus visibles. Nous abordons le projet Linguatech dans l'objectif de relever ces défis. Le congrès auquel nous assistons aujourd'hui et demain marque la fin du projet, mais pas la fin de la collaboration. En effet, au vu du chemin parcouru, nous réitérons ces jours-ci notre engagement à progresser dans la voie de la numération des langues minorisées. Le domaine de Poctefa est un territoire multilingue, 6 langues plus les variantes locales. La diversité linguistique est sans aucun doute l'un des atouts principaux de notre territoire, mais elle implique également un grand défi dans les relations transfrontalières. L'Europe est également confrontée à ces mêmes défis avec ses plus de 24 langues officielles et 60 langues minorisées. Une richesse qui impose à la fois des limites à la communication et au flux d'informations, entre autres. Pour surmonter ces limites et barrières, nous sommes devenus un allié précieux. L'intelligence artificielle et les technologies linguistiques comme éléments clés pour la gestion adéquate du multilinguisme et le renforcement de l'internalisation et de la compétitivité des entreprises. Nous vivons un tour de technologie au travail, dans nos loisirs, nos appareils ménagers, à l'école. Nous consacrons beaucoup d'heures aux dispositifs et il est indispensable que nous puissions en parler dans notre langue pour le développement et la conservation de nos langues. Le projet Linguatech a voulu répondre à ces besoins. Nous sommes confrontés à des grands défis que nous pourrons relever plus facilement si nous sommes unis. Nous pourrons apprendre, partager la technologie et nous nourrir mutuellement. Mais les langues minorisées comme les nôtres, l'occitan, l'aragonais, le catalan, l'euskera par exemple, ont besoin de notre élan. Elles restent dans la plupart des cas hors des logiques commerciales et ne sont prises en compte ni par les multinationales ni par les États. Le développement d'une stratégie numérique est indispensable pour les langues mineures et doit être pris en compte dans les stratégies nationales. Je profite de cette occasion pour demander aux administrations locales de développer l'intelligence artificielle et la stratégie autour des technologies linguistiques centrées sur nos langues. Les États sont en marche dans cette voie et nous ne pouvons pas rester sur les bords de la route, au risque de voir nos langues se flévir une fois de plus. En 2018, le Parlement européen a exhorté la Commission européenne à garantir le financement du développement technologique des langues minorisées. Je vais profiter de l'acte d'ouverture de ce congrès pour évoquer ces changements ici. Miser sur les technologies linguistiques propres nous a enrichis. Elles nous ont aidés à approfondir la souveraineté technologique. Elles créent des emplois de qualité, renforçant les économies locales et favorisant la recherche et le développement.
Elle facilite le développement des langues et des cultures avec la construction de sociétés plus inclusives et diverses. Linguatec a posé une base solide dans la collaboration entre les langues, avec le développement technologique le plus avancé qui nous permet d'apporter aux citoyens les moyens technologiques de pointe. 2030 est notre date prévue de réalisation de l'objectif de l'égalité linguistique numérique. Nous sommes décidément résolus à aller de l'avant et à devenir une référence à travers le développement de nos langues, nos cultures et nos sociétés pour les autres petites langues d'Europe. Grand merci. O Congrés Linguatec, que será 2 dias de seguida, d'abdomar a segunda jornada a Donosti, que poderá seguir parier a distância. Per so de way, que avete visto il programma, que hauran aquest matí 2 taules redondes, animades per Marius Blenet, jornalista, a tal com la signatura de l'acord de transferiment de les empreses i les institucions. Puis, aquesta vespa, que hauram la presentació dels APs desenvolupat a l'Occità. Més abans, hi havia la causa que per pausi el vídeo de presentació de Linguatec realitzat per Escola Televista. Vaங்க, என்னோட பேசுங்க. Поговори со мной. Konuş benimle. Estas no son más que una muestra. En el mundo existen alrededor de 7.000 lenguas, pero no todas gozan de buena salud. De ellas, unas 3.000 están en peligro de extinción. Es más, la ONU subraya que cada 2 semanas una lengua desaparece definitivamente. El 10% de las lenguas se encuentra en situación vulnerable. Entre ellas se encuentra el euskera. Cuenta con 750.000 hablantes y debe compartir su territorio con el castellano y el francés, que se imponen en detrimento del euskera. En peor situación se encuentran el occitano y el aragonés. Nervoso, Jorge. Primer programa en aragonés de la historia, una miqueta. No te enfades, que a la Txell le agradará. Todo es cosa de todo. Su perdurabilidad peligra según la UNESCO y concretamente el aragonés es la lengua románica de Europa en mayor riesgo de desaparecer. Las razones son diversas. No está garantizada la transmisión, están poco representados en la administración, en la educación o en los medios de comunicación y sobre todo en las nuevas tecnologías que hoy en día son imprescindibles. En el proyecto transfronterizo Linguatec, liderado por el UIAR, las instituciones lingüísticas de las regiones que hablan el euskera, el aragonés y el occitano se han unido para intercambiar sus experiencias y colaborar para que estas 3 lenguas dispongan de las herramientas tecnológicas adecuadas y mejoren su nivel de digitalización. Hizkuntzek beraien garapenerako ezinbestekoa dute ingurune digitalean osasuntsu egotea, eta ingurune digitalean osasuntsu egoteko baldintza handienetakoa da hizkuntza teknologietan eta adimen artifizialean hizkuntza horiek baliabideak eta tresna egokiak izatea. Une grande vertu de Linguatec est riche de sa diversité linguistique et en même temps est riche de ses compétences linguistiques. Et c'est vrai que dans le cadre de ce partenariat, nous bénéficions complètement d'un transfert de technologie. Las 3 lenguas que participan en el proyecto Linguatec parten de situaciones diferentes en cuanto al grado de digitalización.
El euskera cuenta con muchos recursos y herramientas digitales. Los aragoneses tienen muchas carencias en el desarrollo digital. En el caso del euskera se han dado algunos pasos básicos. Por ejemplo, Euskaltzaindia ha creado en su página web el proyecto Euskara Eskuz Esku para resolver las dudas que sobre las normas pueden tener los euskaldunes alfabetizados. Izanen dira biztanda arau idatziak eta erakutsiak sinpleki, bena ere izanen dira bideoak, izanen da ere parte bat nun ahoskera agertuko den, iparaldeko ahoskera, orduan hautatu ditugu emazte bat eta gizon bat, zuberotar bat eta baxenafartar bat. En el ámbito de la traducción, el grupo IXA de la Universidad del País Vasco y el UYAR ya habían desarrollado la herramienta automática de traducción euskera-castellano. Y ahora, Avinces. Es muy difícil encontrar un conjunto de textos que estén al mismo tiempo, el mismo texto en francés y en euskera, para que alimente los traductores automáticos que creamos hoy en día. Dada esa escasez, hemos tenido que el traductor de castellano a euskera utilizarlo con otro complementario de francés-castellano y utilizando uno detrás de otro poder traducir así desde el euskera al francés y viceversa. Este es el traductor automático de Eluyar Itzultzailea. Basado en inteligencia artificial y redes neuronales, realiza traducciones entre 6 idiomas: euskera, castellano, francés, inglés, catalán y gallego. Es fácil y cómodo de utilizar. Escribe el contenido que quieres traducir en el cuadro de textos superior y la propia app detectará automáticamente el idioma de origen. A continuación, escoge la lengua en la que quieres obtener el texto y pulsa el botón Traducir. En pocos segundos tendrás el resultado. Además, si activas el acceso directo en la configuración de la app, cuando estés navegando en cualquier otra web y quieras traducir un texto, bastará con seleccionarlo y darle a copiar para que te aparezca el icono de Itzultzailea. Pulsa encima y el texto se abrirá directamente en la app. El traductor automático se puede usar descargando la app o en la página web itzultzailea.eus. En los dos casos es gratuito. Ofrece más utilidades de pago, como la posibilidad de traducir documentos completos y de formatos variados u otras soluciones personalizadas. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Orio ha incorporado el traductor automático en su página web, de manera que el consistorio sube los contenidos en euskera y los usuarios pueden verlos en castellano con hacer un simple clic. El UYAR también ha desarrollado tecnología de reconocimiento de voz. Audio fitxategi bat edo hizketa dauken audio bat zuzenien, ordenagailurek testu bihurtuko dauena, ezta? Balioko dauena bideo bat automatikoki azpititulatzeko, fitxategi bat aukeratzen dugu, audio edo bideokua, fitxategi hori bertan agertzen da eta transkribatu botoiari ematen badiogu, transkribapen prozesu automatiko hori hasiko da, eta handik momentu batera emaitza izango da, edukiko dugu bideo hori automatikoki azpititulatuta. Arratsaldeko 7:00 eta 10 pasata diran honetan, 2016ko urtarrilaren 14ko udalbatzarrari hasiera ematen diogu. Edo zuzenien hitz egiten duena idazteko, ez dira berdin garatu teknologia horiek Pirinioen alde bietako hizkuntzetan. Digitalizazioaren lehen mailan daude gaztelania eta frantsesa. El aragonés y el occitano llevan algo más de retraso en el proceso general de digitalización. En el caso del occitano, se ha realizado un trabajo previo desarrollando tecnología básica.
el corrector ortográfico para el occitano y también el texto predictivo, que le llamamos cuando tú escribes en el móvil, por ejemplo, y que te propone palabras del occitano. Hemos tenido que crear dos herramientas diferentes. Aunque la tecnología sea la misma, los recursos lingüísticos que hay detrás de esa tecnología son diferentes. Por lo tanto, hemos tenido que crear un corrector ortográfico para la variedad del occitano gascón y otro para la variedad del occitano languedocien. Estos dos dialectos del occitano son también la base para el desarrollo de otras tecnologías. Lo Congrés, organismo que agrupa a organizaciones regionales que trabajan en la regulación del occitano, ha apostado por la traducción automática y la síntesis de voz. On fait le plus haut aujourd'hui en termes de technologie pour la synthèse vocale, c'est le système neuronal, c'est-à-dire c'est l'intelligence artificielle. Voilà. Donc nous avons une première version de test en synthèse vocale en gascon, voilà, et nous sommes en train d'enregistrer, enfin nous venons d'enregistrer et nous allons développer la synthèse vocale en languedocien. La máquina lee el texto y le pone voz. Además, propone diferentes pronunciaciones, indicando cuál es la más correcta. En la Universidad Jean Jaurès de Toulouse se han desarrollado otras dos herramientas. Un premier outil qui fait une analyse des mots et qui leur ajoute une étiquette pour dire, par exemple, si c'est un nom, un verbe, un adjectif. Voilà, donc on appelle ça l'analyse morphosyntaxique. Et il y a un deuxième outil qui réalise une analyse syntaxique, c'est-à-dire qui va permettre d'établir des liens entre les mots en fonction de la façon dont la phrase est organisée. En este sentido, han construido corpus con toda la información lingüística y han creado el vocabulario adecuado para poder llevar a cabo esta tarea. El aragonés es el tercer eje del proyecto Linguatec. Su situación es la más grave y están haciendo grandes esfuerzos para aprovechar las oportunidades que ofrece la tecnología y ponerse al nivel de las demás lenguas. Jugar, xerrar, buixo, festiu, raboseta, colla, moixón. Los usuarios ya disponen de un diccionario online. Este diccionario recoge el aragonés estándar y diferentes dialectos. El aragonario, el diccionario online, lleva casi un año en producción. Empezó con alrededor de 8.000 entradas y ahora está ya en la versión tercera, la versión .3, que alcanza, pues, como decía antes, pues cerca de 23.500 entradas y todavía tiene margen de crecimiento. Al igual que en el euskera y el occitano, su objetivo es desarrollar un traductor automático y las primeras pruebas de corrección ortográfica. Las herramientas digitales que se están desarrollando en el proyecto Linguatec estarán disponibles para finales de año. Merci de nous retrouver per aquella taula redonda que n'han mena a massa di l'encastre d'aqueu recampament, d'aqueu congrès. Ici, nous sommes donc réunis pour une table ronde autour de la coopération européenne et transfrontalière, un cadre privilégié pour le développement numérique des langues pyrénéennes, qui est le titre complet. Merci donc de nous seguir. On va commencer par présenter Charline Claveau-Abadi, Adicias, présidente de l'Office public de la langue occitane. Oui, caldra par là, mais le micro.
et Anton Curucciari, président de l'Office public de la langue basque. Merci beaucoup d'être là. Et à distance, mais pas même qui participe, c'est José Ignacio López Sussin, qui est directeur général de la politique linguistique, directeur donc de la politique linguistique pour le gouvernement aragonais, de l'autre côté de la frontière. Et Mercedes Epamen aquí, muchas gracias de estar con nosotros a distancia, pero presente. Michael Barès, qui est aquí també, del Congrés Permanent de la Llengua Occitana, et qui va nous aider à faire des revirades, des compréhensions, notamment avec la part aragonaise laquelle discutida. Donc, on va commencer en les présentant un peu plus clairement, qui sont tous les membres de cette table ronde. Langue occitane, un groupement d'intérêt public qui est assez récent, puisque vous finissez le premier mandat. On va voter dimanche, mais il a été créé en même temps que les nouvelles régions il y a 6 ans de ça. Vous êtes donc avec l'OPLO en charge de la politique linguistique de l'Occitan sur 2 régions, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Pyrénées, Méditerranée. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer les mises plots, les chantiers, et puis même, j'allais dire, après ce premier mandat, est-ce que vous avez pu justement avoir un bilan, découvrir quels étaient les chantiers essentiels au cours de ces 6 années? Essentiels et nombreux, n'est-ce pas? Alors effectivement, vous l'avez dit, l'Office, c'est l'outil de politique linguistique des 2 régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Et cet office est né avec les nouvelles régions. Et donc, mécaniquement, initialement, cet office devait être un groupement de l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées. Et à cause de la fusion, mécaniquement, on a 5 anciennes régions en fait, qui sont entrées dans l'office. Mais évidemment, nous ne couvrons pas l'entièreté de la zone occitanophone en France, évidemment. Et également, nous sommes censés être l'outil de politique linguistique de l'État. Je dis cela puisque, comme vous le savez, nous ne sommes pas dans un pays d'une décentralisation extrêmement forte et on expérimente à plein en ce moment les incohérences entre les décisions nationales et ce qui peut se construire au niveau local ou plus sur l'échelon territorial. Les missions de l'Office sont tout simplement les missions habituelles d'un office, et vous avez raison de souligner qu'il est récent, c'est l'avant-dernier, le dernier étant l'Office public de la langue catalane, qui a été créé, je crois, l'année après la naissance de l'Office. Donc les missions assez classiques, transmission de la langue, socialisation de la langue. Alors, il faut quelques éléments peut-être de bilan sur ce premier mandat, vous l'avez dit. Je crois qu'aujourd'hui, l'Office a su, en tout cas, trouver une assise. Les débuts ont été difficiles. Ils ont été difficiles pour plusieurs raisons. D'abord, la complexité de mettre autour de la table des collectivités, mais également l'État, donc des partenaires qui ont des niveaux d'intervention plus ou moins égaux et des types d'intervention différents. Donc il y avait une nécessité aussi d'harmoniser une participation de l'État à la naissance de l'Office faible, 68 000 € de participation. Je me tourne vers Antoine, qui est président de l'OPLB et qui sait que l'État met le même montant que les autres partenaires, à savoir 860 000 €. Mais à la naissance de l'OPLB, l'État mettait 500 000 €. Il ne reste pas moins que il y a un écart assez important. Et cette question-là est importante puisque c'est la question des moyens. Et les moyens de l'Office, pour un territoire de 22 départements, je le rappelle, étaient relativement faibles. Aujourd'hui, on est à une équipe constituée de 8 personnes. À titre d'exemple, je crois que l'Office breton a une quinzaine de personnes pour un nombre de départements bien moins important. Donc voilà, ceci dit, je crois que nous avons tout de même réussi à mettre en place un certain nombre de dispositifs, principalement d'abord pour faire en sorte d'augmenter le nombre d'élèves en fait, qui suivent l'enseignement de l'occitan. Ça a été vraiment la priorité absolue face à on va dire, la multiplicité des chantiers,
des dispositifs en place qui puissent servir la communauté des élèves. Je pense par exemple au fait d'avoir du matériel pédagogique à disposition pour les enseignants et pour les élèves. Jusqu'à présent, je sais qu'il y a une représentation du CAPOC dans la salle et jusqu'à présent, effectivement, il y avait de l'édition mais qui n'était pas mise à disposition gratuitement, par exemple sur la région Occitanie. Donc, à travers l'Office, on a pu étendre un petit peu ce dispositif à l'intérieur. Le problème principal, le vivier d'enseignants. On manque cruellement d'enseignants, c'est ce qui aujourd'hui nous empêche d'ouvrir des classes et ce n'est pas la demande sociale, contrairement à ce que je peux entendre ici ou là. Et aujourd'hui, on a réussi à mettre en place des dispositifs comme Enseignat, des bourses à disposition d'enseignants qui fonctionnent très bien. On a une trentaine de demandes par académie chaque année. Malheureusement, les moyens en face mis par les rectorats ne suivent pas encore, mais nous n'abandonnons pas évidemment la négociation. Donc voilà, la politique linguistique, principalement l'enseignement, la communauté éducative, qu'est-ce qu'on peut déployer comme dispositif pour faire en sorte d'avoir plus d'élèves et que ces élèves soient mieux accompagnés qualitativement dans leur apprentissage. Et l'autre chantier, c'est l'autre jambe, on va dire, c'est évidemment la socialisation de la langue. Et là-dessus, l'Office n'a pas pu s'emparer jusqu'à présent de l'ensemble des chantiers nécessaires. Et ils sont nombreux et je crois que c'est sans doute le tournant qu'il y aura à prendre à partir du nouveau mandat pour l'Office, c'est-à-dire de pouvoir s'attaquer à des chantiers comme les médias, qui, voilà, on sait, ont un besoin important de ce point de vue-là, mais aussi l'accompagnement de collectivités, à commencer par les régions elles-mêmes. La Nouvelle-Aquitaine, par exemple, vient d'adopter sa feuille de route où on a déterminé un certain nombre de compétences très transversales que les régions pourraient activer, le tourisme, la formation professionnelle, puis évidemment la propre socialisation de la langue au sein de l'institution. La signalétique, par exemple, dans les lycées, dans les gares, etc. Et à ce titre, les ressources numériques, on en parlera sans doute tout à l'heure, seront très utiles et sont très attendues. Et puis, effectivement, le fait de pouvoir aller chercher d'autres collectivités qui, aujourd'hui, n'ont pas forcément de politique formalisée. Alors, ici, on est dans un département où, effectivement, il y a une politique très forte, mais il y a d'autres départements, je pense notamment à l'ancienne région Limousin, où il n'y a pratiquement rien, en tout cas rien de formalisé comme une politique linguistique. Et nous avons choisi de déterminer des zones, des cœurs d'occitanité, entre guillemets, et des zones où l'accompagnement de l'Office pourrait avoir un effet levier pour aller chercher communes, départements, et l'articuler avec l'action de la région et de l'État, puisque on voit bien, et c'est l'exemple, je crois, basque qui est tout à fait parlant, que quand on a une articulation des différents niveaux d'intervention, ça marche et ça fonctionne. Voilà. Merci beaucoup. Annan passa alla seguita, on va passer au deuxième invité de cette table ronde, Anton Curucciari. Merci beaucoup, Milesker. Donc, vous êtes, vous, président de l'OPLB, Office public de la langue basque, on l'a dit. Là, on en avait un exemple récent. Vous êtes l'exemple le plus ancien des offices publics. Premier outil, donc, pour une politique linguistique. Alors, on va parler de vos missions, de vos chantiers aussi. Peut-être aussi, est-ce qu'on pourrait savoir ce qu'a changé le fait d'avoir l'Office public de la langue basque pour la situation au Pays Basque Nord? Adi Schatzmund, Egunon Dener, bonjour tout le monde. Alors, l'OPLB, effectivement, c'est peut-être le premier des offices qui a été créé, et c'est certainement dû à la force du monde militant basque dans les années 80-90, le monde associatif qui a poussé fortement à l'institutionnalisation d'une politique linguistique. Et donc, c'est comme ça qu'on est parvenu, en 2003-2004, à préfigurer cet office public qui a donc maintenant 17 ans d'existence. Donc, c'est le plus ancien. Mais je suis président depuis 9 mois, pas plus. Donc, moi, je suis un jeune président encore. Un peu dans la tempête avec les histoires immersives et compagnie. Voilà. Et de l'actualité. L'actualité. Mais je pense que l'office public a changé beaucoup de choses, même si ça reste très largement insatisfaisant, notamment pour les mouvements qui l'ont porté. Ça restera toujours insatisfaisant. On est quand même un groupement d'intérêt public, un GIP, qui associe donc l'État,
la région Nouvelle-Aquitaine, le département des Pyrénées-Atlantiques et le 4e arrivé en 2017, la communauté d'agglomération. Mais avant la communauté d'agglomération, ce qu'on avait fait, c'était qu'il y avait un syndicat intercommunal qui regroupait une très grande partie des communes du Pays Basque qui finançait pour sa part l'office public. Voilà, les 4 financeurs qu'on a mis depuis l'arrivée de la communauté d'agglomération Pays Basque, les 4 financeurs au même niveau, 4 fois 860 millions. Donc nous, on est un peu comme les Bretons, on a une quinzaine d'employés dans les services, donc on est sur un demi-département avec une quinzaine d'employés. Vous voyez les différences quand même. Bon, après, voilà, c'est 16 ans d'existence qui font que petit à petit, l'équipe s'est structurée. On est structuré principalement autour des 2 mêmes missions principales parce que dès la fondation de l'office public, il a été sur comment on va dire, une feuille de route très claire. La feuille de route, c'est objectif former des locuteurs complets, c'est-à-dire de véritables bilingues, français et basque, former des locuteurs complets. Et pour ça, on s'est fixé un public cible qui est la jeunesse. Alors, on est resté assez général, la jeunesse, mais on rejoint exactement ce que disait Charline. C'est l'enseignement qui est un des poids lourds, comment on va dire, même parfois la directrice parle de problématiques qui vampirisent le reste des sujets. Là, actuellement, c'est effectivement le cas. L'office public est concentré sur la question de l'enseignement. Bon, c'est pas le seul point, mais alors, voilà, nos 2 objectifs, nos deux grands, c'est l'enseignement et la socialisation. Autour de l'enseignement, il y a toute la négociation sur le nombre de postes, sur le nombre de postes précisément pour CHK, qui est la fédération des écoles immersives, mais aussi dans les écoles privées catholiques, mais aussi dans les écoles publiques. On a la formation des enseignants. Et donc, ça, c'est un point important qui fait que régulièrement, on se retrouve avec l'inspecteur d'académie, avec la rectrice. On l'inspecteur d'académie plus régulièrement. Donc, il y a un dialogue permanent avec les autorités et avec les représentants de l'État pour l'éducation nationale. Il faut savoir qu'à l'Office public de la langue basque, l'État est représenté par trois de ces ministères. On a le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale. C'est Intérieur et Éducation nationale avec qui on est en relation la plus permanente, mais les 3 sont là. Alors, qu'est-ce que ça peut apporter ? Bon, déjà, ça apporte une très grande visibilité et l'Office public, comme il a aussi, à travers ses compétences, il a une 3e branche qui est un peu celle d'observatoire, qui permet de recueillir des données, d'avoir des statistiques, etc. Il nous permet d'avoir des données très précises et donc, lorsqu'on négocie, qu'on discute avec l'État et ses représentants, là, on est en mesure d'avoir des études sérieuses, des études complètes, et comment on va dire, l'état de la demande aussi qui est très très clair, qui fait que bien souvent on arrive à avancer, on arrive à faire bouger l'État bien plus que ce qui était prévu au départ. Parce que on est complètement crédible avec les données qu'on a et que ça nous donne de la force sur faire et sur les demandes qui sont réalisées. Donc le dispositif de formation intensive en langue basque des enseignants fonctionne bien, ce qui fait qu'aujourd'hui, si on a pu nous reprocher un temps la pénurie d'enseignants, aujourd'hui c'est le contraire. Aujourd'hui, on se plaint même que des enseignants qui sont bascophones et même parfois formés avec l'argent public de l'OPLB sont partis ailleurs dans d'autres académies. On les a perdus, on en aurait besoin. Et maintenant, c'est l'inverse qui se passe. On a eu ce cas-là au printemps. C'est qu'il y a une demande dans 2 collèges, un collège à Saint-Jean-Pied-de-Port et un collège à Anglette, une demande d'un enseignant en basque pour le PS Anglette, pour la physique-chimie à Saint-Jean-Pied-de-Port. Il y a des conseils d'administration d'établissements qui votent très largement, voire unanimement pour. On a des enseignants formés par l'OPLB qui sont capables de donner cet enseignement-là. On a un poste qui se libère, ça n'arrive pas tous les jours parce qu'un professeur part à la retraite. Et là, on se retrouve devant le blocage de l'État qui, pour des raisons X, Y, administratives, etc., nous dit non à la fin. Donc ça crée de l'incompréhension. Parce qu'on nous dit, voilà,
les représentants d'éducation nationale sont capables de jouer sur les deux tableaux. On nous dit il n'y a pas assez d'enseignants, voilà pourquoi on ne peut pas avancer. Puis quand il y a assez d'enseignants, on nous dit ouais, ben non, parce que là c'est trop compliqué, il faut respecter des équilibres, etc. Donc c'est une négociation permanente et je pense que l'OPLB, c'est quelque chose qui pour le grand public n'est pas très visible, mais cette négociation permanente, pied à pied et point par point, et cette expertise qu'ont les techniciens et les services de l'OPLB, qui fait qu'on arrive à avancer malgré tout, même si ça reste insatisfaisant. Voilà pour l'enseignement et ce que ça peut apporter. Ensuite, l'Office public de la langue basque, qu'il a pu apporter aussi dans la socialisation, c'est le fait d'identifier des acteurs qui sont considérés comme acteurs majeurs. Donc on a les radios en langue basque, le centre de formation des adultes qui s'appelle AECA, les réseaux on revient sur l'éducation, mais les réseaux d'associations de parents d'élèves qui sont bien comment on va dire bien aidés. Et aussi on a au-delà des seuls médias radiophoniques, on a aussi les médias vidéo, Canal Doudé par exemple. Bon, tous ceux-ci sont financés par conventionnement. Alors maintenant, ce qu'on va essayer, c'est d'aller vers l'étape suivante, c'est-à-dire aller vers des conventions d'objectifs et de moyens pour stabiliser et rendre plus pérenne l'action de l'office public. Là aussi, on se rend compte que nos enveloppes sont limitées. Mais un point là-dessus aussi, on a un partenariat fort avec le gouvernement autonome d'Euskadi qui participe financièrement à l'OPLB, 400 000 €, qui vont à ces opérateurs privés qui sont considérés comme très importants. Donc là, la coopération transfrontalière, elle joue à plein et elle est très, très efficace. Ça permet aussi, et pour le gouvernement autonome d'Euskadi et pour l'État qui regarde de près ce qui se passe à l'OPLB, de bien identifier où arrive l'argent, comment est-ce qu'il est distribué, etc. etc. Voilà. Donc, ce sont des dispositifs qui fonctionnent très bien. Et maintenant, reste encore et toujours la même question, c'est les demandes qui viennent de ces différents opérateurs. Des demandes, eux ont besoin de se structurer. Nous savons qu'ils ont besoin de cette aide financière pour pouvoir rayonner davantage dans un espace, en plus l'espace des médias qui est un espace de plus en plus concurrentiel. Et donc, on a ces demandes de financement qui nous arrivent et auxquelles, même si nous sommes par rapport à d'autres offices publics bien servis, on n'est pas en mesure de répondre. Donc ça reste très frustrant. Voilà. Puis là, il y a toujours du travail de toute façon. Même si, je pense que même si on avait ce budget-là, on trouverait toujours pareillement des choses qui nous manqueraient. Merci beaucoup, en tout cas. On va se tourner peut-être maintenant vers l'Aragon et on va parler de la situation, puisque c'est particulier en Aragon, il y a deux langues. En plus du castellano, il y a le catalan et l'aragonais. Et il y a une politique volontariste qui est menée pour l'aragonais, qui est une langue qui en a évidemment bien plus besoin que le catalan. Donc, alors, on a aussi la problématique de l'intercompréhension. On le voit puisqu'on va se parler en plusieurs langues, et pas en occitan, pas en catalan, pas en aragonais. Mais pour présenter donc ce travail, le travail qui est fait en Aragon, et qu'on connaît peut-être moins bien la situation de la langue aragonaise de ce côté-ci de la frontière, je me tourne vers José Ignacio López Susín, je rappelle, directeur général de la politique linguistique pour le gouvernement aragonais. Pues lo que decía es que por ese lado de la frontera no conocemos muy bien el aragonés y esta situación, entonces puede usted quizá enseñarnos cuál es la situación del aragonés, cuáles son las mesuras que se tomaron para su desarrollo. Adisat, Egunon, buen día. En primer lugar, además de saludar a todos los presentes, quería dar la enhorabuena a lo Congrés por la organización de este acto y también por permitirme intervenir de manera no presencial, que ya sé que ha ocasionado algunos problemas o por lo menos más trabajo del necesario. Efectivamente, como bien decía Marius, en el año 2015, a finales de 2015, se creó en el Gobierno de Aragón la Dirección General de Política Lingüística por primera vez en la historia. Esto supuso que de una inversión en el año 2015 que se había consignado en el presupuesto de 15.000 euros y no se había ejecutado, pasamos en el año 2016 a una inversión de 600.000 euros. Solo con esto, digamos que ya
queda claro la diferencia del interés del Gobierno de Aragón de trabajar en pro de sus dos lenguas minoritarias, del aragonés y del catalán, como muy bien se ha explicado. Este trabajo había quedado prácticamente relegado a las asociaciones culturales que durante pues, prácticamente 40 años habían soportado todo el trabajo de normalización, tanto social como lingüística, de las dos lenguas, especialmente del aragonés. Bueno, esto ha supuesto un crecimiento exponencial, pero me gustaría compartir con todos ustedes pues una pequeña presentación que quizá hará más fácil de entender pues lo que quiero transmitirles. Pues, je vais déjà commencer par traduire cette petite partie. Donc, un remerciement à tous ceux qui sont aujourd'hui et qui ont organisé ce congrès. Donc 2015, la Direction générale de la politique linguistique a été créée avec un budget d'une hauteur d'environ 15 000 euros. Dès l'année suivante, la croissance est exponentielle parce que dès 2016, on est passé sur un budget de 600 000. Donc une croissance très forte sur l'intérêt des deux langues, à savoir qu'avant, donc pendant plus de 40 ans, toute action concernant aussi bien la langue aragonaise que catalane du côté aragonais était tenue par des associations culturelles qui tenaient à bout de bras la situation de ces langues, et que depuis il y a une croissance très forte des actions envers la promotion de ces langues. Te vuelvo a dar la palabra a Nacho. Bien, muchas gracias, Micael. Bien, por centrar un poco la situación y por dejar claro pues cuál es la situación también geográfica de nuestras lenguas, podemos ver en esta primera diapositiva las zonas de utilización actual del aragonés y del catalán, que son las que están en color rojo el aragonés y en color morado o violeta el catalán. Efectivamente, Aragón es un país trilingüe. El aragonés y el catalán estaban ya presentes en el territorio en la Edad Media cuando se formó el reino, y el castellano se incorporó en el siglo XV como consecuencia fundamentalmente del acceso al trono del reino de Aragón de una dinastía castellana. Podemos decir, por tanto, que Aragón es un país trilingüe, pero que se expresa oficialmente de modo monolingüe. La situación del aragonés, si vamos a esta lengua concretamente, que es la que está presente en este programa transfronterizo, es muy delicada, dada su progresiva castellanización y la pérdida casi generalizada de la transmisión generacional, como puede verse en los mapas y en las infografías que presentamos. Según el censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística en 2011, el número de hablantes de aragonés activos o pasivos estaría en torno a 56.000 y el del catalán en torno a 89.000. En números relativos diríamos que el 2% de la población sabe hablar aragonés y el 4% catalán. En 2015, cuando se creó la Dirección General de Política Lingüística, como decía anteriormente, pues comenzó un trabajo en dos ámbitos, en el ámbito educativo y en el ámbito de la promoción y difusión, que prácticamente es lo mismo que han comentado los interlocutores anteriores para el caso del occitano y del vasco. En el campo educativo se ha duplicado, en el caso del aragonés, el número de alumnos, de profesores, de centros que imparten la lengua aragonesa, bien como asignatura o bien como lengua vehicular. Hay que decir que desde esa fecha la lengua es de elección voluntaria por parte de las familias, pero es curricular y evaluable. Está dentro del currículo porque se han elaborado los currículos de todas las etapas educativas. Tenemos, por tanto, digamos que hay alrededor de 1.700 alumnos, 24 docentes y más o menos 600 alumnos que lo hacen a través de cursos online, bien de la Universidad de Zaragoza a través de una cátedra que patrocinamos o bien a través de organizaciones no gubernamentales. En el caso del catalán, la situación es mucho más estable. Se comenzó a enseñar catalán en los años 80 y prácticamente pues, la diferencia viene siendo demográfica, es decir, la variación demográfica es la que un poco condiciona el número de alumnos que estudian catalán en la franja oriental de Aragón.
bueno, es el 80% más o menos de las familias los que eligen la enseñanza de esta lengua. Como decía, aparte de la educación, hemos llevado a cabo acciones en personas incluidas en el programa, cerca de 150 empresas, veintitantas asociaciones y otras tantas instituciones. Se han puesto en marcha también convocatorias de subvenciones tanto para asociaciones como para ayuntamientos y comarcas. Tenemos un canal de YouTube que tiene en torno a 250 vídeos. Bueno, es uno de los más de los que tienen más número de vídeos y de suscriptores del Gobierno de Aragón. Se ha incorporado por primera vez la lengua aragonesa con un programa en la televisión autonómica. Se han llevado a cabo convenios con comarcas, con ayuntamientos, con sindicatos, con asociaciones, con empresas para la implementación de las dos lenguas en su vida diaria. Se creó también la Comisión Aragonesa de Toponimia para recuperar los topónimos tradicionales que, bueno, pues en muchos casos estaban castellanizados o incluso se habían ocultado con nombres que no tenían nada que ver con la tradición. Se ha incorporado el aragonés al marco común europeo de referencia para las lenguas. Por primera vez se han llevado a cabo exámenes de nivel. Hubo alrededor de 500 personas que se inscribieron en los exámenes de nivel. Por tanto, hay personas ya que están tituladas en aragonés. Se ha incluido también el aragonés como una mención en el grado de magisterio, de manera que este año han salido los primeros maestros titulados. Bueno, es decir, que se ha puesto, digamos, al día esa situación, incluso con una normativa que permite el reconocimiento de esas titulaciones para efectos de incorporarse a la administración. Se han creado alrededor de un centenar de recursos educativos, tanto en formato digital como en formato tradicional. También se han hecho o se han apoyado pues, varios centenares de publicaciones. Pusimos en marcha una página web en el año 2017 que tiene ya 2 millones de visitas en 3 años, con numerosos recursos tanto de tradición oral como de publicaciones, biografías, noticias. Se saca un boletín semanal de noticias que tiene 800 suscriptores y finalmente, pues a través de este programa, el programa Linguatec, hemos llevado a cabo una serie de recursos digitales de los que hablaremos más adelante. Donc, pour synthétiser un petit peu cette présentation, ce que nous avons vu, au tout début, nous avons vu la zone géographique de l'extension des langues d'Aragon. Donc, comme vous pouviez voir, de l'aragonais principalement proche des Pyrénées et aussi dans catalan, dans la zone qu'on appelle la Frange ou la Franja, évidemment frontalier avec la Catalogne, qui étaient donc deux langues qui se parlaient historiquement pendant des siècles, jusqu'à l'arrivée du XVe siècle avec la castillanisation, le rassemblement de la couronne d'Aragon et Castille, donc ce qui en fait un pays. Mais évidemment, la castillanisation progressive de la fin du XXe ont fait qu'en 2011, selon les chiffres, on avait environ 56 000 locuteurs d'aragonais, à savoir 2% de la population, et légèrement plus en catalan, à savoir 89 000, et donc 4% de la population. À partir justement de la création en 2015 de cette Direction générale de la politique linguistique, une grande campagne comme les autres offices publics que nous pouvons faire ici de ce côté des Pyrénées ont initié un grand travail de promotion éducative et de socialisation, avec de très nombreux exemples que nous a présenté José Ignacio, à savoir que le nombre d'élèves et de professeurs a grandement augmenté, qu'il s'agissait évidemment d'une langue d'un choix opéré par les parents, puis petit à petit une reconnaissance puisque la langue était évaluable selon les critères du cadre européen commun de référence pour les langues, le CECRL, que ça ne s'arrête pas non plus aux enfants, qu'il y a aussi de la formation pour adultes, comme pour AEK ou le CFPO pour l'Occitan, qu'ils ont atteint jusqu'à environ 600 élèves en ligne, adultes.
Évidemment, le catalan, on parlait là de l'aragonais, le catalan connaît une situation un peu plus stable, notamment avec l'influence des voisins beaucoup plus directs, et que dès les années 80, il y a eu un renforcement plus fort sur cette zone, la situation démographique, excusez-moi, pouvant partiellement l'expliquer. Donc, parmi les actions de promotion énumérées, beaucoup de choses comme des prix littéraires, beaucoup d'opérations de socialisation, notamment pour la diffusion, via des subventions ciblées comme nous venons d'entendre, mais également la présence sur la télévision autonomique régionale de la langue aragonaise, qui est une nouveauté, mais aussi la multiplication des conventions envers divers types d'administrations, mais aussi des entreprises, récupération des toponymes. Mais évidemment, comme on parlait du CAPOC tout à l'heure, même chose, éditation de matériel pédagogique, diverses publications de registres plus culturels, mais aussi des sites web, dont un qui nous citait, qui est plus orienté culture, qui a reçu plus de 2 millions de visites en 3 ans, ce qui n'est quand même pas rien, différentes revues, et justement via ce programme Linguatech, un développement des ressources numériques en coopération transfrontalière. Merci Pla, grazie Michael per aquella Ribera, aquella synthèse. On est dans un congrès transfrontalier, on va s'intéresser à une langue qui est... Alors l'occitan est aussi transfrontalier, mais le basque l'est encore plus, j'allais dire, puisqu'il y a une communauté même qui est la plus importante au sud de cette frontière et une communauté aussi au nord de cette frontière. Donc je me tourne vers vous, Anton Curucciari. Pour parler donc de la situation que vous avez, puisque vous avez un cadre d'institutions et de structures qui est très structuré, qui est très fort entre l'Eurorégion, les accords entre les différentes communautés qu'il peut y avoir, mais aussi la communauté de travail des Pyrénées, le réseau d'opérateurs publics, d'institutionnels. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir justement tout ce cadre institutionnel pour créer une communauté linguistique transfrontalière? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir ces structures-là, comme on les monte aussi dans nos langues, pour que vraiment... Comme les autres, a traversé les siècles et est encore aujourd'hui sans aucun doute une communauté linguistique transfrontalière à cheval sur les Pyrénées. Ça n'a pas été, comment on va dire, ça n'a pas été nécessaire jusqu'à, je dirais, la fin de la première moitié du XXe siècle. L'Euskara lui-même, cette langue-là, elle fait fi de la frontière, elle fait fi des montagnes. Au contraire, les montagnes ont parfois été un lieu où les pasteurs, les transhumants ont passé d'un côté et de l'autre et donc ont permis à la langue de perdurer. Donc cette langue-là, elle est par définition, dans la définition, on va dire, administrative européenne aujourd'hui, elle est une langue qui est dans 2 états différents. Et son aire d'extension a préexisté à la fixation définitive des frontières. Par exemple, la vallée dans laquelle moi je suis, les frontières ont été fixées en 1856. Donc jusqu'en 1856, ce n'était pas clair, la frontière. Voilà. Ça a même donné la naissance au pays Quin, qui est un territoire qui appartient territorialement à l'Espagne, dans lequel les habitants sont des citoyens français. Donc on est dans des complexités juridiques internationales comme ça. Elle s'en fiche de ça. Sauf qu'aujourd'hui, elle est en danger, notamment chez nous, en Pays Basque Nord. Elle est véritablement en danger. On est à 17% de la population qui la parle. Et donc on a senti un premier frémissement de stabilisation, notamment dans les jeunes générations, dans la dernière enquête sociolinguistique. Alors ça me permet de faire la transition sur le besoin qu'on a aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, ce dont on s'est rendu compte, c'est ce qui a permis, à travers les siècles, à la langue basque d'exister, aujourd'hui est en péril. C'est la transmission familiale. La transmission familiale est mise à mal. Je ne dis pas qu'elle a disparu. Dans certaines zones, elle est forte, voire très forte. Peut-être aujourd'hui plus forte en Egualde, en Pays Basque Sud, qu'en Iparralde. Ça demanderait vérification, je ne suis pas spécialiste là-dessus, mais l'office public est là et cette institution, elle est là pour pallier à ça. Et donc l'institutionnalisation et les relations transfrontalières avec nos 2 voisins
qui sont la communauté forale de Navarre et la communauté autonome d'Euskadi, deux voisins qui sont bien plus puissants que le petit Pays Basque Nord, et deux voisins qui ont alors chacun à leur manière et avec un bonheur différent, mais une politique par rapport à l'Euskara, par rapport à la langue basque. Donc on sait qu'il y a dans la communauté forale de Navarre, il y a différentes zones. Il y a 3 zones. Une zone dans laquelle la langue basque est co-officielle, dans laquelle on appelle ça la zone mixte, dans laquelle le basque n'a pas de statut particulier. Dans la communauté autonome d'Euskadi, le basque est co-officiel avec le castillan. Voilà. Nous, il n'est pas question ici en Pays Basque Nord de co-officialisation. Je dis il n'est pas question de la part de l'État. Hein. Ça serait une demande qu'on pourrait avoir nous, et qui me paraît parfaitement légitime, et que le milieu associatif militant a porté et porte encore. C'est un objectif, comment on va dire, c'est le bout du tunnel pour nous, que cette reconnaissance-là. On en est très loin. On est comme l'Espagne, et on voit bien que même en Espagne, les problèmes linguistiques subsistent, continuent d'exister, même si la langue basque est officielle ou en partie officielle sur le territoire. Donc, cette coopération entre les institutions, elle me paraît fondamentale. Et plus ça va, et plus j'ai l'impression que elle existe et on commence à s'en emparer véritablement. Moi, je vois dans les petites communes dans lesquelles j'y suis, alors je descends au niveau institutionnel de base, la commune, comment ces POC-TEFA, là, maintenant de plus en plus, dans les POC-TEFA, on intègre une partie linguistique. Voilà. Nous, on a fait un POC-TEFA vallée de Saint-Jean-Pied-de-Port, vallée de Baïgori et les vallées navaraises qui sont en face. Ce POC-TEFA-là, on a mis au cœur de ce POC-TEFA la question linguistique. La question linguistique qui ressort sur des projets, mais aussi sur des démarches. Donc ça, c'est au niveau communal. Et puis après, si on remonte, aujourd'hui, l'OPLB, je participe à 2 commissions qui sont mises en place par la communauté autonome d'Euskadi, dans laquelle est intégrée aussi la Navarre. Ça veut dire que les 3 institutions dans lesquelles on trouve la langue basque qui est parlée siègent dans... alors, ça s'appelle EAEC et EAB. EAB, c'est Euskararen Aholku Batzordea, c'est comment on va dire la commission consultative, la commission de conseil autour de l'Euskara, qui est présidée par Inigo Urkullu, qui est le président de la communauté autonome d'Euskadi, dans laquelle nous siégeons aussi. Donc là, on est au niveau institutionnel le plus haut qu'on puisse avoir nous. L'OPLB, je crois que c'est Euskara Bidean, l'outil dont s'est doté la Navarre pour développer une politique linguistique. Et la partie du gouvernement en Euskadi qui s'occupe de ça, et on siège tous les 3 ensemble dans cette commission-là. Il y en a une autre qui est autour de l'utilisation, l'usage de la langue basque à différents niveaux, qui peut être... donc on le retrouve sur une plateforme numérique dans laquelle les étudiants, les journalistes, les scientifiques, les universitaires peuvent aller chercher pour voir l'état actuel de l'usage. Donc, on a ces outils-là qui sont en train de se mettre en place. C'est vrai que nous, l'OPLB, on a des moyens limités pour pouvoir véritablement entrer ou s'emparer de ces concertations. On sait qu'il faut qu'on y aille et que c'est très important. Voilà, là, on fait face à nos limites humaines, mais elles existent et il y a la volonté de s'y intégrer. Puis après, quand même, ce qu'il faut qu'on souligne, c'est que toutes les 5 ans, une enquête socio-linguistique est menée sur l'ensemble du territoire basque pour savoir où en est l'usage et combien de locuteurs existent. Et ça, c'est piloté depuis Euskadi, mais c'est fait sur l'ensemble du territoire. L'OPLB prend sa part et ça nous permet d'avoir la vision... Enfin, on n'a pas mieux, la vision la plus précise possible des locuteurs en Euskara. On sait qu'on est en gros 50 000 sur les 310 000 habitants du Pays Basque, on est 50 000 locuteurs véritables. Après, il y a les passifs, ceux qui l'entendent, qui le parlent difficilement, mais voilà. 50 000 sur 310 000, bon, ça pourrait être pire, mais c'est pas franchement terrible. Mais ces enquêtes sociolinguistiques, elles sont le fruit de travail en coopération entre Euskadi, la Navarre et le Pays Basque Nord. Donc la coopération transfrontalière me paraît fondamentale. Mais merci beaucoup pour ces précisions. On va retourner du côté de l'Aragon, puisque il y a la question de l'intercompréhension, on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a 6 langues dans les Pyrénées, mais pour les échanges, c'est paradoxal, c'est parfois un frein, cette diversité linguistique, puisqu'on a aussi des problèmes de locuteurs, il n'y a pas forcément toujours de l'intercompréhension et on a recours à d'autres langues, la tentation de l'anglais,
ou du castellano ou du français pour se comprendre. Et alors on a aussi maintenant les nouvelles technologies. Et est-ce qu'on va se demander si c'est justement ces problématiques d'intercompréhension. Entonces, José Ignacio López Susín, ¿cree usted que ¿cree usted que las nuevas tecnologías pueden permitir superar las dificultades y facilitar la comunicación entre los habitantes de todas las regiones de los Pirineos? Bien, voy a continuar con esta presentación porque me gustaría hacer un breve recorrido histórico para precisamente profundizar en esta cuestión, en la cuestión de que la intercomprensión, y ya se ha dicho también por el anterior interlocutor, la intercomprensión ha sido lo normal en las relaciones entre Aragón, Occitania y el mundo de habla vasca, ¿no? Por decir algunas cosas así ya desde la Edad Media, la chanson de Roland narra las aventuras de este mítico héroe en tierras aragonesas, donde había venido a ayudar a los reyes cristianos aragoneses en su avance hacia el sur. De este Roldán o Rolando quedan recuerdos en la toponimia en numerosos lugares del Alto Aragón, como el Salto de Roldán, que es lo que estamos viendo en la pantalla, pues la Breca de Roldán, Puy-Roldán, y así hasta una decena de topónimos, muchos de ellos asociados a leyendas. Incluso para algunos historiadores, la denominada batalla de Roncesvalles no ocurrió en Navarra, sino que tuvo lugar en el aragonés Valle de Hecho, en el paraje que se conoce como la Corona de los Muertos. Se conservan textos literarios de la época, como Roldán en Zaragoza, escrito en aragonés, pero también el poema épico Ronsalvals, escrito en occitano, o la canción de Antioquía, en la que existen discrepancias sobre su lengua, que fue escrito en Roda di Sávena en el siglo XII. Pero de lo que no hay duda es que el fuero de Jaca tuvo versiones en occitano y en aragonés, precisamente porque numerosos occitanos habían ido a instalarse en la que fue la primera capital del reino. Y tenemos también un ejemplo de poema bilingüe occitano-aragonés a través de Raimbo de Vaqueiras, que entre los siglos XII y XIII escribió su canción Calenda Maya. Y eso fue así porque una parte de la población jacetana, como decía, era de origen franco, instalada en un barrio nuevo construido en la ciudad para ellos, el barrio que se llamó Urnao, y que más tarde, tras las alteraciones de Aragón a finales del siglo XVI, fue destruido por Felipe II para instalar en él la ciudadela. Posiblemente fue allí porque se trataba de una fortificación para defenderse de posibles invasiones norteñas y así el escarnio era doble. En la Edad Moderna hubo migraciones especialmente a la zona del Somontano de Barbasto, de donde viene la tradición vinícola de la zona, donde encontramos apellidos como Pascal, etcétera, pero también al sur de Aragón, donde es frecuente encontrar los apellidos Bernat, Franco o Gascón. Todo este fluir de personas entre Occitania y Aragón ha supuesto también un influjo lingüístico concretado en numerosas voces compartidas. Podríamos hacer historia ficción y decir que si el rey de Aragón no hubiera perdido la batalla de Muret a manos del rey de Francia, ahora formaríamos parte de un mismo estado pirenaico. Quiero decir con esto que la interrelación entre personas de uno y otro lado de los Pirineos se hacía en la lengua de cada uno y existía intercomprensión entre los pastores aragoneses, roncaleses y bearneses, por ejemplo. Respecto al vasco, además de ser la lengua de contacto con el aragonés por el oeste, el Valle de Ansón, la Canal de Verdún y las Altas Cinco Villas, existe un indudable sustrato de tipo vascón en toda la zona pirenaica que se manifiesta en la toponimia, Bisagorri, Lárrede, los diferentes lugares llamados Xavierre, etcétera, y en algunos rasgos morfológicos. Además, sabemos que personas de lengua vasca iban en el siglo XIV a vender al mercado de Huesca, porque en las ordinaciones de esta ciudad se prohibía a los mercadores hablar en vasco, en hebreo o árabe. Es decir, que había una gran interrelación. Además, las glosas emilianenses recogen por primera vez un texto escrito en euskera y en aragonés, no en castellano, como dice la doctrina política oficial, que no la doctrina científica, lo que podemos considerar también, por tanto, como el primer texto bilingüe de estas dos lenguas.
Ciertamente, en la actualidad no es raro oír hablar en vasco en las calles de Jaca, de Viescas o de otras poblaciones o instalaciones invernales del Valle del Aragón y del Valle de Tena. Existe una intensa relación a través del turismo, con evidentes implicaciones de tipo económico, que durante estos meses de pandemia y cierres perimetrales hemos visto incrementada ese interés por parte de los hosteleros altoaragoneses que echaban de menos a sus clientes vascos y occitanos. Pero también nos ha sorprendido ver un anuncio del Ayuntamiento de Donosti llamando al turismo zaragozano. Actualmente, lo más probable es que la relación entre personas de los valles pirenaicos del norte y del sur se produzca en francés o castellano y, por tanto, recuperar hoy esa interrelación entre las personas de los valles pirenaicos del norte y del sur y también con las personas de habla vasca nos parece históricamente adecuado y culturalmente interesante, y eso hoy en día se puede hacer a través de esas herramientas digitales en las que estamos trabajando. Una relación, por tanto, que hoy se ve con implicaciones económicas. ¿Por qué no? Esas implicaciones económicas a través de los recursos digitales puede tener también contenido lingüístico. Donc, en quelques mots, donc, pour pouvoir répondre à la question justement de cette intercompréhension, ici José Ignacio nous a fait un bref parcours historique pour nous donner des exemples déjà de contacts qui sont loin d'être forcés, modernes et comment dire, antinaturels, en nous donnant par exemple l'exemple du Moyen-Âge de la chanson de Roland, qui nous ont donné de nombreux toponymes qui sont associés à des légendes que nous avons en commun dans notre histoire, aussi bien littéraire que comment dire, de chacun des côtés des Pyrénées. Que certains historiens se posent la question que si la bataille de Roncevaux s'est plutôt développée du côté des vallées Navarre ou des vallées de Hecho, et beaucoup différents écrits qu'on a pu voir, peut-être un peu petits derrière votre écran, en fait sont des témoignages manifestes justement de ce contact, puisqu'il était difficile de déterminer quelle était la langue exacte dans laquelle ça pouvait être publié, si c'était plutôt occitan, plutôt aragonais, à partir des documents du XIIe siècle, parce qu'il y avait des contacts évidents. Excusez-moi. Et donc, ce sont des preuves, même notamment le fameux poème bilingue de Raymond de Baqueiras, qui nous a montré un certain troubadour assez célèbre pour ceux qui étudient l'occitan, qui était bilingue en occitan et aragonais au XIIe, XIIIe siècle, ce qui fait que c'est loin d'être récent, ce contact que nous avons, notamment aussi ce qui a pu se retrouver à travers des patronymes qui souvent ont pu se retrouver du côté occitan des patronymes de nos deux zones occitane et aragonaise, si la bataille de Muret avait donné finalement un autre résultat. Évidemment, on pourrait réécrire l'histoire comme on voudrait, mais au-delà de cette bataille, les contacts pastoraux, comme nous évoquions avant avec les bergers basques du côté nord et côté sud, voilà, ils en sont, mais aussi entre occitans, aragonais et basques, c'était extrêmement fréquent des échanges. Et que notamment toute la zone de contact de la vallée d'Anso et des vallées de Navarre ont de la toponymie commune. Il n'est pas rare de trouver de la toponymie basque du côté anchotano, et on peut retrouver d'ailleurs la même chose du côté pyrénéen occitan, finalement, beaucoup de toponymie basque. Et notamment, il nous donnait l'exemple que sur certains marchés, il était interdit de parler hébreu, arabe et basque, et donc les marchands se déplaçaient où les langues étaient permises, et donc le contact a été absolument évident, et voire même obligatoire pour survivre. Et donc là, c'était un point historique, mais qu'en est-il au présent ? Eh bien, notamment avec la situation de crise que nous connaissons, il y a un intérêt touristique très fort de part et d'autre, notamment entre basques et aragonais, mais aussi entre aragonais et français finalement.
qu'il y avait évidemment que beaucoup d'hôteliers de Jaca dans les Pyrénées aragonaises appelaient de leur vœu que le retour de leurs touristes basques, et de la même manière à Donosti, donc à Saint-Sébastien, un appel à un retour des touristes de Saragosse. Donc il y a des contacts, des liens naturels qui sont là, qui sont forts, et on espère justement que ces outils qui permettent de continuer de faire culture, de faire vie ensemble à distance, permettent de renouer des liens et de les développer. Voilà. Et on va continuer sur les liens et sur l'aspect transfrontalier et la compréhension. On va parler de l'occitan. C'est une situation particulière perché l'occitan est en contact avec toutes les langues des Pyrénées. L'occitan est en contact avec toutes les autres langues des Pyrénées, ce qui est donc une chance aussi, puisqu'on peut échanger et du coup échanger des technologies, échanger des savoirs avec tout le monde. On n'a jamais assez d'aide, surtout dans la situation qui est celle de la langue occitane. Et donc, Charline Claveau-Abadie, avec l'OPLO, vous êtes présent évidemment dans le POCTEFA, vous soutenez également Linguatec, et avec cette situation donc de la langue occitane, qu'est-ce qu'il y a à aller chercher, puisqu'on voit que ça permet d'avoir des locuteurs, d'avoir de l'intercompréhension, les nouvelles technologies chez nos voisins. C'est la technologie qu'on va y chercher, c'est peut-être aussi notre regard, notre réflexion, puisque ils ont la chance, on l'a évoqué, notamment du côté sud de la frontière, d'avoir, pour certaines langues, des situations quasiment normales de vie. Est-ce que c'est ça qu'on va aussi chercher, d'autres réflexions, en plus des outils ? En tout cas, une situation de co-officialité, ce qui change beaucoup de choses. Pour revenir sur le POCTEFA, l'OPLO a été bénéficiaire d'un POCTEFA aux côtés de l'OPLB, ça s'appelle Escola Futura. Ça a été un échec pour la partie occitane. C'est-à-dire que l'idée de ce POCTEFA, c'était de remédier au manque d'enseignants en allant les chercher de l'autre côté de la frontière. Puisque l'université de Leyde propose un enseignement en occitan. L'occitan, là-bas, est langue co-officielle. Et donc, l'idée, c'était d'aller chercher des étudiants pour qu'ils viennent en France suivre la formation initiale, passent le concours, et donc, ils avaient une formation en français également, et viennent alimenter le vivier enseignant. Et à l'inverse, des étudiants côté français pouvaient faire un échange là-bas. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné d'abord parce qu'en France, à l'époque, on était en période de grève universitaire. Et donc, comme l'information passait notamment par les professeurs des universités, les universités étaient fermées, notamment celle de Montpellier. Donc, c'est tombé au pire moment. Ça ne s'est pas fait. Et globalement, on a beaucoup de mal. Autant on arrive à avoir des enseignants qui souhaitent se former pour devenir enseignants en langue occitane, autant du côté des étudiants, c'est difficile. Et c'est très lié au fait que, surtout côté Nouvelle-Aquitaine, l'enseignement supérieur, les parcours en fait possibles dans l'enseignement supérieur sont insuffisamment développés. Et c'est d'ailleurs formation initiale avec des mutualisations d'ailleurs basques. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a souhaité aller sur un autre axe sur le transfrontalier. En fait, on a profité pour mener l'enquête sociolinguistique. Alors, vous allez vous demander, mais où est-ce que je veux en venir ? Je veux en venir sur le fait que cette enquête, elle a été également menée au Val d'Aran. Et ça, c'était très intéressant. Antione a souligné l'importance d'avoir des données à présenter dans la négociation sur la mise en avant de la langue. Juste le Val d'Aran, signa que ça vous passe, c'est la zone occitane qui se trouve dans la région Catalogne, en Espagne. Tout à fait, merci. Et en faisant cette enquête, on s'est rendu compte que le nombre de locuteurs occitans au Val d'Aran, où l'enseignement est généralisé d'occitan, est de 68%. Alors qu'en moyenne, sur la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie, on est à 7%. Donc, voilà, c'était un petit peu une preuve un petit peu flamboyante. Et en cela, vous parliez d'utiliser ce qui se passe ailleurs pour développer ici. Ça, c'est un bon exemple. Mais sur la question du transfrontalier et du numérique, pour moi, la situation occitane,
elle est tout à fait particulière. Par grand enjeu de cette politique de développement de l'espace transfrontalier, c'est le fait de justement faire en sorte que la frontière administrative ne soit plus une frontière, que la frontière physique ne le soit plus non plus, même si Antoine a justement dit que la montagne, qui peut paraître un obstacle physique évident, n'a pas toujours été vécue comme un obstacle. Donc c'est plutôt comment les gens qui ont accès à une langue comme l'occitan, comme le basque, arrivent à déployer un espace de vie plus grand et plus large en profitant de cette opportunité linguistique. Je ne sais pas si opportunité c'est un très joli mot, mais pour pouvoir se projeter, je ne sais pas, on va aller chercher un emploi en Égo-Aldé quand on est au Pays Basque Nord ou ce soit pour du travail, etc. Et la situation de l'occitan, c'est particulier parce que autant pour le basque, il y a un imaginaire politique et géographique commun qui existe fort. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce d'entité dans l'esprit des gens. Mais quand on a fait cette enquête sociolinguistique, on s'est attaché aussi à questionner les représentations, c'est-à-dire comment les personnes qui parlent la langue, ou en tout cas qui sont des locuteurs passifs, vivent l'espace. Finalement, c'est très morcelé pour l'occitan. C'est-à-dire que la grande, enfin, je ne sais pas si je peux dire ça, mais comme la grande majorité des représentations, et là je parle, c'est quand on questionne les dénominations, vous avez encore des gens qui répondent, mais moi, mon village, on ne parle pas le même patois que le village d'à côté. Vous voyez, je pense que ce n'est pas le même niveau de maturité, je ne sais pas si c'est le mot, mais d'accès à une représentation d'un espace plus vaste et plus large. L'occitan, on est encore à souffrir quand même de ce morcellement des représentations de la langue. Alors, plus concrètement sur le transfrontalier, effectivement, mais là je pense que le congrès permanent de la langue occitane serait bien plus pertinent que moi là-dessus, mais sur le développement d'outils numériques, d'aide par exemple à la traduction, effectivement la proximité linguistique avec le catalan, je crois, a pu aider, puisque effectivement l'intérêt d'avoir une co-officialité des langues dans des espaces voisins, c'est que ça pousse à développer des outils, beaucoup plus que pour servir justement les politiques institutionnelles, mais pas que. Et donc, il y a sans doute une avance de ce point de vue-là sur lequel ensuite on peut s'appuyer. Et je crois que le Congrès a su utiliser voilà, des travaux qui avaient été menés en catalan, je pense, pour ensuite faciliter en fait, le développement de ces outils-là pour l'occitan. Donc effectivement, l'occitan, en ce sens, est une langue romane. Et donc, au carrefour comme ça de ces langues voisines, et on peut utiliser cela. Mais pour moi, la question du numérique, finalement, c'est pas seulement la question transfrontalière, c'est aussi la question de la diaspora. À partir du moment où vous développez des outils numériques, vous annulez les frontières, quelles qu'elles soient, que ce soit avec le pays voisin ou pas. Et donc, il y a toute cette notion de mise en commun et également d'accès. Et je crois que mon collègue aragonais a parlé de la culture. C'est une question, je crois, intéressante. Je pense à l'expérience, par exemple, menée par le CIRDOC, Institut Occitan de Culture, enfin, qui n'est pas une expérience, qui est une réalité avec Occitanica. Occitanica, effectivement, c'est une mise en commun de prendre votre petite mallette, taper à la porte d'un laboratoire ou d'un institut qui s'occupe de patrimoine et pour avoir accès à la ressource. Là, vous avez tout en ligne. Ça paraît évident, mais c'est pas si simple. Et la crise sanitaire, à mon avis, on s'en parlait à l'Institut culturel basque récemment, a transformé aussi les besoins. À quel point cela va être durable? Je pense à la culture, c'est la question de la diffusion qui a été questionné, puisqu'autant les acteurs culturels, pendant cette crise, ont été très soutenus pour la création. Il y a eu énormément de création de spectacles ou de sorties, de films, de théâtre, etc., de musique. Mais c'est la question de la diffusion, parce que certes, on a le sentiment là un petit peu qu'on est en train de sortir de la crise, mais on n'est pas à la merci d'une nouvelle vague. Et de plus, à quel point les pratiques de consommation culturelle se sont transformées. Et donc là, je pense à un projet qui s'appelle Mercatois, qui est un projet justement transfrontalier, qui vise à mettre en valeur les artistes qui, on peut dire, d'inspiration
traditionnels, c'est très réducteur comme terme, mais qui sont en tout cas des artistes qui travaillent ces identités linguistiques et culturelles particulières. Et Marque à toi, aujourd'hui, ce sont des rencontres physiques. On pourrait imaginer que on va vers de nouveaux outils numériques pour la mise en commun voilà, de diffusion, de création d'artistes qui se fichent finalement de la frontière, puisque c'est... Je pense à Ali Dessence, par exemple, qui est taranaise et qui tourne beaucoup ici, par exemple. Voilà. Donc on développe des outils et on va en parler cet après-midi, enfin ce matin, cet après-midi aussi, avec la traduction automatique en occitan. Il y a des outils qui apparaissent, Occitanica. Mais est-ce que maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens se approprient ? Savoir très directement où est-ce qu'on peut aller les chercher. Parce que la démultiplication des, on va dire, des sites internet, des applications, c'est pareil pour tout. Hein. Je veux dire, c'est pas uniquement le cas pour les outils numériques dédiés aux occitanophones. C'est vrai pour tout. Sauf que la zone occitane est tellement vaste qu'il y a énormément. Finalement, où est-ce qu'on trouve la ressource et vers qui on se tourne de manière évidente pour aller chercher la ressource. Antoine a parlé tout à l'heure de l'observatoire. L'idée de l'observatoire tel que nous, on essaie de le développer à l'Office, c'est aussi, en tout cas sur la partie enseignement, de pouvoir centraliser les infos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, accrochez-vous si vous êtes parent pour savoir où est-ce que vous pouvez scolariser votre enfant en occitan. Enfin, en Béarn, c'est sans doute beaucoup plus simple, mais il y a d'autres départements où c'est pas le cas. Et c'est une info basique. Enfin, je veux dire, voilà. Donc effectivement, nous on est en train de développer un travail de cartographie, etc., d'essayer de centraliser toutes ces données. Mais pour moi, la difficulté, elle est là aussi, c'est-à-dire comment on communique aussi suffisamment. C'est, à mon avis, aussi une question de communication, et il ne faut pas non plus se tromper, à mon avis, envers qui on communique. Parce que des fois, on a tendance un petit peu à communiquer envers ceux qui sont déjà sensibilisés. Or, moi, je crois que le principal ennemi de la reconquête linguistique, c'est l'indifférence généralisée. Enfin, je veux dire, l'enquête sociolinguistique l'a montré, 43% des habitants sont occitano-imprégnés, c'est-à-dire qu'ils ont conscience, ils sont sensibilisés, etc. 43%, c'est toujours moins que 50%, c'est-à-dire c'est moins de la moitié en fait. Donc c'est aussi comment on fait savoir à ces gens-là qui peuvent eux aussi vivre une expérience occitane, culturelle par exemple, et on sait que l'expérience culturelle peut mener ensuite au linguistique. Et il ne faut pas négliger, à mon avis, ce levier-là. Anant demorat din la thématique d'aquelles technologies nouvelles et des lourds usages, on va rester sur cette thématique et on va voir du côté de l'Aragon aussi donc quels ont été les progrès les plus importants, parce qu'il y a eu des transferts de compétences et de savoirs qui ont été faits dans le cadre notamment de partenariats comme Linguatec. Mais on va demander donc à José Ignacio López Ucín quelles ont été les grandes étapes. Donc, José Ignacio, lo que vamos a preguntarle es cuáles fueron los progresos más importantes que se realizaron en el desarrollo de las tecnologías nuevas para el aragonés y cuáles son las obras importantes que se deben realizar, pero ahora, las que faltan. Esa interrelación entre las lenguas aportará un valor añadido a la economía, ¿no? Y nosotros estamos convencidos, y creo que todos los que formamos parte de este programa, que solo una lengua útil para la vida diaria del siglo XXI y, por tanto, útil en todos los ámbitos de la sociedad, en la administración y también las relaciones económicas, podrá sobrevivir. Y este es el reto de todas las lenguas minoritarias y muy especialmente en 2016 ya vimos con mucha claridad que la oportunidad que nos brindaba unirnos a quienes estaban trabajando ya en la digitalización del euskera y del occitano era un tren que no debíamos dejar pasar. Y intentamos, pues, juntamente con lo Congreso, con el IAR, entrar en esa primera convocatoria del POCTEFA, pero no fuimos seleccionados. Entonces,
lo intentamos de nuevo y también con otros socios, Euskal Xandía, la Universidad de Toulouse, la Universidad del País Vasco, etcétera, en 2017, y ahí ya sí que se admitió este programa POCTEFA Linguatec. Entonces, elaboramos una hoja de ruta del aragonés, que es la que está en pantalla, y que hemos cumplido en un 90% en el periodo 2017-2021, y que va a continuar en el año. El programa POCTEFA Linguatec es, por tanto, una experiencia de éxito que nos ha permitido llevar a cabo en 4 años una tarea que de otro modo nos hubiera costado probablemente más de una década, y además la transferencia de conocimiento entre los socios del programa es una patente de la que, por supuesto, como la lengua, digamos, en peor situación, pues nos hemos beneficiado notablemente. Y todo ello augura un futuro próximo en que los socios van a continuar trabajando en común. El programa POCTEFA Linguatec nos permitió en un primer momento desarrollar una herramienta digital básica, como el Aragonario, un diccionario online que ya está disponible en las 2 direcciones, aragonés-castellano y castellano-aragonés, y tiene unas 2.000 visitas diarias. Todos se centraron en un traductor automático, que denominamos Traduce, que ya está disponible en la versión castellano-aragonés y está comenzando a trabajar en la dirección aragonés-castellano. Y en los pocos meses que lleva en funcionamiento ha tenido más de 5.000 usuarios distintos y más de 15.000 usos. Para tener a un solo clic, que se dice ahora, todas las herramientas digitales, se creó la plataforma Aragón Recursos en Línea Tal Aragonés, en la que se pueden encontrar todas las aplicaciones disponibles. Su implementación en productos multilingües se ha plasmado en apps turísticas para móvil del Camino de Santiago, que además nos parecía especialmente interesante y fue una propuesta además en el seno de una de las reuniones del POCTEFA, porque recoge o, digamos, discurre por todo el territorio POCTEFA, y también de un conjunto de iglesias singulares que hay en el valle contiguo, el valle de Tena, que son las iglesias de Serrablo. Pero también se ha utilizado para la puesta en marcha de una colección de libros electrónicos traducidos al aragonés que se pueden descargar desde la plataforma eBiblio del Ministerio de Cultura y del Gobierno de Aragón, y próximamente estarán también disponibles en traductores multilingües como Elia. Finalmente, se ha desarrollado la síntesis vocal del aragonés, una voz sintética, que se ha implementado ya en las herramientas turísticas multilingües y próximamente estará disponible también en el aragonés. Ya se está trabajando en otras herramientas como un teclado predictivo, un corrector ortográfico, una barra descargable para Chrome, para Firefox, que será en realidad en pocas semanas, y a más largo plazo en un reconocedor de voz conjuntamente con los socios occitanos y vascos. Para hacer este reconocedor se han obtenido más de 70 horas de grabaciones, tanto en aragonés estándar como en todas las variedades, y 1 millón de palabras de texto escrito, y ha sido gracias al concurso de más de un centenar de personas de todas las variedades diatópicas del aragonés. Y yo creo que es precisamente, todo este conjunto de cuestiones, es precisamente el espíritu del POCTEFA, el trabajo cooperativo entre los socios, la construcción de una Europa de las personas, un marco cultural, social y económico que nos acerque a otros pueblos de Europa y nos haga sentir que formamos parte de un proyecto común, democrático y de progreso para el futuro, un proyecto que llamamos Europa. Muchas gracias. Muchas gracias. Donc, quel progrès des technologies pour l'aragonais et des œuvres à réaliser. Disons que ce qui a motivé de base justement tout le progrès numérique pour l'aragonais, c'était comment faire en sorte que l'aragonais puisse être une valeur ajoutée économique, puisque en réalité une langue qui réussit à être utile dans tous les aspects de la vie, qui soit pas opportunité justement d'un projet de Linguatec qui était en train de s'opérer entre l'occitan, le basque. Ils se sont rendus compte que c'était en train de ne pas manquer, étant eux-mêmes comme la langue la plus menacée du massif pyrénéen. Donc un premier projet avait été déposé qui n'a pas abouti. Un deuxième a été plus large, qui a convoqué du coup plus d'universités, notamment celle de Toulouse, celle du Pays Basque. Le projet a été accordé, qui est donc le POCTEFA Linguatec, qui a permis de dessiner une véritable feuille de route pour l'aragonais. Comme nous avons pu voir
sur le tableau montré par José Ignacio, 90% des objectifs étaient atteints, sachant que cette feuille de route continue jusqu'à 2020. Donc des avancées ont été réellement faites. Et sans cette coopération, là, en 4 ans, les succès qui ont réussi à être accumulés, il leur aurait fallu facilement plus d'une dizaine d'années, voire plus. Donc le transfert, notamment technologique, cette mutualisation des moyens, des connaissances, des expériences passées est une réalité parce qu'ils sont véritablement passés d'une situation quasi inexistante dans le numérique à une amélioration exponentielle de leur présence et de l'existence en tant qu'outil numérique. Donc c'est pour ça que qu'il y a une continuation de ce contact qui veut être mené, parce qu'on voit tous les projets, toutes les réalisations qui ont été faites jusque-là, notamment l'application de l'Aragonario, qui est, bon, si je peux m'exprimer ainsi, comme le dit Codoc aragonais, à savoir qui reprend donc en castillan, aragonais castillan, plus de 2000 visites par jour, et qui prend en compte les variétés dialectales internes. Il y avait également Traduce, qui était donc un traducteur et qui est pour le moment très efficace de l'espagnol à l'aragonais, qui a encore une marge de progression dans l'autre sens, qui a pour l'instant jusqu'à 5000 visites uniques par jour. Et également ce qui est recherché, pour rebondir justement sur ce qui s'est dit avec l'éparpillement des ressources numériques, qui a été développée une plateforme où toutes les ressources en aragonais ont été réunies. Donc en plus de l'Aragonario et Traduce, nous avions l'application notamment pour le chemin de Saint-Jacques sur toutes les étapes, pour pouvoir lire, entendre en aragonais toutes les étapes qui ont été développées par le gouvernement aragonais, mais aussi un chemin sur les églises du Serrablo, et également une mise à disposition de livres numériques, toute une mallette, si vous voulez, de ressources numériques. Et concernant les projets, ce n'est pas les projets qui manquent, notamment un que nous avons en commun avec le Congrès, à savoir le développement d'une reconnaissance vocale qui s'appelait ici Reconoce, où ils ont déjà mobilisé plus de 70 heures de matériel audio en aragonais, encore une fois dans toutes les variétés internes, et de plus d'1 million de mots. Donc le projet est déjà bien en marche. Après, des envies et des idées, il y en a, notamment comme une barre multitâche pour les navigateurs, un clavier prédictif, un correcteur, beaucoup de choses sont en projet. Ensuite, il faut pouvoir les développer. Et tout ça, tous ces projets, toutes ces idées, ces envies auraient été impossibles et ne seraient pas possibles vraiment sans cette coopération transfrontalière, ces échanges, ces transferts de technologies, et qu'il y avait aussi toute une dimension humaine, que c'était en faisant ces projets-là que l'Europe se construisait. C'est autre chose qu'une structure évanescente. Non, c'est ainsi qu'elle se crée, et qu'on peut vraiment aller vers la survie de ces langues et exister en tant qu'Européens pyrénéens. Voilà. Bon, et merci beaucoup. Et merci à tu. On en a parlé, Charline Clavabadid, aussi de ces transferts, de l'usage qui va être fait de ces nouvelles technologies, puisque le but c'est quand même qu'elles soient employées. Vous avez parlé aussi du problème d'avoir conscience aussi de la culture occitane, qu'on peut avoir accès à cette culture. Le propre du numérique, c'est aussi de faire communauté. C'est-à-dire que les occitanophones, sur ce territoire qui est très vaste, des Prouveilles, des Pays de l'Isau, fins à Pyrénées, du Limousin jusqu'à Nice, sur ces territoires, le numérique permet aussi à tous d'échanger et au final de se sentir communauté. Est-ce que vous pensez que c'est la communauté linguistique, elle doit développer les outils technologiques, ou ce sont aussi ces outils technologiques qui font le développement de le changement actuel qui vient d'arriver avec la loi Molac, on n'en a pas parlé encore, ou à peine, parce que j'ai une petite anecdote. J'ai reçu il y a 2 jours une réponse du Premier ministre, de Jean Castex, à ma demande pour que sur le site du ministère de l'Intérieur, la demande était adressée initialement à Gérald Darmanin,
puisse être téléchargeable, une attestation français-occitan, attestation dérogatoire. Un peu, mais on se dit que peut-être qu'on y reviendra dans pas longtemps. Donc on a pris les devants. Il faut savoir que cette attestation, qui avait été éditée par l'Office dans les différentes variantes dialectales, a été téléchargée plus de 15 000 fois sur le site de l'Office. C'est quand même un chiffre intéressant. Voilà. Et donc nous avons fait cette demande-là au ministère de l'Intérieur, puisqu'on a vu qu'une attestation en anglais était disponible. Et réponse du Premier ministre, qui en appelle à la loi Toubon, et nous répondons qu'il était donc absolument impossible, malheureusement, de pouvoir accéder à notre demande. Bon, manque de bol, pardonnez-moi l'expression, entre-temps, la loi Molac est passée et qui annule les dispositions de la loi Toubon, qui, je le rappelle, avait été pensée pour protéger le français de l'anglais et non pas pour défendre le français contre les langues régionales. Voilà, donc je me suis fendue d'une réponse et j'attends la suite, mais tout ça pour souligner le fait que, malgré tout, la loi Molac vient donner une assise aux possibilités qu'ont les institutions pour développer de la signalétique. Je vous le rappelle, jusqu'à présent, c'était juridiquement non sécurisé. Et là, la loi Molac, qui, voilà, pour le coup, sur ce point-là, en tout cas, donne cette assise-là et ça. On peut se dire, mais ça se faisait déjà, etc. Mais regardez, nous, on est en train de développer un projet de signalétique sonore dans les TER. Donc en Nouvelle-Aquitaine, on aimerait pouvoir mettre en place, on discute depuis plusieurs mois avec la SNCF pour que sur les lignes, en occitan, en basque et en poitevin-Saint-Onger, on puisse avoir une signalétique sonore qui annonce, voilà, les annonces seront en plurilingue. Et la SNCF nous a opposé également la loi Toubon. Et donc voilà, en tout cas, désormais d'avoir la loi pour soi, ça peut vraiment aider à déployer ces outils de socialisation de la langue. Et d'ailleurs, pour la signalétique sonore, nous allons nous appuyer très concrètement sur le travail du Congrès permanent de la langue occitane, avec tous les développements dans le secteur du TAL, je crois, traitement automatique du langage. Voilà. Ensuite, est-ce que les outils aident à faire communauté ou est-ce que c'est la communauté qui font les outils ? Je pense que ça va dans les deux sens. On l'a dit, les deux offices sont très concentrés sur les jeunes générations, puisqu'on voit que, voilà, du point de vue démographique, il y a urgence et nécessité à ce que les jeunes générations puissent s'emparer de la langue. Le Congrès a saisi très vite, très tôt, le tournant du numérique. Enfin, c'est même pas un tournant, en fait. Je crois que c'est dans la constitution même de l'activité du Congrès, tout de suite, le numérique a été un parti pris fort. Et je crois que ça correspond aujourd'hui aux pratiques des jeunes générations. Et effectivement, les jeunes générations, mais pas seulement, vont pouvoir utiliser ces outils numériques, mais regardez Facebook. Vous avez... alors, il paraît que les jeunes générations, maintenant, ils sont plus sur Facebook, c'est Instagram, Snapchat, TikTok ou je ne sais pas quoi. Mais quand vous avez des posts en occitan, est-ce que vous voyez la traduction en catalan. On nous dit traduit depuis le catalan. Exactement. Et ce que je veux dire en prenant cet exemple, qui est un exemple qui fait partie du quotidien pour beaucoup, c'est que même quand vous n'êtes pas occitanophone, si vous avez parmi votre communauté des gens qui le sont, eh ben, vous n'avez pas de bonne traduction, vous n'avez pas. Enfin, je veux dire, et ça, pour moi, c'est symptomatique en fait. Et c'est en ce sens que des outils qui permettent aussi de faire le lien et d'avoir cette intercompréhension, ça permet, à mon avis, aussi d'attirer et de ramener vers la langue occitane des gens qui ne la parlent pas encore, par exemple. Je ne sais pas si j'ai trop répondu à la question. Si, non, mais vous pensez aussi que le but, c'est quand même de faire des locuteurs à terme pour l'OPLO. Et donc, oui. Est-ce que directement, outre la socialisation, mais les outils numériques comme cela, est-ce que vous pensez qu'ils permettent aussi de créer des locuteurs chez les jeunes notamment ? Alors là, on va être vraiment sur le terrain de l'apprentissage. Et très concrètement, encore une fois, la crise sanitaire nous a mis face très puisque les enfants se sont retrouvés confinés à la maison, sans présence physique d'un enseignant dans une classe, etc. Et là-dessus, il a fallu
fournir des supports aussi et des solutions numériques. Alors je ne parle pas des solutions numériques mises en place par le ministère pour les visioconférences, mais je parle de supports pédagogiques. Et là-dessus, l'OPLO, on s'est associé à Kuntam pour justement fournir et mettre à disposition des programmes en occitan enfants. Ah, non, vas-y, continue. Et ensuite, c'est la question également de la formation, par exemple, professionnelle. Le CFPOC est en train de développer des formations où on a une hybridation entre présence physique et accès via une plateforme numérique. Et on voit que c'est de plus en plus pressant, ces besoins-là. J'arrête là parce que sinon... Oui, je crois qu'il faut qu'on s'arrête. Anang, merci déjà à tout le monde. On va tous vous remercier d'avoir participé à cette discussion. On se retrouve tout à l'heure pour une autre table ronde, mais auparavant, on va laisser la place. Et donc, merci plat, Charline Clavabadi, merci Anton Kuruchari et merci force José Ignacio López Sousin. Merci Michael. Et donc, vous daïsan ame la signature d'accord des amés d'entrepresos et aquellos nouvelles médias, aquellas nouvelles aisines technologiques. À tout tard. À 11h.
Lusunu Maditz, le Lumerol, que desaya de Turnagaha, une place à la langue de la société, qui est l'espace public comme l'espace de l'économie, d'ap conseil au bilinguisme, d'ap traductions, etc. Et qu'aurat compris que oui, d'ap les opportunités technologiques qui sont auferides, qui vont pouvoir avoir pratiques de la langue, et donc nous allons pouvoir, grâce à ce traitement automatique des langues et les nouvelles applications concrètes pour l'occitan, pouvoir développer de nouveaux espaces et de nouvelles pratiques pour la langue occitane. Aujourd'hui, nous allons signer avec des institutions et des entreprises un accord. Elles vont venir témoigner de leur intérêt, de leur engagement pour utiliser ces différentes technologies. C'est un florilège de non exhaustif, hein, bien évidemment. Nous avons essayé de montrer, suivant différents champs de compétences, suivant également différents statuts et différents rapports, différents degrés de rapport avec la langue, ce qui pouvait se faire. Tout d'abord, il s'agira d'enseignement avec le réseau Canopé qui nous expliquera l'intérêt pour le numérique et notamment pour le CAPOC, Centre d'animation pédagogique en occitan, puis le centre Apprenne, qui est le centre de formation des enseignants dans le système immersif Calendrette, actualité brûlante, l'immersion. Également l'ISRLF, donc l'Institut supérieur des langues de la République française, donc un signal d'ouverture et peut-être un partage d'expérience. Ensuite, nous aborderons également les médias avec la société Ocprod et Octélé, grâce à qui vous pouvez nous suivre actuellement, évidemment. Pour ce qui est des entreprises, les affiches patrimoniales, les éditions Fricker, d'une part, également la société de textile Gasconne Adichat, à l'heure du commerce électronique, mais également la route des vins du Jurançon, avec des vignerons indépendants qui ont compris depuis un moment que culture des hommes et culture de la terre faisaient bon ménage, et un cépage identitaire s'il en est. Et enfin, nous clôturerons avec une approche plus touristique et des acteurs de terrain de type Gîtes de France en Pyrénées-Atlantiques et Bienvenue à la ferme, mais également le musée Jeanne d'Albret, Histoire du protestantisme béarnais, où on verra donc côté identité héritée, langue, religion, etc. ont toujours été prégnantes ici en Béarn, et voir les applications que ces opportunités technologiques nous offrent. Évidemment qu'il ne s'agit là que d'une sélection. Il y a des partenaires naturels, historiques, tels que le CIRDOC et Institut d'Occitan des Cultures, avec qui nous avons un lien quasiment organique. Et puis on travaille ensemble sur différents domaines. Il est clair que pour le patrimoine écrit, le patrimoine culturel et matériel, et même l'éducation artistique et culturelle, il y aura toutes les bonnes occasions de pouvoir développer ce traitement numérique et linguistique. Évidemment, on est dans une période un peu particulière en temps de campagne. On ne peut pas explorer trop les compétences des collectivités territoriales que sont le département et la région, mais chacune de ces collectivités dans leurs compétences pourront sans doute travailler, que ce soit sur la communication écrite ou audio, grâce à ce traitement automatique des langues, en échelle de premier niveau de collectivité également pour les communes ou les intercommunalités de type communauté d'agglomération du Pays Basque, qui songent déjà à annoncer en synthèse vocale
les stations du trambus de l'Aglo, le Pays de Béarn éventuellement. Et puis il y a aussi ceux que nous avions sollicités qui n'ont pas pu venir pour des raisons diverses et variées. C'est le risque inhérent de ce type d'exercice. On pense tout d'abord à Wikipédia et Rémi Gerbet. Je vous laisse imaginer l'océan de possibilités avec la traduction automatique, notamment pour avoir des ressources en occitan avec cette encyclopédie collaborative. Également, Journalette, un journal en occitan, nous a témoigné de son intérêt. Il a d'ailleurs contribué en apportant un corpus à la fois textuel et audio à l'élaboration, à la mise en œuvre de nos applications numériques. Il y en a qui s'en servent déjà. Loudiari, par exemple, qui est également un journal en occitan et qui a créé un petit personnage qui lit, grâce à la synthèse vocale, les articles en ligne qu'il rédige grâce à l'application Boots. D'autres, toujours du côté de Toulouse également, la Gascogne toulousaine, une société, une agence immobilière Rivière Immo, qui a compris le lien qu'il pouvait y avoir entre l'acquisition d'un bien immobilier, d'un bien physique et concret, et puis l'acquisition d'un bien plus immatériel qui est un bien culturel, et le lien qu'il peut y avoir. Et également l'entreprise labellisée Entreprise du patrimoine vivant, le Soulor, qui a dû se désister au dernier moment et qui, là encore, avec ce savoir-faire identitaire, veut mettre en avant la corrélation entre savoir-faire identitaire, le fond, la forme, la langue également qui est portée. Et donc, voilà, pour brosser un petit peu de manière générale les pistes d'opportunités. Je ne vais pas en dire davantage. Je vais demander à monsieur Vincent Michaud et peut-être Hervé Couture du CAPOC de s'approcher en leur donnant la parole et nous dire quelles sont les applications concrètes et qu'est-ce que cela promet dans leur cas. Donc, bonjour à tous tout d'abord. Alors, Vincent Michaud, donc, je suis nouvellement nommé à la direction territoriale Nouvelle-Aquitaine pour Réseau Canopé. Donc, avec Hervé, mon collègue et collaborateur du CAPOC, que vous connaissez bien mieux que moi. Sachez d'abord tout le plaisir qu'est le mien d'être présent dans cette prise de fonction, de découvrir les différents acteurs de cet écosystème local, j'allais dire. Et puis, à la lecture des articles et à vous écouter, il y a un certain nombre de valeurs autour de mots que je souhaiterais partager avec vous. J'ai noté un certain nombre de mots: la coopération, la transmission, la cohésion, les territoires, la mutualisation, la collaboration et bien évidemment la dynamique de projet. Alors, s'agissant du projet proprement dit, il s'inscrit complètement dans les missions de Réseau Canopé à travers le développement de l'offre numérique à destination des publics cibles, pour lesquels, pour nous, c'est la communauté éducative. Alors, s'agissant du numérique, il faut qu'on soit relativement clair, ce n'est pas une finalité en soi, c'est vraiment un levier et un moyen. Et c'est un vrai outil de différenciation, de diffusion. Et à travers la différenciation pédagogique, vous verrez tout à l'heure qu'Hervé en parlera. Sachez aussi l'engagement qui est le mien, au titre de Réseau Canopé, pour conforter la place et le rôle du CAPOC, au service donc de nos missions principales, que sont l'édition et la production de ressources, mais aussi la formation. On a pu entendre Charline Claveau sur les perspectives de formation pour les jeunes enseignants. Sachez que le CAPOC est situé donc à l'INSPE de Pau, l'Institut national supérieur du professorat d'éducation, et que c'est un acteur donc majeur déjà dans le site, mais aussi pour la future formation des enseignants. À l'échelle, par exemple, vous avez un ordre d'idée de 250 heures dans la maquette, ce qui est relativement important. Et donc, vous comprenez aussi mon attachement à le promouvoir, ces langues régionales, avec cet objectif de bi- et plurilinguisme, qui s'inscrit dans ce que j'allais dire l'ouverture culturelle que je souhaite et que je souhaite promouvoir, et qui fait que le monde est si riche et si divers. Alors, ce sera évidemment un plaisir de pouvoir échanger avec vous avant de laisser la parole à Hervé autour d'un moment plus convivial et d'apprendre évidemment à vous connaître, vous, l'ensemble des acteurs. Merci à vous. Comme l'a dit Vincent, en fait, pour nous, les outils du numérique, et notamment la synthèse vocale au CAPOC, nous amènent à nous réinterroger sur la place de l'oral dans l'enseignement. Parce que finalement, les langues,
c'est avant tout de l'oral, avant d'être de l'écrit. Et ce qui nous lie entre nous au niveau transfrontalier notamment, mais c'est cette oralité, la place de cet oral et de cette parole. Donc en fait, sur une application concrète, nous, en fait, je voulais vous exposer en illustration de l'avant-propos de Vincent. Pour nous, qu'est-ce que c'est, par exemple, l'utilisation de la synthèse vocale? Mais c'est par exemple pour un enfant qui est un petit lecteur, qui n'est pas très à l'aise avec l'écrit, c'est d'abord entendre la langue avant d'être confronté à elle au travers de l'écrit. On a par exemple une autre application qui pourrait être, avant de résoudre un problème de mathématiques que j'ai là, moi, devant sur mon cahier à l'écrit, je vais l'entendre, je vais l'imaginer, je vais me faire un petit film dans ma tête grâce à l'application de la synthèse vocale. Je vais essayer d'en connaître le sens, d'en définir quelques éléments d'abstraction avant de passer à l'écrit, avant de le regarder écrit et d'avoir une mais ce sont des outils, comme je vous le disais, de différenciation pédagogique et des outils de lien avec nos familles. Vincent a parlé de communauté éducative. Vous savez très bien que en fait, l'enjeu de l'enseignement, c'est le développement de locuteurs. L'enseignement immersif ou l'enseignement bilingue, ce n'est qu'un petit temps dans la vie de l'enfant. Et les outils du numérique en faveur de la langue occitane notamment, mais de nos langues régionales, mais c'est un temps d'exposition accru à la langue. Et c'est aussi permettre à des parents qui ne sont pas des locuteurs d'avoir une accroche avec cette langue, avec ces langues-là, avec cette langue pour l'occitan, et peut-être de devenir à leur tour, eux, des locuteurs et des transmetteurs. Bien, merci, monsieur. La transition che tutto trovato che si parla di bilinguisme e evitare l'educazione. Merci. Che vou demandar a Patrici Bacou, directeur du centre de formation Aprene. On se retrouvera pour la photo à la fin, quand même. Deviene ed insedise l'interesse che pot avere Aprene la causa. Et un seguint qui sera le Philippe Hamel. Que pose après ça, Philippe Edrin? Merci Jean-Bresse, merci à tous, à Dicias. Nous, on est bien sûr très heureux d'être là aussi, d'avoir fait quelques kilomètres, puisque après un établissement d'enseignement supérieur est basé à Béziers, mais bien sûr couvrant les calandrettes, 19 départements, mais on pourrait dire donc la trentaine de départements français qui sont touchés par l'occitan. Et donc, c'est un établissement d'enseignement supérieur. Depuis 40 ans, on peut dire que les écoles calandrettes immersives, c'est vrai que c'est sur l'actualité actuellement, constituent un laboratoire. Un laboratoire par rapport à ce qu'est l'immersion, puisqu'en 40 ans de chemin, on a pu, avec les collègues des autres réseaux, mais Philippe en parlera mieux que moi, donc constituer, récolter et aussi travailler des outils particuliers par rapport à l'immersion et par rapport à la pédagogie calandrette, qui est une pédagogie qui est à la suite de Célestin Freinet, on pourrait dire, c'est-à-dire une pédagogie active qui met surtout l'enfant en situation d'être sujet de ses apprentissages. Voilà. Donc, je ne vais pas faire long par rapport à ça. Il y a des sites, il y a plein de possibilités de pouvoir rentrer dans tous ces cheminements, puisque ça touche pas mal de questions, notamment la question de l'évaluation, puisque là aussi, on travaille à des évaluations qui sont sans note et de façon, coopérative et collective, qui marche très très bien d'ailleurs. Mais ce que je voulais dire, c'était que par rapport au numérique, déjà, on est de fait, j'allais dire, obligé de se servir du numérique, vu l'étendue du territoire et vu aussi notre ADN de la coopération. Et donc, on a pu développer certains outils à base de logiciels libres, puisque ça aussi, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, que le numérique ne soit pas soumis à des licences, mais puisse être travaillé librement et coopérativement. Et notamment, par exemple, des portfolios coopératifs pour suivre le chemin de langue et le chemin pédagogique et pouvoir partager ce chemin-là entre enseignants et avec les nouveaux arrivants, les étudiants. Et donc, dans ce cadre-là, tout ce que vous nous fournissez déjà depuis le début, le congrès, et puis ceux qui viennent de se rajouter là, ça va être
pour nous une grande fenêtre, une grande ouverture vers des innovations, vers effectivement, que ce soit la synthèse vocale, que ce soit, Hervé en a parlé, je pense que bon, pour nous c'est cardinal ce que vous faites. Voilà, à Cabaret et à Ital. Bonjour, je suis Philippe Hamel et je suis le directeur de l'Institut supérieur des langues de la République française. C'est un institut de formation des maîtres et c'est l'interlocuteur d'une part du ministère de l'Enseignement supérieur pour ce qui concerne la formation. L'ISLRF, l'Institut supérieur des langues de la République française, vous l'aurez noté au passage, c'est une glose non violente, mais un petit peu insolente de l'article 2, alinéa 1 de la Constitution française. Cet institut regroupe 5 langues qui produisent 5 bilinguismes précoces dans environ 500 établissements scolaires régulièrement ouverts et contrôlés par l'État français pour 15 000 élèves. Ce travail de l'Institut, c'est un travail de coopération et de recherche commune autour qu'offre l'immersion linguistique précoce pour les constructions cognitives des enfants. Aujourd'hui, il y a pléthore de recherches qui montrent que l'immersion est la voie la plus efficace pour l'acquisition des langues. Au point de vue planétaire, il n'y a pas d'ambiguïté et il y a accord général. En France, il y a, vous l'avez entendu récemment, quelques réticences, on va dire une difficulté à accéder à la modernité. Et donc, nous sommes en permanence remis en question, soumis à la question, ce qui est une formidable bonne chose, parce que ça nous oblige à rechercher l'excellence. Alors, je voudrais, au nom de tous mes collègues alsaciens, basques, bretons, catalans et occitans que je représente aujourd'hui, saluer le travail absolument considérable porté par le Congrès permanent de la langue occitane, parce que cette mise en place de possibilités numériques pour notre langue est une façon de mettre un petit peu en second plan la diglossie. Or, la diglossie, c'est notre pain quotidien. Et éduquer des enfants dans un contexte aussi négatif, c'est un enjeu difficile. Ce que je peux vous dire, c'est que grâce à la Covid, et je dis volontiers grâce à la Covid, nous avons mis en œuvre du télétravail, de la téléformation et des téléclasses parce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités. Cela nous intéressait parce que du fait de notre pauvreté en argent, nous pratiquions depuis une dizaine d'années au sein de l'ISLRF les réunions par visioconférence grâce au logiciel libre dont a parlé mon collègue. Donc, pour un coût qui est véritablement dérisoire, et nous avions la pratique de cela, ce qui a fait que la Covid ne nous a pas tout à fait pris par surprise et que nous avons simplement développé quelque chose que nous avions appris à faire. Voilà, donc je vais signer ce document avec enthousiasme et dire que nous y voyons, nous, un espace pour augmenter le degré d'autonomie de nos étudiants au cours de leur parcours de formation et que ça nous permettra de leur demander de mener encore plus de recherches pour nous rapatrier par leurs propres moyens un certain nombre de données que nous évaluerons, bien entendu, comme il se doit. Mais c'est une belle avancée. Merci. Merci Philippe. L'excellence, donc une transition toute trouvée également pour pouvoir parler du domaine des médias et avec
Lionel Banic, représentant, dirigeant de la société Ocprod et Doctélé. À tout à l'heure, Philippe. Ouais, Lionel Buanic, moi je dirige Ocprod, qui est une société de production audiovisuelle et qui est également une société qui édite donc Octélé, qui est une chaîne de télévision qu'on a montée il y a maintenant 8 ans et qui est entièrement en langue occitane et entièrement diffusée sur Internet. Il y a 8 ans, le digital ne s'imposait pas comme aujourd'hui. Et à l'époque, on avait quand même quelques sourires quand on créait cette chaîne et le fait notamment d'être entièrement digitalisé, diffusé sur le web. Et je suis très heureux d'entendre les paroles de Philippe tout à l'heure qui nous dit que enfin les outils digitaux font partie vraiment et sont reconnus comme une partie non seulement de notre quotidien, mais une partie indispensable du quotidien que l'on vit aujourd'hui et notamment les jeunes générations. Je suis très heureux et comme Philippe, je signais avec enthousiasme pour faire des algorithmes de synthèse vocale, parce qu'il ne faut jamais oublier tout le travail qui a été fait derrière ces outils, et il est énorme. Et pour faire des algorithmes de synthèse vocale ou de traduction automatique, il faut nourrir le ventre de l'intelligence artificielle de dizaines et dizaines et dizaines d'heures justement de paroles en occitan. Et on est très heureux, nous, Octélé, d'avoir pu y contribuer et d'avoir délivré nos bandes et nos fichiers pour nourrir cet algorithme et donc participer à la construction. Deuxième chose, en tant que chef d'entreprise, et là on est dans du pratico-pratique, moi je ne peux que me réjouir de voir de tels outils arriver. Faire de la télévision aujourd'hui en langue minoritaire, faire de la télévision en occitan, c'est mixer des équipes qui sont, on essaie en majorité occitanophones, mais pas toutes. C'est travailler aussi avec des partenaires en interne dans nos sociétés et en externe qui ne parlent pas la langue. Et avoir accès enfin à ces outils de traduction automatique, mais vraiment d'un excellent niveau tel qu'il a été fait par le Congrès, c'est une véritable révolution pour nous. Avoir accès à un outil qui va nous traduire quasiment en temps réel le site à la moindre modification, c'est une nouveauté. C'est aussi délester des collaborateurs de tâches qui n'ont pas non plus une valeur ajoutée énorme. Et c'est quelque part, et je le dis en tant que chef d'entreprise, imposer aux collaborateurs qui ne sont pas locuteurs d'aller utiliser l'outil plutôt que de venir nous enquiquiner tous les 3 minutes pour traduire ceci ou cela. On va dire, écoutez, vous êtes monolingue, maintenant vous avez des outils digitaux, apprenez à les utiliser comme nous, les plurilingues, nous les utilisons depuis longtemps. Ça, c'est une première chose quand on est dans une entreprise. Deuxièmement, faire une chaîne de télévision, fabriquer une chaîne de télévision, fabriquer de la production audiovisuelle, c'est travailler avec tout un panel de sous-traitants, de partenaires autour de nous, nos sous-traitants pour les sites Internet, pour la création des sites Internet, nos sous-traitants aussi, on va dire, pour tout ce qui relève de la comptabilité ou autre, et qui, dès qu'ils voient le moindre mot dans une langue qu'ils ne connaissent pas, bien sûr, tout de suite, vous écrit d'orfraie, ils nous appellent immédiatement pour des traductions. Là, on va leur dire, écoutez, c'est à vous de faire l'effort aujourd'hui. Vous avez les outils, intéressez-vous, rentrez, plongez avec plaisir dans cette langue, et vous aussi, ouvrez vos oreilles, ouvrez vos fenêtres, et pourquoi pas, voyez dans nos langues des opportunités également de développement business et de développement économique pour vous. On a tous les outils qui sont en train de faire les traits d'union. Donc félicitations, bravo pour ces outils qui sont en train d'être. On attend avec impatience maintenant l'étape du dessus qui sera la reconnaissance vocale. Donc il y a encore du chemin à faire et des nouveaux challenges à battre. Donc bravo à vous tous et je signe avec beaucoup de plaisir cette convention. Trougaré, Lionel, la reconnaissance vocale, on y pense et on fait même plus qu'y penser, donc ça viendra. Je vais appeler maintenant, merci. Jean-Luc Lagrave pour la société Adichat, qui va également nous faire part de sa réalité pour lui qui vend du textile identitaire. Voilà. Est-ce que ça. Et pas que. Il va nous expliquer tout ça. Adichat Monde, bonjour à tout le monde. Très heureux d'être parmi vous ce jour. Voilà pour ce projet POCTEFA qui est un projet pointu et de dernière génération. C'est une chance pour la langue occitane et le gascon en particulier. Ce que je voulais dire à notre niveau en tant que co-gérant de la société DSLTex, plus connue ici avec la marque Adichat bien sûr, c'est que voilà, au jour d'aujourd'hui, nous avons un outil également, on évolue avec un outil donc, qui est en train de se digitaliser justement avec le projet qui est celui-ci, sur lequel bien sûr on va pouvoir travailler en amont pour avancer sur la reconnaissance vocale, sur la capacité d'utiliser
l'occitan en ligne plus facilement. Donc pour revenir sur la partie outils, nous avons également avancé sur notre propre cheminement. Et à ce jour, je crois que nous sommes la seule structure sur l'ensemble de la Gascogne et des Pays d'Oc qui travaillons en tout intégré, c'est-à-dire bureau d'études, atelier de confection, atelier de broderie, atelier de sérigraphie. Dès que nous avons le tissu, de A jusqu'à Z, ça tombe bien, vous allez me dire, on peut tout faire, que ce soit du tissu conventionnel, du tissu recyclé, qui va être ensuite upcyclé, comme on dit en occitan. Donc voilà, on peut tout faire. Donc ça, c'est quand même aujourd'hui une plus-value, justement, si après, derrière, on arrive à l'utiliser avec des projets digitaux qui nous permettront forcément d'être bien référencés, d'être à la page, si j'ose dire, pour pouvoir ensuite vraiment travailler comme il se doit en 2021. Donc l'idée, c'est vraiment d'être actif et proactif sur ce genre de projet-là. Enfin, nous sommes très fiers de participer, et je remercie tout le monde qui a participé, en particulier l'Institut Occitan et le CIRDOC, à la mise en place de ce projet. Voilà. Nous sommes à 20 ans sur d'autres projets, à savoir que aussi en parallèle, nous développons le démocratiser de ce type de projet via la grande distribution pour la première fois. En ce moment, depuis 2-3 mois, via les établissements Leclerc qui sont bien connus, notamment sur le territoire breton. Je cherche Lionel Buanic, voilà. Justement, c'est un projet qui a été développé en collaboration avec la Bretagne aussi, donc c'est intéressant. Donc, on est sur des projets d'envergure très différentes qui vont pouvoir permettre, si nous franchissons ce cap, forcément de passer ce levier et d'aller bien au-delà. Voilà, en tout cas, merci beaucoup et j'espère qu'on fera de très bonnes choses, à n'en pas douter. Merci, Serge, Jean-Luc. Et puis, l'utens que signes que vou appeler Jean-Luc Fricker à les éditions Fricker. Et en parlant d'échange, de commerce, lui va nous dire dans son domaine voilà, ce qu'il en est et ce que le traitement automatique des langues en occitan va pouvoir apporter aux éditions Fricker. Adichat à toutes en même temps. Oui. Alors bon, moi je suis d'abord, c'est le message essentiel que je voudrais vous faire passer, d'extrêmement bonne humeur aujourd'hui, et c'est une fête, et je vois tous vos visages réjouis que cet esprit festif est largement partagé. En fait, je dirige moi une entreprise de repassage, comme ça se voit tout à fait sur moi, et je suis là en prospection, donc... Et oui. Je vois que les plus nécessiteux ont quitté la salle déjà, qu'ils savaient que par ma présence, ils se sentiraient mal. Bon, enfin non, pour revenir à des choses plus sérieuses, je dirige une petite entreprise très modeste mais très active au niveau régional, au niveau national et international par... beaucoup d'aspects sur mon site, puisque les produits que nous élaborons, ils intéressent beaucoup et le monde entier. Donc je passe une bonne partie de mon temps à expédier mes produits à l'étranger. Très modeste par rapport à toutes les institutions et les entreprises qui m'ont précédé ici, mais très ambitieuse quand même, très active en tout cas. Pour nous, cet outil, ça va être quelque chose de fondamental parce que, comme vous le savez, une entreprise, c'est d'abord une identité. C'est une identité, c'est une présence territoriale, c'est une présence aussi beaucoup plus large, et c'est une présence communicante. Donc à travers nos produits, à travers nos méthodes, à travers nos façons de faire et à travers notre site internet, eh bien, on va exprimer la présence de cette langue enfin. Et il y a un aspect vraiment moi qui me plaît beaucoup, un mot que j'adore, c'est le côté automatique. Parce que pour une entreprise qui a l'envie de s'exprimer dans cette langue, eh bien, rien n'est plus agréable à entendre qu'on va voir des choses qui vont se faire automatiquement. Parce que bien entendu, on a beaucoup d'autres choses à faire dans notre quotidien. Donc la présence de la langue pour nous c'est quelque chose de tout naturel et qu'on essaye de partager aussi avec d'autres entreprises et je peux le pressentir. C'est simplement le début d'une aventure pour les entreprises béarnaises, occitanes et gasconnes. Et enfin pour nous,
c'est vraiment une valeur ajoutée à notre image. C'est une valeur ajoutée au territoire, largement occitan, et c'est aussi une valeur ajoutée pour nos produits, tout simplement. Merci. Merci Jean-Loup. Pendant que tu signes, Thomas Pisson de la route des vins du Jurançon va nous parler également de produits et d'images du territoire. Bonjour, bonjour à tous, Anishat Tatot. Moi, je suis Thomas Pisson, donc je suis vigneron à Jurançon sur les coteaux de Chapelle-de-Rousse. Je suis aussi président de l'association La Route des Vins du Jurançon. Donc, la Route des Vins du Jurançon, c'est quoi? C'est 60 vignerons indépendants, c'est-à-dire l'intégralité des vignerons indépendants de l'appellation, qui se sont regroupés pour mettre en commun un certain nombre d'outils techniques et faire de la communication. Nous, la viticulture, aujourd'hui, c'est de la culture. On le voit dans nos campagnes, c'est encore plus présent dans le Béarn. Nos parcelles, nos cépages, nos méthodes de travail, c'est la langue béarnaise et c'est la culture de nos ancêtres qui nous l'ont transmise. Donc, pour nous, c'est important de pouvoir avoir des outils de travail, de nos produits, de pourquoi le Jurançon aujourd'hui c'est ce type de vin, c'est ce type de cépage, c'est cette manière de cultiver. Tout ça, c'est un historique qui découle de la langue et de l'histoire du Béarn. Donc nous, on est très contents de pouvoir donner et à nos consommateurs et à certains de nos collègues vignerons qui ne sont pas forcément tous issus du Béarn, puisque c'est une mosaïque de profils différents, les vignerons, de pouvoir leur donner des outils qui permettront de comprendre et de transmettre la langue occitane et béarnaise. Merci, Thomas Dechisigna, qui s'y a parlé drin de campagne. Les gîtes de France et des Pyrénées-Atlantiques, mais également bienvenue à la ferme, de témoigner pour lui ce que peut représenter ces opportunités du traitement automatique des langues sur la communication, notamment numérique. Adio et Adichat. Je représente donc les Gîtes de France et Bienvenue à la ferme, comme vous le connaissez, qui sont deux associations qui représentent les Basques et les Béarnais de notre beau département. Basque que nous, Béarnais, on met un point d'honneur à chaque fois qu'on reçoit des gens dans nos fermes et dans nos gîtes, dans nos fermes équestres, dans nos chambres d'hôtes. Bon, il y a à peu près une vingtaine de produits et tout ce qu'on est capable de produire sur nos fermes et qu'on fait en vente directe, on ne se cache pas de dire qu'on a une langue, qu'on a une richesse, que pourtant les instituteurs, alors ceux-là, si je pouvais leur tirer les oreilles, avaient bien dit à nos parents que s'ils voulaient faire des cancres de leurs enfants, il ne fallait surtout pas leur parler béarnais ni basque. Ah là là, s'ils savaient aujourd'hui que mes petits-enfants, ils me parlent en béarnais quand ils rentrent de l'école, alors là, j'en ai la chair de poule, tellement c'est important pour nous, et qu'on puisse communiquer aussi dans nos langues et surtout se comprendre. Quand on fait du commerce et quand on reçoit des gens chez soi, la première des choses, c'est qu'il faut se comprendre. Alors aujourd'hui, moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ce qui a été dit, sinon que très modestement, nos deux associations participent aussi au développement en fait, et à la compréhension de nos langues. Si les touristes qui viennent chez nous, s'ils n'ont pas appris Adio ou Adichat, au moins ce mot-là, ces deux mots-là, ici dans les Pyrénées-Atlantiques, c'est qu'ils ne sont pas venus en Pyrénées-Atlantiques, quoi. Même si parfois ils confondent, ils disent qu'ils sont venus à Pau, ils ont entendu des chants basques alors que c'était l'immortel, mais ce n'est pas grave, hein. L'important c'est qu'ils sachent qu'on a dans nos pieds et dans nos vignes, comme dans toutes nos campagnes, des racines, comme on dit, des aradites, hein, qui sont très très importantes et qu'il faut les communiquer. Et je suis très fier de pouvoir voir que des jeunes s'intéressent beaucoup à ces langues pour leur donner un avenir, alors qu'on a toujours dit, ou on m'a toujours dit que c'était des langues du passé. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Alors je signe des quatre mains. Je signe pour Bienvenue à la ferme, je signe pour Gîtes de France, je signe pour les Basques que je représente et je signe bien sûr pour les Béarnais. Je suis Béarnais, alors Adichat à toutes. Merci Jojo et qui vous demande à Elisabeth Rode de Sapressa, donc pour le musée Jean d'Albret, Histoire du protestantisme béarnais. Voilà.
Bonjour à tous, merci de d'avoir invité l'association que je représente ce matin, donc association Loi 1901 qui a été créée dans les années, qui a été créée dans les années 1995 à Orthès. Jeanne d'Albret, donc vicomtesse de Béarn, qui a entre autres promu la langue béarnaise, on peut le dire comme ça, même si le mot est déplacé pour son époque, le XVIe siècle, par la traduction des psaumes par Arnaud de Salette. Et j'en profite au passage pour rendre hommage à un ancien président qui aurait été heureux d'être là aujourd'hui, qui est Robert Darrigrand, qui par son action a déjà mis en place ce que nous avons repris au cours des dernières années, grâce d'ailleurs à l'appui du Conseil général, ne le cachons pas, puisque nos moyens sont assez limités. Donc la reprise des activités en direction du développement de la langue. Et pour l'instant, donc, les visites, bien entendu, ont été brutalement interrompues, comme tout le monde le sait, mais la traduction de certains panneaux est en cours, et en particulier la communication vers l'extérieur. Donc c'est un travail en cours, comme on peut dire, et la réunion de ce matin, cette rencontre est très intéressante pour moi parce qu'elle ouvre des perspectives. Elle ouvre des perspectives que nous n'avons pas abordées jusque-là, c'est-à-dire le développement du bilinguisme au niveau du site ou au niveau des outils de communication que sont les réseaux sociaux, que maîtrise parfaitement notre salarié. Donc c'est vrai que ce sont des outils qui vont permettre pour des personnes qui ne maîtrisent pas la langue, parce que c'est le cas pour beaucoup, d'avancer dans cette direction-là. Voilà, donc je ne peux que vous encourager à venir et à parler de notre musée autour de vous. Je suis très contente aussi, je tiens à le signaler, d'être là dans la catégorie du tourisme, parce que nous sommes donc un musée, le nom de l'association dit bien quels sont nos objectifs. Nous développons la connaissance, la culture du patrimoine et nous avons une vocation touristique, ce qui n'est pas toujours évident à faire entendre autour de nous. Donc je vous remercie de nous avoir invités. Avec grand plaisir. Je vous laisse signer. Je vais conclure brièvement donc, pour récapituler et montrer qu'il y a donc, des solutions pour tout le monde. Il s'agit donc de participer à la fois à la transmission de la langue via les différents champs de l'enseignement, les différentes méthodes pédagogiques, mais également d'offrir de nouvelles possibilités de socialisation dans le champ de l'action publique, quels que soient les niveaux de collectivité et le domaine de compétences. Ensuite, évidemment, s'inscrire dans la vie économique, un des enjeux majeurs des années qui sont les nôtres. Une plus-value pour une activité humaine en entreprise, des solutions qui vont faciliter un travail au quotidien, on l'aura bien compris, et in fine, bien sûr, des usages nouveaux de la langue qui participent de sa vitalité, dans sa modernité, son altérité, et on l'aura bien compris, dans le dialogue des cultures. Je m'arrête là et on va laisser la place, on a dépassé un peu notre temps, au deuxième atelier, à la deuxième table ronde. Merci Sera et Adichat. Keheram la photo, pensi à l'extérieur à Pude Hasegi.
e merci pla de nos retroubar per la segunda taula redonda d'aquest congrés transfrontalier ici donc a Pau. Anant parlar donc a l'hora d'ara vos veia l'intitulat lo títol vertadier d'aquella taula redonda en francès a se dit vers un réseau d'excellence en intelligence artificielle pour la construction d'une infrastructure linguistique transfrontalière sur l'espace pyrénéen. Donc, on en parla amb el monde que treballen a desenvolupar aquest moyen d'excel·lència en intel·ligència artificial. Vos vau presentar cada persona que és ici per ne discutir pendant una hora i mitja. Alors, ho dic també sul pic, anant ensajar de raccourcir un peu per dir qu'avem pres mai de temps que previst aquest matí. Donc, on va sûrement un peu couper dans le temps que l'on avait prévu à la base. En tout cas, sen ici a me que passarà sola. Merci pla de ser vengut de l'Universitat du País Basc. Sen també a sen també a me Franjo Bertran, carga de missió de política lingüística al govern d'Aragon, donc au govern aragonès. Sen a me Josu Arstiria Hurtaran, que és responsable del Departament d'Intel·ligència Artificial dins el domeni lingüístic de la Fundació Eluiar. Adiu, i merci pla. I sen a Miriam Bras, que és cercaire a l'Universitat de Toulouse Jean Jaurès, Benas et Aseas, director del Congrés Permanent de la Llengua Occitana, i a Michael Barret, també del Congrés, que ens ajudarà a fer de revirados, de síntesi, de respostes a cops, perquè en parlant d'unes llengües, en parla en oc, en francès i també en castellano. Si voleu mettre de basc, podeu, comprendreu pas gaire. Donc, començant amb una definició, on avait dit un peu de les causes, per que parlant ici de Linguatec. Linguatec és donc un partenariat transfrontalier que fou mis en place dins l'encastre dels POCTEFA. Els POCTEFA són des programmes de coopération transfrontalier també, donc entre France, Espanya i Andorra, i són de finançaments europeus. Donc, un cop que ha venit Chaco, me vau virar cap a Benazet d'Aseas del Congrés, aquel Linguatec, donc aquella collaboració, coopération, és donc un treball, c'est un travail, l'aboutissement de plusieurs années, que jo descobrir quel résultat. Un réseau transfrontalier de 6 institutions est réuni dans Linguatec, de l'administration, des académies, des universités, des centres de recherche, on le voit avec les gens qui sont là, et avec ceux que nous avions auparavant ce matin. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer le début de Linguatec, la genèse, l'origine et les objectifs aussi de Linguatec? Amène au micro. Oui, c'est mieux. Merci. Oui, Linguatec. Alors d'abord, moi, je suis très content. Pour moi, en tant que directeur du congrès, c'est un grand moment professionnel aujourd'hui. Parce que oui, effectivement, tu parles d'aboutissement, c'est un aboutissement. J'ai discuté tout à l'heure avec Myriam. On s'est demandé c'était depuis quand et le congrès est créé. On va fêter nos 10 ans là, cette année. Le congrès a été créé à la région Nouvelle-Aquitaine, donc officiellement à la salle plénière. Et franchement, à ce moment-là, quand on a créé le congrès, Bati Dukoyo était présent à ce moment-là. On aurait été à des années-lumière de dire que 10 ans après, on serait retrouvés dans une assemblée avec des experts à participer à un congrès parlant de réseau européen pour l'intelligence artificielle. Donc là, on mesure franchement à quel point on a avancé dans les domaines qu'on n'aurait pas pressentis avant. Mais finalement, au niveau de l'historique, tout ça fait sens puisque le congrès a été très tôt investi dans le domaine du numérique. Par nature, par l'époque dans laquelle on est né, contrairement à d'autres académies vénérables qui sont là depuis un siècle, comme l'Académie basque, le numérique est arrivé bien après qu'eux, ils aient leur activité d'académie. Nous, on est nés dans le numérique. Et on a eu la chance de rencontrer donc, la Fondation Eluiar assez tôt, sur lequel on a pu commencer déjà à travailler sur différents projets, différentes réalisations. Ça a commencé d'abord par un dictionnaire basque-occitan en se servant du français comme langue pivot. Ça a nous servi pour nous aussi de test, pour
pour voir comment est-ce qu'on pouvait fonctionner, quelles étaient nos ressources en interne, quelles étaient nos données. Et puis après, rapidement, on suivi un correcteur orthographique et un clavier prédictif en occitan. Et là, on a vu qu'on était non seulement de plus en plus à l'aise, mais qu'en plus, on avait des compétences, on avait des réseaux. Nous avons des chaires de la recherche qui travaillent dans ce exemple. Et donc, ça paraissait naturel d'avoir une autre ambition pour développer le numérique, pour l'occitan, mais pas que, puisque nous sommes aussi plurilingue avec des langues qui finalement partagent les mêmes enjeux sur la question du numérique, et que donc on avait quelque chose à porter en commun, et qu'on avait cette ambition aussi d'accéder à un autre niveau également de développement et de réalisation. Parce qu'effectivement, quand on parle de correcteur orthographique, on parle de clavier prédictif, on est sur des dispositifs de crédit qu'on peut maîtriser, sur de la coopération transfrontalière, c'est très très bien. Sauf que si on veut accéder à des choses dont on a parlé par exemple, cet après-midi, par exemple, la synthèse vocale avec l'intelligence artificielle, ce sont des développements très très lourds, ce sont des développements qui demandent extrêmement de compétences et pour lesquels donc, il faut d'autres dispositifs institutionnels et financiers pour pouvoir les porter. Et donc nous sommes très très heureux d'avoir pu être aussi à l'origine de cette dynamique partenariale autour de tous ces gens qui ont participé pour arriver à ce POCTEFA. Je vais peut-être laisser Yoshu prendre la suite pour être un peu plus efficace pour être efficace au niveau de la réunion, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais je voulais faire cette petite introduction historique, voilà. Et je vais laisser Yoshu qui maîtrise encore mieux que moi ces questions sur ces objectifs avec une perspective, j'imagine, ce que sera la suite. On en parlera, je pense, à la fin. Adisat, bonjour à tous et merci beaucoup à le Congrès d'organiser avec nous ce Congrès. C'est un plaisir travailler avec le Congrès, avec Michael, Benazet et Or. Bueno, los objetivos bueno, como bien ha comentado Benazet, ya veníamos trabajando ya durante, bueno, casi 10 años, diría yo. Ayer estaba mirando los primeros emails por donde, de qué año eran, y eran en el año 2012 ya estábamos trabajando conjuntamente con lo Congrès, y también me acuerdo con la Semana también habíamos empezado a trabajar en cuestiones de traducción automática. Y bueno, de esa experiencia nos dimos cuenta que teníamos, trabajando de manera conjunta, podíamos llegar más lejos y más rápido, que la situación de las lenguas era diferente, su situación jurídica, pero también su situación social, pero trabajando conjuntamente pues nos podíamos ayudar y emprendimos ese camino. Y en primer lugar lo que hicimos fue realizar una hoja de ruta digital del occitano, que es la hoja de ruta lo que ha marcado toda la línea de trabajo que hemos llevado hasta ahora. En quelques mots, il valide que depuis 10 ans, effectivement, on est arrivé à des résultats vraiment très prometteurs, notamment qu'il était d'abord question de traduction automatique, et aujourd'hui on y est, et que toutes ces expériences passées très vite nous ont appris à nous rendre compte qu'ensemble on peut arriver plus vite et plus loin, que même si les situations aussi bien juridiques que d'un point de vue socio-linguistique étaient différentes, qu'ensemble il était possible de coopérer, et ce qui a abouti à la feuille de route pour l'Occitan, et donc des objectifs très concrets qui sont en train de se réaliser. Y diría que ha habido tres pilares importantes en la colaboración, y gracias a esos tres pilares pues hemos podido conseguir un proyecto de éxito. Y el primer pilar yo creo que ha sido la estrategia tecnológica llevada a cabo, una hoja de ruta digital, pero como bien conoce Kepa, con una estrategia en el cual primero se empieza por los recursos, los datasets y los corpus, después se pasa a las herramientas, a las tecnologías, y después a realizar las aplicaciones.
no al revés, sino en primer lugar realizar una buena base en el cual tenemos un buen conocimiento y una buena infraestructura lingüística para después ir a las tecnologías ya concretas y sus aplicaciones en diferentes escenarios. Donc, pour arriver à ce succès-là, nous sommes basés donc sur 3 piliers majeurs pour faire les choses dans l'ordre et correctement, à savoir définir une bonne stratégie technologique, définir une bonne feuille de route et surtout commencer par les ressources, parce que c'est en partant d'une bonne base qu'ensuite on pouvait faire du bon travail, qu'ensuite viendraient les outils développés grâce à ces ressources et en fin de course, les applications, parce qu'on a un appétit pour ces applications qu'elles arrivent tout de suite, mais il faut commencer, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Un segundo pilar ha sido la complementariedad, es decir, l'Ocongres es una entidad especialista en el occitano y se han encargado de realizar todas las actividades relacionadas con los diccionarios, la elaboración de los corpus lingüísticos y todo el conocimiento lingüístico de la lengua, y el UIAR en cambio se ha encargado de con esos datos entrenar los sistemas neuronales para crear la propia tecnología y hacer las aplicaciones. Yo creo que esa complementariedad también se está llevando a cabo con el aragonés y yo creo que es un factor también importante para colaborar con otras lenguas con pocos recursos. Donc, un autre point très important est cette donc, complémentarité, notamment entre le Congrès et l'UIAR. Le Congrès expert pour tout ce qui peut être l'occitan en lui-même, pour créer les dictionnaires, créer une bonne base de corpus, et de son côté, Elougar qui est spécialiste donc, pour entraîner les réseaux neuronaux, tout ce qui est l'intelligence artificielle, et une complémentarité qui fonctionne tout aussi bien avec l'aragonais, et donc ce qui est important, qui est une bonne base, un bon modèle pour toutes les langues minorisées. Y por último diría una visión compartida, una visión en la cual tenemos muy claro que una lengua no va a sobrevivir hoy en día si en el mundo digital no tiene una buena salud, y en eso estamos completamente convencidos y en ese trabajo hemos seguido adelante, ¿no? Y además teniendo claro que conjuntamente iríamos más lejos pero también más rápido, porque la rapidez también hoy en día es muy importante, porque la ola de la inteligencia artificial viene con mucha fuerza y si no avanzamos a una rapidez importante, pues todo el trabajo que hemos realizado en décadas puede quedar en nada. Et finalement, le troisième pilier, c'est donc une vision partagée, celle qu'une langue, dans notre siècle, ne peut survivre qu'avec, enfin si elle n'existe pas sur le numérique, elle existe moins dans notre réalité. Et donc qu'ensemble, on peut aller encore une fois plus vite, mais aussi plus loin. Et même si plus vite, plus loin, pourquoi toujours plus vite, toujours plus loin, ça reste important parce qu'il y a une certaine attente de la société vis-à-vis de ce qui peut être développé dans ces langues-là, parce que si on ne prend pas le train en marche, on a toujours un temps de retard, et justement le pas qui était donné avec l'intelligence artificielle, il y avait une certaine attente, et ce qui fait que ça nous permet d'exister dans le siècle où nous sommes. Merci à toutes les douze. Per la Riviera Atabé, on va se tourner vers les représentants des laboratoires de recherche à AR, per parlar d'Autal, tractament automatique de les lengues. Belau Myriam Bras, vous avez demandé de préciser ce qu'est l'Autal, c'est une discipline qui mescla informatique, linguistique, per l'application de la langue du numérique, exactement? Esatto. Has tu dit, donc la cruzada de la linguistica e dell'informatica, e l'idea è di fare automaticamente, donc abbiamo dei programmi informatici, delle cose che nosaltres, los humans, sabem fare. Après, l'idea è pas de remplacer los humans, l'intelligence umana sarà tutto utile, e la comunicazione linguistica e la comprensione profonda ne siamo pas encara qui a lo tractament automatique. Donc, tout à coup per dire che guardant l'umanità e che le macchine nos remplaceranno pas. Disiaco perché infatti io sono pas una specialista di tal, sono mai che mai una linguista, e comenciare di m'imbarcare in questa avventura per justament basti dai sinos
pes linguistes e che l'hotel ha giusto també ad una d'utices daisinos pes linguistes che volun descriure une langue. D'accord. Bon, très bien. Peut-être quelques mots pour Ouais. voilà. Donc que nous sommes voilà, à la croisée des chemins entre la linguistique et l'informatique pour l'automatisation des données, qu'on ne pourra évidemment jamais remplacer un humain, hein. C'est principalement pour aider justement ces humains-là dans beaucoup d'applications, mais aussi pour aider la linguistique finalement, parce que si bien il y a des usagers de tous les jours qui l'utiliseraient, les linguistes aussi peuvent en tirer parti pour bâtir des outils pour mieux comprendre la langue et progresser en linguistique. Et donc, Myriam Brass, vous êtes du laboratoire Clé à l'université Jean Jaurès de Toulouse. Kepa Sarasola, vous êtes du laboratoire ICHA à l'université du Pays Basque. Et quizá puedes decirnos cómo llegó este laboratorio a participar a Linguatec. D'avant, moi aussi, je suis très content d'être ici, d'avoir participé dans 3 ans dans ce projet où nous avons développé tous ensemble le basque, l'aragonais et l'occitan. Je suis très content pour ça. Et pourquoi nous sommes travaillant dans ça? ¿Por qué estamos trabajando esto? Voy a dar 3 razones. Una, que desde el punto de vista académico, el momento histórico es muy importante, es muy prometedor. Los cambios que se están produciendo en traducción automática, en reconocimiento de voz, en síntesis automática de voz, son tan grandes, se está consiguiendo una calidad tan grande que esto en pocos años va a traer cambios sustanciales en la comunicación humana también y en la comunicación con los ordenadores. Tenemos que desde nuestras lenguas también. Y esto va a traer que similarmente a lo que la imprenta hizo hace 500 años, esto va a producir una aceleración muy grande en el desarrollo científico y social. Tenemos que estar ahí, muy motivados por eso. Donc, comment est-ce qu'est arrivé ICHA? Il y avait 3 points principaux. Le premier ici, développer l'académique, qu'il s'agit ici d'un moment historique, qu'il s'agit vraiment d'une révolution méthodologique de comment traiter les langues avec les progrès exponentiels qu'ont pu donner la traduction automatique, la synthèse vocale et la reconnaissance vocale, autant en termes de données que de qualité du résultat. Il y a des changements tellement grands qu'il faut y être pour y apporter notamment la qualité et justement l'existence de nos langues. C'est une révolution aussi sociétale dans le sens où ça va complètement changer nos manières de penser et d'interagir et de communiquer. La comparaison est faite ici avec l'impact qu'a pu avoir l'imprimerie il y a 500 ans sur nos sociétés. Et ici, le bond scientifique est énorme et dans ce format de coopération aussi. La segunda razón es que las propias instituciones europeas nos están pidiendo que trabajemos en este tema. Entonces, en septiembre de 2018, el Parlamento Europeo aprobó un informe sobre igualdad lingüística en la era digital. Con este informe, el Parlamento Europeo pide a los Estados y a la Comisión que desarrollen las condiciones mínimas para que las 60 lenguas que se hablan en Europa puedan alcanzar una madurez en esta tecnología. Donc le deuxième point de grande importance, c'est que les propres institutions européennes demandent explicitement de travailler justement dans ce domaine-là
À savoir qu'il y a un dossier qui a été publié en décembre 2018 concernant l'égalité linguistique à l'ère du numérique, qui demande concrètement aux États que les 60 langues de l'Union européenne puissent atteindre un seuil de base de maturité numérique. Y la tercera razón, desde un punto científico, es interesante que estos avances son aplicables también a las lenguas con pocos recursos. Entonces, la tecnología nos ayuda a estas lenguas y podemos utilizar esta tecnología para que su uso sea más generalizado y para promocionar la lengua. Pero para hacer esto se necesita una comunidad lingüística que esté motivada para recuperar la lengua y para utilizarla, y se necesita también una comunidad lingüística que hay que construirla. Y ese es nuestro objetivo y eso es lo que estamos haciendo entre todos estos grupos en conjunto, compartiendo este aprendizaje y esta experiencia. Et finalement, d'un point de vue scientifique, il faut que ces avancées soient applicables pour les langues dites peu dotées, donc peu dotées de données numériques, pour que la technologie puisse être au service, puisse aider pour qu'il y ait un usage plus grand, plus démocratisé. Et il y a du coup un besoin que la communauté linguistique soit également motivée, montre de motivation pour développer ces outils. Et ces outils en même temps, comme on disait plus tôt ce matin, permettent aussi de bâtir cette propre communauté linguistique. Et cette communauté linguistique peut se bâtir aussi par ces programmes d'échange de coopération. Myriam Mraz, pour le laboratoire clé donc, de Toulouse, quel a été vraiment le travail en fait, que vous avez fourni parce qu'on comprend l'intérêt qu'il y a pour vous, l'intérêt qu'il y a pour nos langues, mais le travail fourni par une linguiste comme vous, par les gens de ce laboratoire. Pendant le projet. Oui, sur Linguatech. Oui, alors peut-être qu'il faut que je fasse un petit retour en arrière pour expliquer. Donc, comme Benazet disait tout à l'heure que le congrès allait fêter ses 10 ans, nous, on avait commencé un peu avant l'existence du congrès à vouloir créer ceux qui voulaient travailler sur l'occitan. Alors, il y avait des spécialistes de TAL dans notre laboratoire, mais qui ne s'intéressaient pas du tout à l'occitan et aux langues peu dotées. Ils travaillaient sur le français, sur l'anglais. Et donc, la première création, ça a été une grande base de texte qui s'appelle Bateloc pour mettre à la disposition des chercheurs, mais aussi des enseignants et des usagers de la langue, d'une manière très simple, plein d'exemples d'utilisation. Donc, si je dis, par exemple, tu cherches un mot occitan que tu connais, mais dont tu n'es pas sûr de comprendre complètement le sens, tu le cherches dans cette base et tout d'un coup, tu as des milliers de contextes d'emploi qui surgissent devant tes yeux. Donc ça, c'était le premier projet, qui était vraiment à la disposition des usagers et des linguistes et des enseignants. Et à partir de là, donc ça a commencé en 2006. Quelques années après, le congrès s'est créé. Et là, on a vu que c'était évident qu'il fallait qu'on travaille ensemble parce que nous, on avait plus une vocation à développer des ressources pour la recherche et le congrès à développer des applications en direction du grand public. Donc, ça a été notre partenariat. Mais évidemment, on a construit des choses aussi ensemble. Par exemple, un grand lexique de formes fléchies qui sont utiles aussi bien, par exemple, pour faire un clavier prédictif. Tu vois, toutes les formes conjuguées possibles d'un verbe, il faut que la machine les ait si elle veut te proposer quelque chose quand tu tapes ton texto. Et de notre côté, nous, on a besoin de ça aussi pour injecter des données linguistiques dans nos textes de la grande base de textes. C'est-à-dire que si on veut chercher de manière plus efficace dans ces textes, c'est intéressant de pouvoir dire ce mot, c'est un nom, ce mot, c'est un verbe, ce mot, c'est un adjectif. Ce verbe, il a telle relation avec ce groupe nominal, etc. Donc, incorporer des connaissances linguistiques dans les textes pour améliorer la recherche et aussi avoir des corpus qui sont comparables avec d'autres langues et comparer les langues au niveau de la diversité linguistique, en fait, des langues du monde. Donc, dans le projet Linguatech, on s'est occupé justement de l'étage de l'analyse syntaxique automatique en construisant des corpus annotés avec les relations syntaxiques entre mots et groupes de mots. Voilà. On avait auparavant, dans un autre projet financé plutôt par l'Agence nationale de la recherche en France, fait l'étage d'avant, c'est-à-dire
la notation morphosyntaxique avec les catégories grammaticales. Et là, dans le projet Linguatech, on s'est occupé de l'analyse syntaxique et on a donc produit les premiers corpus occitans annotés en relation de dépendance syntaxique. Et en même temps, on a entraîné un outil avec les techniques dont parlait Yoshua tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a donné des corpus qu'on a annotés nous-mêmes manuellement à la main. Alors, une petite équipe de linguistes dont je fais partie. Il y avait Jean Sibyl, Louise Escher, Marianne Vergès-Couret, Clamence Poujade. Voilà, tous ensemble, on a annoté à la main ces corpus et ça a permis d'entraîner une machine qui maintenant est capable d'annoter automatiquement des corpus en relation syntaxique. Oscar, da dire, bravo. Vevau Vira, aux académiciens. On est aussi alors, avec Batichou Koyos, donc de l'Académie de la langue basque, dont vous êtes le vice-président. Et il y a Tabé Benazé d'Azeas dans le congrès, qui c'est l'Académie donc occitane. Et parmi ces académiciens, à part là des technologies des punch, technologies nouvelles, c'est pas ça. On n'est pas en train de parler de dictionnaires qui ne sortent jamais ou d'académies qui cherchent à empêcher l'évolution d'une langue ou l'usage. Enfin, on est là sur donc des points peut-être, c'est pas l'image que l'on a de l'académicien à travailler sur ces nouvelles technologies. Et, mais du coup, quel est le rôle que peut avoir une académie comme la vôtre dans ce partenariat-là? Quelle est pour vous, quelle est votre fonction là dans ce partenariat? Qui Merci, Elle. Donc, d'abord, excusez-moi, je vais faire un bref retour en arrière. Donc, l'Académie est une vieille dame qui a 102 ans. On fait un bond et il y a environ 50 ans, c'est vraiment posé, peut-être qu'il se pose moins ici, le problème de créer on va dire, une langue, entre guillemets, unifiée, non pas pour balayer les dialectes, mais bien pour d'abord permettre l'intercompréhension. Il faut savoir qu'il n'y avait pas intercompréhension entre un Souletin et un L'autre fonction, évidemment, c'était d'en faire une langue capable d'être utilisée dans l'administration, à l'université, etc. On n'allait pas travailler avec mon dialecte souletin. Voilà. Là, c'était il y a 50 ans. La société s'en est emparée. L'Académie a eu un rôle majeur, mais pas unique. Ça serait une idiotie de le penser. Elle a poussé, elle a été... disons que le témoin a été pris par les écrivains avec la chute du franquisme, par la société elle-même, et on arrive à maintenant. Alors maintenant, l'Académie basque, évidemment, elle n'est pas du tout dans la situation de Lukongrech. Elle n'a pas à créer, ce n'est pas sa fonction de créer des outils, disons, technologiques de langue. Pourquoi ? Parce qu'elle vit dans un environnement, un écosystème tout à fait différent. On a d'autres structures qui s'en chargent. On a Isha, on a Ilouyar, on a les services du gouvernement autonome basque, etc., etc. Donc, sa fonction n'est pas là. Sa fonction reste toujours, ben oui, de faire des dictionnaires, et ils sortent ces dictionnaires, pas d'inquiétude. De faire des atlas linguistiques, ben oui, ils ont une grande valeur parce qu'ils sont ensuite utilisés pour développer... on a évoqué ces corpus, la nécessité de corpus solides et puissants pour ensuite développer ces technologies. Voilà, ça c'est un des côtés. L'autre côté, bien sûr, et là je vous amène dans notre petite actualité à nous, nous avons développé, alors nous sommes en 2021, nous avons changé de direction et toujours, tous les 4 ans, on met en place un nouveau plan stratégique. Alors voici les 4 axes du plan stratégique. Et vous allez voir qu'évidemment, les technologies de la langue ne sont pas loin, même si nous estimons que ce n'est pas notre fonction de les développer en elles-mêmes. Donc, premier point, et là, je vais travailler mon traducteur personnel, et il travaille tous les jours, tout le temps, entre le souletin, le français et le batois. Donc, une vocation de service, on passe là-dessus. Deuxième fonction, digitaliser les ressources linguistiques que nous développons et développer d'autres outils. Transférer cette connaissance, et quatrième point aussi très important, c'est nouveau pour nous, mais ça paraît essentiel, internationaliser. Ça ne veut pas dire... enfin, ça veut dire que, tout simplement,
jusqu'à présent, l'Académie basque travaillait en basque pour le basque uniquement, et elle a décidé que, effectivement, les non-bascophones aussi avaient peut-être utilité et intérêt à savoir ce que faisaient, quels outils, etc. Donc, dans ce bref parcours, voilà, on a 102 ans plus tard, on est, nous aussi, des utilisateurs, peut-être pas des créateurs, mais en tout cas des utilisateurs, passionnés de ces nouvelles technologies. Moi, j'utilise le traducteur, moi, personnellement, qui a développé Isha. Et ensuite, je passe derrière, évidemment. Je balaye et je dis, ah, là, c'est pas bon, là, je redresse. Mais quand vous avez un document de 10 pages dans une langue administrative, hein, en batois, eh ben, ça, c'est bien pratique. Et ensuite, vous le nivelez. Je crois que c'est tout. Ben on va se tourner vers l'autre académie, vers le Congrès, parce que le Congrès també fa des diccionaris et qui sortissent. Mais vous, alors, ce que dit notre ami, qu'est-ce que vous avez établi la fonction des développeurs. Vous développez, vous, les outils informatiques directement. Oui, et comme il a très, très justement dit, effectivement, l'environnement institutionnel, social des deux structures sont très, très différents. Aussi là, ce que j'ai dit tout à l'heure à l'introduction, c'est-à-dire que le Congrès est tout jeune, est né dans le cadre numérique. Ça veut dire que avant que le Congrès n'existe, il y avait déjà des œuvres qui avaient une qualité, une vertu académique. Et heureusement qu'on n'a pas entendu le Congrès pour faire des dictionnaires, des grammaires. Il en existait. Il en existe même qui ont comme vraiment une valeur académique, qui sont reconnues. Le souci qu'il y avait quand le Congrès est né, c'était que ces œuvres-là étaient en format papier et qu'il n'y avait pas, par exemple, la première demande qui a été faite au Congrès, ça a été d'avoir un dictionnaire en ligne en occitan. Voilà, c'était ça la première, parce qu'il y avait, rappelez-vous, il y avait un dictionnaire en ligne qui était en occitan. C'était une un catastrophe. peu en occitan. Tolkien inventait le elfique. Là, il y avait un occitan elfique qui était inventé à ce moment-là, qui faisait commencer à faire des dégâts d'ailleurs dans les copies des étudiants. Donc, il fallait faire un dictionnaire. Donc, nous, très tôt, on est marqué, notre ADN est marqué par le numérique. Et on a bien vu qu'à travers ça, on a fédéré une communauté. Déjà, le Congrès, par sa nature institutionnelle, fédère, puisqu'il rassemble l'ensemble des institutions, des fédérations. Mais en même temps, on a bien vu que la communauté, quelque part, a vu dans le Congrès, un peu comme la communauté internationale voit Wikipédia. Pour la communauté, le public occitanophone voit le Congrès comme étant une institution d'intérêt général. Voilà, donc on a pu récupérer comme ça une quantité assez incroyable de données. Nous avons pu les structurer, les formater avec l'appui scientifique que nous avons en interne. Et justement, pour nous, ce genre de projet, moi, je trouve que là où on a notre place, c'est que, bon, effectivement, d'abord, il n'y a personne qui fait ce travail-là pour l'Occitan. Mais ensuite, c'est que nous, ça nous permet de créer des données, enfin, en tout cas des outils de diffusion d'une langue normalisée, quelque part. Par exemple, quand on fait un traducteur automatique, ce qu'on va présenter cet après-midi, quand on fait un traducteur automatique en occitan, alors effectivement, quand on fait occitan vers le français, c'est pas un problème. Nous, on a prévu que dans notre idée, c'est que tout l'occitan, toutes les variétés de l'occitan soient prises en compte pour aller vers le français. Mais quand on fait l'inverse, donc un traducteur du français vers l'occitan, quel occitan? Alors, nous, on a fait le choix, mais ça, plus généralement, le Congrès a fait le choix de travailler sur les grandes variétés, donc gascon, languedocien, provençal. Mais pour le gascon, clairement, il faut faire des choix, par exemple, en termes de conjugueurs. Voilà. Et ça nous permet donc de diffuser des choix très clairs qui ne sont pas, comme expliquait très bien Mathilde Koyos, qui ne sont pas des choix qui excluent le reste. Ce n'est pas ça. À un moment donné, il faut faire des choix lorsqu'on veut faire, si on veut que ce type d'outil soit opérant. On ne va pas faire un traducteur automatique pour le basader, pour le parler. En tout cas, dans l'absolu, ça demanderait beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et au niveau de l'utilité sociale, ça mériterait d'être étudié, de mon point de vue. Pareil pour la synthèse vocale. Pour la synthèse vocale, du coup, on a fait un travail très pointu sur quelles sont les règles de phonie que l'on souhaite utiliser et diffuser et proposer comme étant des alors, normes, c'est un bien grand mot, surtout en Occitanie, c'est des choses qui sont pas toujours interprétées voilà. Mais dire, en tout cas, c'est quelqu'un qui recherche d'avoir un référentiel, on va dire, en tout cas, le proposer. Et tous ces outils, y compris d'ailleurs, tout à l'heure, je parlais du correcteur orthographique, du traducteur automatique, ce ne sont pas uniquement des outils qu'on est comme ça, ce sont des outils qu'en amont, nous avons beaucoup travaillé, nous avons beaucoup repris sur les dernières règles linguistiques, l'harmonisation orthographique. On a fait tout ce travail-là pour traiter les données qu'après on diffusait à travers ces outils. Voilà, donc pour nous, c'est évident que ce sont
des outils de large diffusion d'une langue de qualité. Alors, avec ce qu'on vient de dire par là, on va aussi maintenant s'attaquer à la question de la problématique de la langue standard, des variations d'une langue. Avec l'informatique, il y a une normalisation qui s'impose, puisqu'il faut bien écrire, il faut bien dire une langue, et il faut bien qu'elle soit présente. Et donc, sous quelle forme? On va parler de ça notamment avec Francho Beltrán, puisque en Aragon, vous avez édité dans le cadre de la collaboration de Linguatec, donc le premier dictionnaire normatif aragonais, El Aragonario, et du côté des Basques aussi, l'Académie basque, vous en avez parlé tout à l'heure, a fait une plateforme avec les variations qu'il peut y avoir donc de langue basque, au-delà en plus de la langue standard. Est-ce que vous pensez qu'avec le numérique, est-ce qu'on peut du coup un peu apaiser les tensions qui peuvent exister? Nous, on le sait bien pour l'occitan, entre le besoin peut-être d'un standard, je ne sais pas, mais en tout cas entre les variations dialectales et une langue standard. Est-ce que le numérique est un outil qui permet d'apaiser ça? Adisats. Bueno, pues para responder a esta pregunta, que tiene mucho fondo, es una muy buena pregunta, hay que irse atrás en el tiempo unos 40 años. Tengo que hacer una pequeña introducción, espero que no me alargue mucho. Esos 40 años hemos tenido en Aragón y en el conjunto de España una normativa legal, jurídica, que protegía mucho las lenguas. Tanto es así que la Constitución española, ya en su artículo 3, muy al principio, ya habla de la diversidad lingüística y la obligación legal de protegerlas. Bueno, pues en Aragón la Constitución española, por lo menos en el artículo 3, no se ha cumplido durante muchísimos años. No se ha hecho prácticamente nada. Hasta el 2015, en el que surge la Dirección General de Política Lingüística, que es en la que estamos trabajando. ¿Qué pasó en todo ese periodo? De casi 40 años, desde 1978, Constitución española, a 2015. Bueno, lo que ocurrió que quien mantuvo la llama viva en el caso del aragonés fue el movimiento asociativo, las organizaciones no gubernamentales. Y esto tuvo una gran virtud, hicieron un trabajo extraordinario, pero también tuvo un lado oscuro. El lado oscuro es que en un momento dado se producen diferencias dentro del movimiento a falta de una autoridad, a falta de un gobierno, digamos, y entonces una batalla gráfica. Es decir, llega un momento en que hay más de 3 formas gráficas de representar el aragonés. Y eso hace imposible cualquier trabajo del tipo del que estamos hablando, de trabajar sobre no ya solo la normativización, sino también sobre todo cualquier proyecto de digitalización de inteligencia artificial. Hago una pausa de traducción. Claro. Muchas gracias. Merci. Donc, comment concilier la variation? Est-ce que c'est possible grâce au numérique? Donc, là, il y a un petit retour en arrière historique concernant la Constitution espagnole d'il y a 40 ans, notamment dans son article 3, une norme qui protège les langues officiellement et qui demande, qui oblige les communautés à devoir respecter et protéger ces langues. Un article différent de notre Constitution. Il se trouve que pendant ces 40 ans, bien que la Constitution le stipule de façon très claire, rien n'a été fait d'un point de vue légal et juridique. Ça n'a pas été respecté. Alors, est-ce qu'il ne s'est rien passé? Non, comme on a pu le voir ce matin. Grâce au mouvement associatif, ce qui fait bien écho à d'autres réalités que nous avons autour de la table, grâce au mouvement associatif, il y a eu un grand travail de récupération, de pouvoir perdurer, de faire vivre la culture liée à la langue. Mais il y a eu un côté extrêmement périlleux à cette aventure-là, c'est qu'il n'y a pas eu d'accord pour ce qui était de la normalisation, notamment graphique, qu'il y a aujourd'hui plus de 3 graphies possibles, ce qui rend de fait impossible toute normalisation et donc numérisation, ceux qui donc ont sauvé la langue en leur temps, maintenant se frottent à ce paradoxe qui est que pour une survie à l'avenir, il faut repenser justement cette bataille de normalisation pour pouvoir avancer. Bueno, pues así las cosas, lo primero que hizo la Dirección General de Política Lingüística fue reunir a las 3 asociaciones que promovían otras tantas grafías
para proponerles un arbitraje voluntario al que se sometieron y que consistía en que 3 expertos internacionales de la romanística, por cierto, entre ellos un occitano de la Universidad Jean Jaurès, Patrick Sausset, harían un dictamen que sería aceptado por las partes. Hicieron el dictamen y la Dirección General de Política Lingüística aceptó esa norma, no así esas 3 asociaciones que se descolgaron de ese pacto y, curiosamente, ellas no lo han seguido y sí que lo han seguido todo el resto de asociaciones, que son más de 50, justo las que no promovían grafías. Al final, esas 3 asociaciones se han quedado al margen y el Gobierno de Aragón, de la mano de otras 50 asociaciones, va para adelante con sus proyectos. Uno de ellos es el aragonario. No tenía un interés, una intención, una vocación normativizadora, pero de facto sí que la está teniendo, porque es una herramienta que tiene más de 1000 consultas semanales, acumula ya más de 100.000 y se ha convertido en una herramienta fundamental. Y efectivamente sí que tiene al final esa función de, por un lado, normalizar y por otro lado también normativizar en base a esa grafía de consenso. Y bueno, ya termino diciendo que esa normalización de un estándar no está reñida con digamos, el respeto a todas las hablas vivas, a todas las variedades que están también recogidas en el aragonario. Nada menos que 10 variedades vivas del aragonés, en las que se muestra su diversidad, pero al mismo tiempo se demuestra también la unidad, porque al final lo que descubren los de cada valle, que casi no se tratan entre sí los valles vecinos, cuando ven algo escrito, y no ya escrito, sino en una herramienta digital, aparte de dignificar su lengua, descubren que no es tan diferente lo que hablan ellos de lo que habla el valle de al lado. Y esa función la está cumpliendo también el aragonario. Donc, il faut savoir que la direction générale donc linguistique du gouvernement d'Aragon a convoqué donc 3 associations majeures au moment de la constitution d'un front commun pour arbitrer sur, d'un accord commun pour normaliser une langue, avec un arbitrage de 3 experts en linguistique romane, dont un occitan, Patrick Sausset, que nous connaissons bien de notre côté. Et donc finalement, donc une fois ces choix qui ont été opérés, curieusement, ces 3 associations s'en sont très vite détachées. Et donc, face à ce paradoxe, bon, des choix avaient été faits, et il se trouve que 50 autres associations, autres que ces 3 associations, ont décidé de suivre cette normalisation pour justement faire progresser la langue dans son utilisation, dans sa socialisation. Et donc le gouvernement d'Aragon a continué et a développé donc cette Aragon. Il n'y avait pas d'intention normalisatrice de base, mais vraiment de mettre d'accord des gens autour de la table qui ont toujours été actifs dans le milieu et productifs. Finalement, c'est en train de devenir un outil normatif a posteriori, parce que c'est finalement une graphie de consensus qui est validée par ces 50 associations qui sont finalement beaucoup de gens de ces associations sont des usagers finaux de cette langue. C'est un site qui a environ 1000 visites par semaine et un total jusqu'à aujourd'hui de 100 000 visites, ce qui n'est pas rien pour cette langue. Et tout en ayant bien conscience de l'enjeu justement de normalisation de cette langue, qu'il y avait bien une histoire de respect de la diversité, mais de montrer l'unité, parce que, comme vient de nous dire Francho, il y a un total de plus de 10 variétés, notamment d'une vallée à une autre, qui ont été prises en compte. Et donc l'idée, c'est vraiment d'incorporer vraiment les locuteurs, leurs mots, pour leur donner quelque part une dignité, une existence, une légitimité, mais en même temps de faire voir qu'il y avait des éléments en commun. Quand bien même, c'est pas mon village, c'en est un autre, mais ça, je suis capable de le reconnaître et je peux reconnaître que c'est de l'aragonais, et cet outil-là a permis de le rendre visible.
Alors, on va se tourner vers Baptiste Choukoyos. Donc, vous avez commencé à en parler tout à l'heure du rapport variété dialectale et langue standard. Est-ce que le numérique permet aussi de les faire cohabiter et d'apaiser les relations? Oui, alors avant de répondre, je dis un mot sur le projet à l'intérieur de POCTEFA qu'a développé Eshko Sandia, Eshko Seshku. C'est uniquement un outil qui présente dans son contexte, ça je dirai après, mais les 192 règles, donc il n'y a pas que des dictionnaires, on a aussi 192 règles, beaucoup d'onomastiques, donc concernant les noms propres, mais pas seulement, ça peut être d'un peu de grammaire, de lexique, etc. Mais du point de vue du locuteur du Pays basque français, si on peut dire, du Pays basque nord. Donc chaque règle est reprise et on met en évidence comment l'Académie a aussi pris en compte cette diversité et donc l'apport des variétés du Pays basque français. Donc c'est un outil, certes, accessible sur Internet, mais qui ne développe pas, je l'ai déjà dit avant, de nouvelles technologies comme je sais pas quoi, la traduction automatique, etc. Il s'agit d'aider, donc il faut être bascophone quand même, le bascophone du Nord à intégrer, à comprendre les règles qu'a, au cours de ces 50 années, donc 50 années, pardon, développé donc l'Académie de langue basque. Ça, c'est un point. Tout ça dans leur contexte, je passe. La deuxième question, donc, je l'ai ici. Et là, c'est le sociolinguiste, le linguiste qui va parler. Le numérique serait une sorte de solution idéale sur ces questions qui peut créer... le numérique, pour moi, là, dans le cas précis, ne peut être qu'un outil. Il n'est pas la solution. Est-ce que je dois apprendre mon dialecte local à mes enfants si j'en suis locuteur? Mais bien évidemment. En fait, là, c'est une histoire de politique linguistique, de gestion des variétés linguistiques. Ou le local, ou le... Quand on est à Bayonne et qu'on n'a pas de dialecte, mais que mes parents ont fait l'Ikashtola et qu'ils m'apprennent le basque, eh ben oui, moi aussi, je suis un bascophone, hein, je n'ai pas de dialecte. Eh bien là, peut-être que moi, avec mes copains, ben, je vais commencer à dire, je ne sais pas quoi, mouchou, mouche. Ma fille, elle me dit Isanunch. Normalement, c'est Isanuncha. Unch, unch, voilà, unch, bien, ça veut dire soit bien. Unch, elle développe son unch. Donc, en fait, là, c'est le discours du linguiste, du sociolinguiste. La langue évolue, la langue se diversifie. La dialectique ou l'opposition entre dialecte et standard devient beaucoup moins dramatique et beaucoup moins importante. Voilà. Il n'y a pas le risque qu'on a pu un peu évoquer que les outils, même si ce ne sont que des outils, imposent un peu une variété, un standard? Alors, il n'y a pas que les outils, mais il y a un mouvement général, effectivement, de déperdition et d'affaiblissement des dialectes, c'est évident, pour diverses raisons. Hein, dans tout bêtement, hein, à Bayonne, quel est le dialecte? Il est fort celui qui l'a trouvé, il n'existe pas. Voilà. Donc il y a ce mouvement vers le batois, mais il y a aussi le mouvement impératif, parce que le locuteur, il a besoin de se distinguer. Si j'ai 20 ans, il n'a pas 69 ans comme moi, donc il va parler autrement. Et c'est normal, il va dire, ce vieux, il me fait chier. Et donc je vais lui dire, je ne sais pas quoi, et c'est tout. D'accord, merci plat. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. D'applaudir. Donc, à repassant... on a un peu d'Isako, on passe à Myriam et à François Sus, la coopération technologique et le transfert des compétences et le transfert des saber. Il y a eu un transfert de compétences qui a été fait dans le cadre de Linguatech qui a permis de développer les outils dont on parle. Mais concrètement, comment ça s'est réalisé dans votre activité? Comment ça s'est fait cet échange de savoir et de technologie? Je crois que le plus concret, c'était les réunions qu'on avait. On a eu 2 réunions par an pendant toute la durée du projet qui nous ont permis de réfléchir, de comparer nos stratégies. Donc, nous, on a plus discuté, par exemple, les collègues de Isha, qui évidemment sont beaucoup plus avancés que nous sur le traitement du basque et sur les stratégies. Mais
Justement, par exemple, pour faire écho à la question précédente, sur la question de justement comment on va gérer la diversité de l'occitan dans nos outils de traitement automatique, on en a pas mal discuté. C'est vrai que nous, en commençant tard ce travail-là, finalement, on est avantagé parce que on a commencé à faire du TAL de l'occitan au moment où les machines étaient capables d'apprendre à peu près toutes seules. Et donc, en réalité, nos premiers corpus, on les a annotés grâce à des ressources en catalan, en espagnol, en portugais. Ça nous a fait gagner du temps d'utiliser des savoirs linguistiques qui étaient déjà en fait stockés pour des langues proches. Et en fait, on a continué l'expérience à l'intérieur de l'occitan, c'est-à-dire que le premier analyseur automatique en partie du discours, donc en catégorie grammaticale, on l'a fait sur le languedocien, et après on l'a fait tourner sur les autres des textes dans les autres dialectes. Alors évidemment, c'est la version un peu normalisé de chaque dialecte, bien sûr, comme disait Benazet, mais c'est quand même d'autres dialectes, et on s'est aperçu que les outils marchaient pas si mal que ça. On a fait les corrections manuelles et c'était pas si mal que ça. Pour la syntaxe, c'est pour varier une unità. Voilà, que mostra que es pas un hasard, ce sont los dialectes d'una mateixa lengua. Esta pas un hasard se poden utilitzar de recursos del català o del portuguès per tractar l'occità, perquè fan partie de la famille de las lenguas romanicos. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est moins inquiet et moins pessimiste sur la gestion de la variation de l'occitan qu'on ne l'était au début. Et ça a été très intéressant de parler avec les collègues basques parce que eux, ils avaient évidemment commencé bien plus tôt. Ils ont aussi, ils avaient l'existence, la présence du batois qui était beaucoup plus forte. Enfin, nous, on n'a pas l'équivalent en fait pour l'occitan, et on a pu prendre conscience de stratégies différentes en comparant avec ce qu'ils avaient pu faire. Donc ça, c'est une espèce de coopération scientifique sur les stratégies. Bon, après, pour nous, la coopération, ça a été aussi de rendre compte de nos résultats ensemble à l'occasion d'une journée finale le 12 mai dernier, un atelier scientifique où on a présenté nos avancées et on a fait venir des collègues qui travaillaient sur d'autres langues peu dotées pour voir un peu quelles sont les stratégies pour les langues peu dotées qu'on peut développer. En termes de transfert, je pense que ça s'est plus passé côté basque que côté occitan. Ben, on l'a dit un peu quand même avec Benazet. C'est vrai qu'on avait eu des réflexions un peu nous en amont avant que le congrès se commence sur les formats d'encodage des textes ou des dictionnaires. On a pu discuter avec Or et Benazet, par exemple, de choses comme ça. Donc, des échanges sur les choix à faire et qui, par le fait même d'échanger, nous aident chacun à comprendre, par exemple, le jeu d'étiquettes à choisir pour étiqueter les dictionnaires et les textes. On a eu pas mal d'échanges là-dessus. On a évolué aussi sur ça en fonction de l'avancée des recherches internationales aussi là-dessus. Voilà. Moi, je ne peux pas en dire tellement plus sur vraiment le transfert technologique. Je pense que ce serait plus peut-être toi qui va en parler, ou peut-être Benazet dans la dernière. Voilà. On a demandé à Francho ce que c'est fait au costat d'Aragon, donc quels ont été vous les transferts, quelles compétences donc vous avez pu récupérer dans le cadre de ce partenariat. Bueno, pues en estos últimos años han ocurrido dos cosas muy buenas para el aragonés. Una de ellas la estaba contando antes, que fue que por primera vez en la historia el gobierno de Aragón empieza a cumplir algo, esa normativa, no solo la Constitución de las lenguas, etc. Y luego hay otra muy buena noticia para el aragonés. Lo comentaba José Ignacio López Usín, vemos pasar un tren por delante de nosotros que se llama POCTEFA. Y además descubrimos que montados en ese tren tenemos a nuestros amigos vascos y occitanos que ya desde el primer momento nos impresionan por dos cuestiones. Primero, la gran cordialidad con la que hemos hecho este viaje juntos, y además con un gran savoir-faire por parte de ellos. Hemos aprendido muchísimo, hemos sido los beneficiados, lo comentaba también José Ignacio López Usín, como lengua más minorizada, éramos los que más teníamos que ganar y más teníamos que aprender. ¿Qué es lo que hemos aprendido en concreto? Sobre todo ha sido el método, esa hoja de ruta que desde el UYAR se nos ha enseñado, digamos, a trabajar sobre ella, creando pues, una estrategia de trabajo que es fundamental, la planificación. Luego, además, hemos tenido una transferencia ya concreta de herramientas. En el caso, por ejemplo, con el jefe de filas, con el UYAR, todo lo que
se refiere a la traducción automática. Estamos hablando del castellano aragonés y ya empezando a trabajar en el aragonés castellano. Digamos, ha sido sobre todo la tecnología que nos ha aportado el UYAR y su ya un recorrido largo en el manejo de esta herramienta. Pero es que además la cooperación con los amigos occitanos pues ha sido también fundamental, porque sobre todo en asuntos como el reconocedor de voz, en el cual ellos digamos, nos enseñaron con medios más limitados de los que se manejan con el euskera, pues nos enseñaron sistemas para poder llegar a alcanzar unos resultados, bueno, por lo menos dignos dentro de las limitaciones con las que nos movemos dentro del aragonés. Pero en resumen, hemos ido aprendiendo. Lo más también bonito de todo es que se acabará el POCTEFA, pero esto para nosotros no se acaba. Hemos establecido una relación que yo espero que siga en el futuro y que además yo creo que hace bueno el espíritu del POCTEFA, que para eso, yo creo que para eso están. Entonces yo os quiero dar las gracias públicamente y felicitarnos todos, porque yo creo que ha sido un éxito 100%, por lo menos desde nuestra óptica desde Aragón. Gracias. Donc, quel transfert dans les GoATech pour l'aragonais? Donc déjà deux choses principales. Déjà d'un point de vue complètement institutionnel, que le gouvernement aragonais prenne enfin les rênes du respect du 3e article de la Constitution, donc qui bouge, qu'il avance vraiment vers cette reconnaissance linguistique. Et le deuxième point, de prendre le train en marche du POCTEFA, comme on avait déjà fait la métaphore, de découvrir une grande cordialité de travail, donc de grand savoir-faire, comme on dit en espagnol, et qui permet donc un transfert qui se fait de façon beaucoup plus naturelle, beaucoup plus fluide, comme disait Roger Ignacio ce matin, que évidemment l'aragonais est celui qui profitait le plus de ce transfert-là, parce que c'était peut-être les langues qui partaient de plus loin, et à bien des niveaux, un niveau de corpus, mais aussi de méthodologie de travail, notamment avec la constitution de la feuille de route, l'importance de la planification, donc par étapes, notamment avec Elouillard, ce qui a donné le cas avec le travail de la traduction automatique avec Traduce, à savoir que toute la partie technologique développée par Elouillard, tout ce qui a été fait notamment avec le basque leur a apporté des leçons à Elouillard qu'ils ont pu transmettre en disant il faut faire comme ça, et ça peut-être l'éviter. Donc ça permet de gagner du temps, comme commentait Myriam un peu de temps avant. Et du point de vue de la coopération avec l'Occitan sur la reconnaissance vocale, un chantier que nous avons en ce moment, ça a pu montrer la voie aux Aragonais que de quelle manière travailler avec les moyens plus limités. On pouvait quand même obtenir des résultats dignes, des résultats montrables, et avec des résultats plus que satisfaisants. Et qu'en conclusion, ce qui était énormément bénéfique, c'était qu'il y a eu de tout ce qu'il y avait d'existant, de comment coopérer, de comment travailler, que ce POCTEFA, bien qu'on en arrive aujourd'hui à l'apogée, à l'heure des résultats, n'est pour eux qu'un point de départ, et que l'esprit est absolument excellent de travail, qu'il a apporté des succès et qu'il en apportera dans l'avenir, et qui nous remercie à tous, en se remerciant tous nous-mêmes et pour arriver à de si bons résultats. Tenga ben di fare d'autocelebrazione, il n'y a pas beaucoup de merciamenti che vengono d'effort. Anant per clavar che la tavola redonda parla della Benidou, dans le futur des Linguatech, donc à qui vont me vira tournamai capayoshu per parla d'aquella Benidou. Le consortium Linguatech donc affiche comme ambition l'intelligence artificielle. Déjà, on va commencer simplement. Pourquoi ce choix de l'intelligence artificielle? Bueno, parece muchas veces, ¿no?, que la inteligencia artificial solo la hacen las corporaciones tecnológicas, ¿no?, como Google o Amazon, y en este consorcio ha hecho inteligencia artificial. La inteligencia artificial al final, ¿qué es? Pues utilizar técnicas computacionales para simular los procesos de la mente humana, ¿no? ¿Y cuál es uno de los pilares de la mente humana? Pues la creación del lenguaje, el entendimiento y la creación del lenguaje.
el procesamiento del lenguaje natural, por lo tanto, es el centro de la inteligencia artificial. Y es más, el 40% de las publicaciones científicas que se están llevando a cabo en estos momentos en inteligencia artificial están vinculadas al procesamiento del lenguaje natural. Por lo tanto, con orgullo tenemos que decir que LinguaTech es un consorcio de inteligencia artificial aplicada al lenguaje, pero un consorcio de inteligencia artificial. Pourquoi donc l'intelligence artificielle? C'est vrai que quand on entend ce mot, on pense plutôt aux grandes corporations, Google, Amazon, etc. Donc à quoi ça sert? De façon très simple, l'idée c'est de simuler les fonctionnalités de l'esprit humain pour en obtenir des résultats qui nous semblent plus humains. Et que comme la langue, le fait linguistique est fondamentalement humain, ça pourrait donner des résultats qui seraient les plus satisfaisants, tout simplement. Et il se trouve que justement, la plupart des publications scientifiques de nos jours portent sur le traitement automatique des langues, du langage naturel, et ce qui signifie que la voie dans laquelle nous travaillons dans l'IA est complètement la tendance du moment en recherche sur l'intelligence artificielle, et que ce n'est pas une chasse gardée uniquement pour un certain champ, mais que la linguistique est une des plus en vogue et en utilisation de nos jours. Hasta ahora se han utilizado dos estrategias, ¿no? en el procesamiento del lenguaje natural. Igual que Pam me va a corregir, pero bueno, por una parte era la estrategia simbólica, en el cual a la máquina se le enseña el lenguaje a través de reglas sintácticas y gramaticales, con reglas lingüísticas, pero los resultados eran limitados. Entre lenguas cercanas, pues los resultados no eran malos, pero para idiomas como el euskera, pues más difícil. Y los últimos años se están utilizando ya técnicas de aprendizaje automático y de aprendizaje profundo, en el cual, a través de ejemplos, das un montón de ejemplos a la red neuronal, y la red neuronal aprende a crear el lenguaje. Entiende y a pesar de que le des luego otros ejemplos diferentes, lo intenta crear. Y a través de esos sistemas es como hemos creado el sintetizador de voz para el occitano, ¿no? Y muchas veces se dice que los datos son importantes, y es verdad, cuanto más datos tengas y si son de calidad, mejor. Por eso decía que era la importancia de la colaboración entre el UIAR y lo Congre, ¿no? Porque los datos, si los datos no son buenos, la máquina no va a aprender bien. Pero hoy día hay sistemas en los cuales puedes entrenar un modelo. Nosotros estamos ahora trabajando con un agente conversacional que tiene datos en inglés, y con datos en euskera anotados de mucho menos cantidad ya tenemos un sistema conversacional para el euskera. Y eso mismo pues, se puede hacer con el occitano o se puede hacer con el aragonés inmediatamente, ¿no? Entonces, sí tenemos el hándicap del tamaño, pero también, tal como va la tecnología, pues también grandes oportunidades. Y el próximo LinguaTech pues, va a ir a aprovechar todas esas oportunidades. Donc, on parle ici de deux stratégies principales. La première en était la première développée pour l'intelligence artificielle, elle était plus symbolique qu'autre chose, c'est-à-dire essayer d'expliquer à la machine comment fonctionnait le langage, principalement à base d'un grand nombre de règles linguistiques, ce qui, en comparaison de certaines langues, a pu fonctionner pour certains cas, mais que les résultats, de toute façon, restaient limités, parce que, évidemment, il n'y a rien de plus humain que le langage, et donc les règles sont faites pour être transgressées. Et donc, la stratégie actuelle en intelligence artificielle est celle en apprentissage profond, ou en deep learning, en langue constitutionnelle, à savoir que c'est celle qui a été appliquée notamment pour notre synthèse vocale, à savoir donner un très grand nombre d'exemples avec des données le plus qualitatives possible,
et à donner à apprendre à un réseau neuronal, pas une machine comme ça, mais c'est-à-dire que ce réseau-là, en fonction du très grand nombre d'exemples, on va en déduire des règles, et que plus il a d'exemples, mieux il peut comprendre et bâtir un modèle qui soit le plus fidèle aux données qu'on aura bien voulu lui fournir. C'est ce qui a permis notamment de faire notre synthèse vocale, comme je disais tout à l'heure, et que plus les données sont importantes et de qualité, meilleur sera le résultat final. D'où l'importance de cette collaboration, parce que si bien Éluard a la technologie pour faire une synthèse vocale en occitan, il faut bien des données en occitan qui soient suffisamment importantes et de qualité. Il nous donnait également l'exemple que Éluard travaille actuellement sur un assistant vocal, c'est-à-dire auquel on parle et où on a la réponse. Et bien avec peu de données en basque, mais avec déjà un modèle entraîné qui est en anglais et qui était déjà satisfaisant, a pu être appliqué très vite au basque avec des résultats plutôt satisfaisants. Donc si c'est le cas pour le basque, pourquoi pas demain l'aragonais, l'occitan, et que c'est un bon point de départ, notamment probablement pour le prochain Linguatech que l'on souhaite avec ferveur. Alors, havent començat d'évocar la causa, je commence de par là, sur la possibilité d'offrir per cada langue. On a commencé à évoquer le fait est-ce que c'était possible de décliner pour chaque langue ces outils, cette intelligence artificielle. Est-ce que parce que les ont des situations différentes, les langues des Pyrénées, on en a parlé, des situations de minorisation plus ou moins avancées. Est-ce qu'on peut donc décliner ces outils-là pour toutes les langues, vous pensez, Kepa? Vale. Lo ha explicado Josu. En el proyecto que nosotros escribimos hace 4 años no aparecían las palabras Big Data, inteligencia artificial, redes neuronales y aprendizaje profundo. No aparecían. Han aparecido después. En el proyecto hemos sido muy listos y, como ha dicho Josu, en generación de voz para occitano, por ejemplo, se ha utilizado. En el proyecto no pusimos nada de hacer traducción de euskera a francés. En las primeras reuniones que hicimos en el 2018 dijimos, pues vamos a ponerlo, igual sale algo. Y ahora tenemos un sistema que lo utilizas tú para traducir documentos de 10 hojas, que luego lo tienes que corregir, pero que te quita pues, un 90% del trabajo. Con eso tenemos que plantear que en nuestras lenguas, a ver si somos capaces de que en 1 año o 2 años somos capaces de crear 10 veces más de texto, producir mucho más, y eso para las lenguas es lo mejor que hay. No aparecían en esas palabras, ahora sí, pero el problema era cuando en 2018 o 2019 empiezan a haber aplicaciones importantes que funcionan muy bien para inglés, francés, castellano, esto, y funcionará esto con nuestras pequeñas lenguas, con nuestras lenguas de pocos recursos. Pues parece que sí. Entonces ya tenemos 4 casos de éxito, por lo menos. Generación de síntesis en occitano. Traducción euskera-francés, que era imposible y que funciona. También al hacer chatbots, sistemas que te ayudan en conversaciones, también. Y es muy curioso, como decía yo también, que igual tienes poco tiempo grabado o pocas frases para enseñarle en euskera o en occitano, pero tienes muchas que han utilizado para inglés y te sirven. Es capaz de utilizar esas conversaciones en otros idiomas para después, si tú le enseñas a localizarlo al pequeño idioma, también aprende. Es maravilloso. Hay espacio para la esperanza. Tenemos 4 ejemplos claros de que también funciona para lenguas de pocos recursos. Este es nuestro desafío hoy en día.
sobre todo ahora que, como decía antes, en Europa se plantea que para 2030 conseguir una mínima infraestructura para 60 lenguas en Europa. El programa este de European Language Equality. Entonces, pues ya tenemos los objetivos a medio plazo. Donc, il faut penser que dans ce projet, il y a 5 ans, quand les Basques ont commencé à travailler sur des projets qu'ils pouvaient faire, pas un mot d'intelligence artificielle, d'apprentissage profond n'était prévu. Et sauf que par la force des choses, des besoins qui sont apparus, notamment quand ça a été utilisé pour l'occitan, ça tombait quasiment sous le sens que c'était des outils qui faisaient leurs preuves. Notamment, il n'était pas prévu d'avoir de base une traduction de basque au français, mais on s'est dit, si ça a l'air de pouvoir marcher pour l'occitan, eh bien, pourquoi pas basque français. Et aujourd'hui, nous avons des Français d'Iparralde qui peuvent l'utiliser pour traduire des documents de 10 pages. Et même si ce n'est absolument pas parfait, ça reste évidemment une machine. Ça améliore et facilite le travail grandement. Et c'est avant tout ça, ça reste un outil, mais qui facilite le travail des usagers, ce qui est l'objectif principal. Donc imaginons d'ici 1 ou 2 ans d'obtenir 10 fois plus de textes, ce serait encore plus de données qui permettraient d'entraîner encore mieux les réseaux à l'avenir. Maintenant, l'intelligence, tous les termes du champ sémantique de l'intelligence artificielle apparaissent partout. Pourquoi ? Eh bien, parce que si c'est vrai que pour l'anglais, pour l'espagnol, pour les langues extrêmement notées, on voyait que ça pouvait fonctionner très bien, la question se posait si ce serait le cas pour des langues aussi peu dotées ou avec moins de prestige, en disant ça ne marcherait pas forcément aussi bien. Aujourd'hui, nous avons des preuves tangibles que c'est le cas. Et que le cas de l'assistant vocal est extrêmement probant et extrêmement parlant, qu'avec peu de données du basque de base, mais avec un modèle entraîné en anglais qui avait énormément de données, le réseau en lui-même a su apprendre très très vite avec peu de données dans d'autres langues. Donc c'est bien la preuve que les langues sont là pour s'appuyer entre elles d'un point de vue technologique et non pas du tout en compétition, et que ça donne vraiment des motifs d'espérance de développement, en termes de développement, mais aussi de collaboration. Si ça marche avec les langues peu dotées, qu'est-ce qu'on attend ? Si aujourd'hui l'Union européenne a comme objectif, dans ses propres objectifs, d'ici à l'horizon 2030, de développer une infrastructure minimale pour les 60 langues de l'Union européenne, nous avons là un élément fort qu'on pourra développer probablement dans un prochain Linguatech, ou peu importe son format à venir. Eh bien, merci Bapla, merci a tuttes de ser venguts, d'haver participat. Merci força, Michael, per aquel treball que n'hi havia bravament. Anant a faire la pausa dins aquest congrés e mancas pas la represa a 2 hores. Aquí hi haurà la presentació d'aquelles eines novel·les i del traductor automàtic en llengua occitana. Això que és un evidiment. Merci pla a cada un e bon appétit. Mil esker,
Arishat Tourna, che è tornato dalla partito della giornata Linguatec a Pau e ad Arbon che va passare dalle cause interessantes, non pas interessantes, mais ce qui intéresse le public, mais qui disent des applications concrètes, montrer les applications concrètes de tous les travaux qui ont été réalisés dans le cadre de Linguatec pour la partie occitane. Voilà. Alors pour parler de ça autour du plateau avec moi, 3 personnes, donc Aurélie Seguier qui est la développeuse TAL et qui a entre autres travaillé beaucoup sur le traducteur automatique, Michael Barrett, donc, qui est la personne qui a travaillé sur la synthèse vocale, sur Boots, et enfin Amaya Jauregui Carrera, qui va nous parler des applications finales et grand public qui vont pouvoir être téléchargées et utilisées très rapidement ces prochains jours. Voilà. Alors, on va rentrer de suite dans matière en parlant, je pense que c'est Michael qui est prévu en premier. Nous allons parler de la synthèse vocale de Boots. Donc, synthèse vocale, je le rappelle, c'est la technologie qui fait que la machine transforme le texte en voix, qui est une technologie qui est bien connue dans les transports publics, dans la signalétique, qui est aussi une technologie utilisée pour les gens en situation de handicap, pour les malvoyants par exemple, et qui est un véritable enjeu pour les langues minorisées, notamment pour l'occitan, puisque ce sont des langues qui, on le sait, s'écrivent de plus en plus, mais qui s'entendent de moins en moins, avec des gens qui ont besoin d'avoir aussi un référentiel en termes de langue entendue, enfin, en termes de phonie, d'avoir fait ça, d'avoir réussi ça, parce que c'est pour nous, quand on s'est engagé dans Linguatec, une grosse inconnue, la synthèse vocale, autant la traduction automatique, on voyait à peu près à quoi ça pouvait ressembler. Pour ce qui concerne la synthèse vocale, on est sur quelque chose qu'on ne connaissait absolument pas et on a été très très bien accompagné dans la réalisation de cette ressource, tant par Elouillard au niveau technique, mais également, et je le remercie au passage, les linguistes qui nous accompagnaient, Philippe Boula de Mareuil et Nicolas Quin, qui nous ont accompagnés pour le traitement linguistique. Également que cette synthèse vocale, c'est fait sur on parlait ce matin d'intelligence artificielle, donc c'est fait avec les systèmes neuronaux, voilà, ce qui signifie que l'occitan maintenant a les capacités, c'est-à-dire les ressources pour pouvoir le faire, puisqu'on a à peu près, je crois, 10 heures d'enregistrement pour l'anguedocien et 6 heures pour le gascon, donc on a réussi à faire ça. Vous verrez, la qualité est plus que satisfaisante. Moi, j'aurais signé d'entrée pour ça, sans problème. Je remercie, et je passe après la parole à Michael, d'abord les donneurs de voix, les 2 personnes qui ont donné leur voix pour la synthèse vocale, à savoir pour la version gasconne, Domaine Gelekiona, et la languedocienne, Clamence Salette. Et bien sûr, remercier chaleureusement Michael Barrett devant moi, qui a été la cheville ouvrière de ce projet, qui s'y est tenu, qui a fait tout le travail de traitement, d'organisation, de logistique. Du côté des Louillards, remercier Igor Letouria aussi, qui a fait toute la partie développement, ainsi que Marie Soustaragui qui a fait la partie intégration. Voilà, je ne parle pas plus, je passe la parole à Michael qui va tout nous dire sur cette synthèse vocale qui s'appelle Boots, voix en occitan. Voilà, donc Adisha Stourna, je pense que tout est dit. Je peux passer la parole? Non, je plaisante. Effectivement, donc nous avons Boots, la synthèse vocale, qui était une technologie justement existante en basque chez Louillard, et donc dans le cadre de Linguatec, l'idée était de faire, comme on a pu parler ce matin, un transfert de technologie avec des données linguistiques fournies par le Congrès, les meilleures possibles, avec tous les enjeux dont vient de parler Benazet, de socialisation de la langue, de l'inclusivité pour les malvoyants, les aveugles, et d'oralisation des cris divers, effectivement. Alors, la question qu'on se pose, évidemment, quand on entend synthèse vocale, bon déjà, Kesako, comment dire en bon français, et surtout, mais comment ça marche? Est-ce que c'est magique, on appuie un bouton et ça marche? Alors, de façon très simple, parce qu'on entend intelligence artificielle, ça peut faire peur. En 3 étapes, il fallait beaucoup de phrases, beaucoup de fichiers audio qui soient le reflet fidèle de ces phrases, qui soient toutes alignées. Une fois qu'elles sont alignées, on les donne à un algorithme d'intelligence artificielle qui apprend, qui déduit des règles à partir de ces données qui sont annotées, et cela nous donne un modèle de synthétisation. Et ce modèle, c'est donc Boots. Une fois que l'apprentissage algorithme-modèle, c'était la partie donc, technique des Louillards. C'est notre intelligence artificielle, Boots.
Donc maintenant, comment travaille Boots quand elle se retrouve face à une phrase? C'est le deuxième schéma que vous avez en bas. C'est-à-dire qu'elle fait face à une phrase. Cette phrase est passée par notre modèle de synthétisation dont je viens de parler plus haut. Et ça nous synthétise, ça nous produit un fichier audio, donc un Wave ou MP3, qui soit le portrait le plus fidèle de la phrase de dite. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail de ce que c'est cette synthétisation, en réalité, la phrase, elle est passée d'abord par un phonétiseur pour avoir toute cette phrase-là phonétisée. Justement, ma collègue Orsegui a développé un phonétiseur donc qui permet de transformer une phrase écrite ensuite de phonèmes ou de diphones, ou triphones d'ailleurs, c'est-à-dire des phonèmes, deux phonèmes, diphones, etc. Et toute cette collection de phonèmes ensuite est envoyée au modèle de synthétisation qui fait une phrase en fichier audio. Alors, ça c'était pour rentrer un peu plus dans la technique, mais justement quand je parlais de grands répertoires de phrases, de phonèmes finalement, eh bien il faut l'alimenter avec quelque chose, cette machine, pour qu'elle en ait le plus grand nombre possible. Et donc nous avons dû constituer un corpus. Avec quoi nous l'avons alimenté? Il fallait d'abord constituer un corpus de base. Alors qu'est-ce qu'un corpus de base? Évidemment, si on veut socialiser la langue avec, notamment pour oraliser des emails, des phrases comme Adichatz ou Placura Umen, il faut qu'elle sache le faire. Des phrases de GPS, Biratsadret, Estancadpe à l'estop. Évidemment, il faut qu'elle les connaisse. C'est ce qu'on appelle les phrases fréquentes que nous avons répertoriées. Mais aussi, il fallait prévoir des mots et des phrases où il y ait tous les diphones, c'est-à-dire les assemblages de deux phonèmes les uns à côté des autres, qui seraient peut-être plus rares ou sous-représentés. Donc, il fallait qu'ils soient vraiment tous présents. Et à ce corpus-là, nous avons rajouté aussi les noms français, parce que le public qui nous regarde n'est pas sans savoir la situation diglossique dans laquelle se situe l'occitan et qu'il est très important d'avoir une reconnaissance de ces noms français qui sont monnaie courante dans une conversation occitane. Suite à quoi nous avons rajouté aussi des phrases fabriquées, c'est-à-dire avec des diphones qui étaient encore moins fréquents. Pensez à des phonèmes français et occitans les uns à côté des autres. Si avoir par exemple le ange, ça semble complètement antinaturel. Or, Mitterrand rebelle, j'ai un an et re, il faut anticiper le ange. Donc nous avons fait des phrases fabriquées. Donc une fois qu'on a pris en compte l'existence possible de toutes les paires de phonèmes, donc des diphones, de tout ce qu'il y a de plus classique, ce qu'il fallait, c'était le deuxième ingrédient, à savoir la quantité. Donc c'est pour ça qu'on a prévu des phrases qu'on appelle au kilomètre, qu'on a récupérées du corpus auprès de partenaires conventionnés, que l'on remercie chaleureusement d'ailleurs, qui permettent de faire avancer la langue, à savoir des journaux, mais aussi des livres, grâce à des maisons d'édition. Et toutes ces phrases-là ont été classées par pertinence, si elles étaient plus ou moins longues, s'il y avait une suffisamment riche diversité linguistique ou phonétique. Et nous en avons récupéré le nombre suffisant pour atteindre l'objectif des 100 000 mots. L'idée, c'était de faire le maximum de phrases pour ensuite donner à lire au locuteur dont on parlera juste après. Donc tout ça, ça constituait le corpus de base, le gros morceau. Mais évidemment, qui dit corpus de base, dit les exceptions. Parce que s'il y a une chose qui est très très humaine, c'est évidemment la quantité faramineuse d'exceptions qu'il faut traiter aussi bien numériquement que linguistiquement. Je veux dire par là, quand vous voyez la première case, les symboles, nous avons dû identifier pour le pré-traitement tout un type, tout un grand nombre d'éléments à lister pour l'étendeur, à savoir les symboles. Si on voit le symbole pourcentage, il faut qu'elle sache dire delsen en langue d'Ossien, persen en gascon, et pas rester juste boule, trait, boule. Non, il faut qu'elle sache dire quelque chose. On peut parler aussi des unités monétaires comme dollar ou euro. Pensez aussi aux chiffres arabes, romains et aux chiffres ordinaux. Alors, il ne faut pas qu'elle lise xin, mais bien douzaine, pour dire 12e, parce que sinon, évidemment, si elle voit XIIN, elle ne peut rien dire d'autre. Pensez donc, quoi d'autre encore, les acronymes, les sigles, etc. Donc ça fait une partie des exceptions. Il y a des exceptions aussi linguistiques, la plus interne à la langue, à savoir que le R et N finaux sont muets, sauf dans un sacré paquet d'exceptions. Il ne faudrait pas que la machine dise « hélicoptère » et « gluten », mais bien « hélicoptère » et « gluten ». Les verbes conjugués, la troisième personne du pluriel où le N est sensible, les mots composés, bref, vous m'avez compris. Si je dis
Bambé du Bester, on ne va pas comprendre, alors que Western, on va comprendre peut-être un petit peu mieux. Évidemment, même chose pour les noms français, les toponymes ou les noms de groupes, etc., qui ne correspondraient pas à la graphiphonie traditionnelle de l'occitan. Donc, une fois que toute la base, aussi bien corpus qu'exception, est constituée, on passe justement au choix de l'enregistrement, donc dont nous a parlé Benazet plus tôt, à savoir Domengel Lecuona sur votre gauche et Clément Allet sur votre droite, et aussi un studio d'enregistrement professionnel qui se dédie notamment au doublage à Pontac, donc près de Pau, et où nous avons enregistré, comment est-ce que nous les avons choisis? C'est très simple, il nous fallait des professionnels de la voix, notamment de la radio, parce qu'on ne cherchait pas une intonation précise comme un jeu d'acteur, mais bien comme un locuteur de radio, donc avec une intonation neutre, parce qu'on ne pouvait pas anticiper le type d'écrit qui serait oralisé. Et surtout, de trouver un locuteur qui ait été en immersion, qui a entendu, qui est baigné dans la langue, pour donner une meilleure naturalité au résultat. Vous en serez les seuls juges à la fin. Donc voilà pour les choix. En ce qui concerne les enregistrements, les chiffres. On demande toujours les chiffres, eh bien les voici. En occitan-gascon, aussi bien qu'en languedocien, nous avons dédié 6 heures par jour pendant 6 jours. Alors consécutif ou non, ça dépendait du cas. Ce qui nous donne 10 600 phrases au total pour 7 heures d'audio en gascon, 7 200 en occitan, 3 000 en français, 40 phrases en espagnol, 200 phrases mixtes ou non-mots. Il faut comprendre par mixte ou non-mots, rappelez-vous les mélanges de phonèmes français, ou avec occitan, pour évidemment les anticiper. Alors que pour le languedocien, nous sommes plus dans 8000 phrases avec 12h30 d'audio, ce qui nous fait 4500 phrases en occitan, 3000 en français, 40 en espagnol et 140 en mixte ou non-mots. Alors évidemment, quand on voit cette grande différence, on va dire qu'est-ce qui s'est passé. Il faut savoir que la version pour le gascon était la version test. On a fait donc un peu de mise en place. Pas exactement le même. Et puis il y avait plus de courtes, il y avait plus de pauses, et la vitesse d'élocution des locuteurs n'était pas exactement la même. Mais quid du résultat? Eh bien, vous en serez seul juge. Le résultat qualitatif est plutôt comparable, et il y a encore une certaine marge de progression dont on pourra vous parler par la suite. Alors une fois que tout ce contenu audio a été enregistré, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, avec un fichier audio qui fait environ 50 phrases différentes, il a fallu les découper. Donc, et les stocker. Donc, vous voyez un exemple de phrase qui correspondait à ces fichiers audio. Il y avait la phrase écrite et la phrase phonétisée. Eh bien, de temps en temps, j'ai dû l'adouber. Voilà, il n'y a pas vraiment de bons mots français pour traduire qu'est-ce bon mot tout de suite d'adoubomen, à savoir retoucher l'écrit de la phrase pour coller au maximum à ce qui a été dit. Parce qu'il faut savoir que chaque locuteur porte évidemment son parler, et ce qui est d'ailleurs un plus pour la naturalité du résultat, que vous apprécierez ensuite. Ce que l'on cherche, c'était vraiment un strict diphone digraphe, c'est-à-dire 2 phonèmes et 2 graphèmes, c'est-à-dire 2 lettres ou groupes de lettres qui collent au maximum. Et c'est-à-dire que de temps en temps, dans la grande masse de textes lus, ça peut ne pas correspondre exactement au standard graphiphonie recherché. Et il peut y avoir des mots ou des lettres sautées, donc j'ai dû reformuler de temps en temps. Si vous regardez par exemple la fin de la phrase 3543, il y a Nakabu Andun Sazu Malaizid. Le Andun, évidemment, c'est complètement attesté comme prononciation, sauf que normalement c'est Am-une. Et il ne faudrait pas que la machine comprenne que le B peut se prononcer D. Donc ce qui fait que j'ai reformulé, mais ça n'affecte en rien le résultat final. Ici, il faut bien penser que c'était des données d'entraînement, Ce n'était pas la grammaticalité qui était recherchée, mais le pur graphiphonie. Donc, une fois tout ce corpus écrit audio préparé, rappelez-vous du premier schéma, nous rentrons maintenant dans la deuxième étape, dans l'étape beaucoup plus technique, qui est l'étape qui a été développée par Elouillard. Alors, avant de commenter ce petit schéma, juste, d'un point de vue des choix technologiques, on en a déjà parlé un peu plus tôt dans la journée. Maintenant que les données calibrées sont prêtes, qu'est-ce que fait la machine? Eh bien, avant 2015, il y avait des règles, un grand nombre de règles, ce qui pouvait donner un résultat parfois imprécis, parfois un peu trop mécanique, et surtout il fallait une grande quantité de données et de règles, ce qui pouvait être fastidieux et avec un moins bon résultat.
Donc, ce qui nous a amené naturellement vers le choix des réseaux neuronaux et le choix du tachotron et du WaveGlow que vous voyez dans les deux flèches grises, tachotron 2 et WaveNet WaveGlow. Je vais y revenir. Mais tout ça pour dire que pourquoi ces choix-là? Parce que ce sont des modèles libres, déjà, libres de droit, c'est très important dans notre philosophie, et que cela a donné un vrai plus en termes d'humanisation, et surtout avec un nombre de données atteignables pour nous. Nous sommes avec une langue qui a des données un peu plus limitées, et ça donnait un résultat a priori qui pouvait nous sembler, qui pouvait sembler bon. Et c'est ce qui explique le choix. Donc maintenant, pour en revenir à ce schéma, qu'est-ce qui se passe quand une phrase passe par le phonétiseur? Donc en quelques mots, vous avez une phrase ici, arribada prevista viaturas. Donc cette phrase passe dans le tachotron, et quand elle passe dans le tachotron, elle est transformée en spectrogramme. Qu'est-ce qu'un spectrogramme? C'est en réalité une représentation visuelle d'un signal audio, donc ça transforme cette phrase en spectrogramme. Puis ce spectrogramme, il est transformé, si vous voulez, synthétisé, recréé par le programme WaveNet, et qui va en ressortir un fichier audio, tout ce qu'il y a de plus classique, un Wave ou un MP3. Donc ça semble a priori simple ou voire un peu magique, mais c'est pas si magique que ça. Qu'est-ce que le tachotron? Quand vous regardez bien, le tachotron, en réalité, c'est un modèle de conversion en spectrogramme qui a été entraîné avec nos données, justement, qu'on a essayé de faire les plus qualitatives possibles, avec un grand nombre de textes de notre côté et de spectrogrammes pour arriver à faire un modèle de spectrogramme le plus fidèle possible à la phrase. Le deuxième modèle, qui est le modèle WaveNet, synthétisation, donc qui était libre, qui est utilisé par NVIDIA, donc technologie développée par Google. Et ici, c'est une technique non linguistique. Donc, c'est-à-dire qu'elle va transformer une information, elle va synthétiser à partir d'une information sonore et une information spectrogramme, donner un fichier sonore pur. Donc, peu importe finalement la langue qu'elle va traiter. Et comme cela fonctionnait bien, notamment pour l'anglais, on a fait le test de passer par l'anglais et vous verrez le résultat ensuite. Donc ici, on a entraîné un maximum et nous avons obtenu donc la troisième phase du tout premier schéma que je vous ai montré, à savoir un modèle de synthétisation. Alors, comme nous l'avons développé, nous, évidemment, il est formidable, il est génial, mais comme nous sommes un minimum sérieux, nous l'avons fait passer par un procédé de test et d'évaluation. Alors, je ne vais pas rentrer complètement dans les détails comme nous l'avons fait au mois de février pour cette présentation, mais en quelques mots, nous avons quand même utilisé une méthode standard de recherche pour l'évaluation, c'est-à-dire avec 100 phrases en aveugle, qu'elles soient synthétisées ou dites par un humain. Et ensuite, nous avons mobilisé environ 40 testeurs, que l'on remercie très chaleureusement d'ailleurs, pour chaque variété, pour évaluer 3 points spécifiques, à savoir la justesse de la graphie phonique, de ce qui est écrit et de ce qui est dit. Ensuite, la naturalité de la voix, l'humanité, si vous voulez, qu'il y a derrière la voix. Et ensuite, la présence ou non de gros soucis techniques, comme c'était la première fois qu'on le développait. Et suite à quoi, avant de vous dire ce que ça a donné, cette démarche, d'ailleurs, a été primée par un article scientifique qui a été publié conjointement par Elouillard, le Congrès et des linguistes qui étaient dans notre équipe, à LREC, une commission d'évaluation technologique. On peut dire que c'est de ce qu'il y a de plus sérieux. Ce graphique que vous voyez là, qu'est-ce qu'il représente? Eh bien, il représente tout simplement la différence qu'il y a qualitative entre la phrase prononcée par une personne et la phrase synthétisée par la machine. Plus c'est proche, plus on est à 100%, et plus c'est différent, plus on est proche de 0%. On peut être relativement fier du fait que aussi bien la correction que la fluidité en langue de signes est extrêmement valorisée. C'est un petit peu moins le cas pour le gascon, qui peut notamment s'expliquer par le nombre d'heures un peu moindre, mais le fait que ça se rapproche entre voix humaine et voix synthétisée nous a quand même fortement rassurés de continuer dans ce sens. Et bon, avec quelques enquêtes qualitatives, on pourra faire aussi quelques ajustements et avoir une marge de progression encore. La nouveauté vis-à-vis du mois de février, c'est donc les applications concrètes. Alors maintenant que vous connaissez bien la plateforme Boots, votz.eu, c'était une plateforme de test que tout le monde a pu un petit peu voir, trifouiller, tester. La nouveauté, c'est que Amaya, ma collègue, vous le présentera dans quelques instants, les applications
concrète, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire avec Boots? Eh bien, on peut faire beaucoup de choses, notamment phonétiser, comme vous pouvez voir ici, du texte d'un site web que l'on rentre en tant que webmaster. Et d'un simple clic, on peut entendre la phrase qui est écrite et on peut l'appliquer à tout le texte. Ça, c'est une des possibilités, évidemment, pour tout type de site web, mais il existe également une barre, un plugin, si vous voulez, qui l'intègre dans le navigateur, qui permettra de phonétiser tout type de contenu en occitan, évidemment que vous identifierez en tant que tel, mais Amaya vous en dira plus, puisque c'est disponible aussi pour smartphone. Je pense que je fais trépigner d'impatience tout le monde. Je vous remercie pour votre attention et vous montrer, si j'ai encore le temps, quelques petits exemples de ces phrases, j'imagine. Alors, voici donc la plateforme Boots, voilà, que normalement vous allez bientôt voir votre écran. Donc ici, le menu pour en savoir plus, bon, je vous laisserai regarder. Et donc, vous avez Occitan-Gascon, Occitan-Languedocien. Vous écrivez ou vous copiez-collez du texte, vous cliquez sur synthétiser et la magie s'opère. Donc ici, pour gagner un petit peu de temps, j'ai déjà préparé quelques petites phrases. Déjà, nous allons voir si la synthèse vocale est polie. D'abord, c'est quand même la base. Hein. Voilà, une petite phrase en gascon. Je clique sur synthétiser qui va interroger le fameux modèle. Et comme je disais, normalement. Ça prend toujours un petit temps, manifestement. Alors, je vais peut-être réessayer. Ça a bloqué un petit peu. Bon. Pas de souci, je réessaye. J'actualise. Voilà, ça peut arriver de temps en temps. Voilà, je pense que ça va mieux aller parce qu'on voit bien 4 secondes. Alors, ça synthétise, mais pas forcément la lire. Un problème de débit Internet, j'ai l'impression. D'accord, oui, ce qui n'est pas impossible, puisqu'évidemment, avec le live, avec tout ce qui est ici, on peut, voilà, comme vous pouvez voir, télécharger le fichier, hein, finalement. Fait juste enregistrer, il faut ouvrir avec, oui, mettons. Et donc, avec, voilà, VLC, par exemple. Adișați că sui Boots la pure suffisamment proche à ce qu'on dit en gascon. Même alors, normalement, ça devrait pouvoir être lu sans trop de problèmes. Ici, ça bloque un petit peu, mais vous avez vu que pour la télécharger, il n'y avait pas de problème. On va en tester une deuxième en gascon. Elle est un petit peu plus complexe, avec des symboles, avec des chiffres. On va voir, on va la mettre à l'épreuve quand même, parce que les petites phrases de salutation, ça, tu sais faire, on a confiance en toi. Mais on va voir si avec des pourcentages, des chiffres, ça va aller un peu mieux. Et sinon, je vais la télécharger. Écoutez, on écoute. S'il veut bien. Voilà. 50% de réduction sur las dues camisettes si 25 euros mais 10 euros de porte. On peut dire que ça correspond pas mal à la phrase qui a été dite avec les symboles des euros, du pourcentage. Donc pour le gascon, on peut dire que le cahier des charges est rempli. On va passer au languedocien quand même, puisque nous avons deux variétés. Et là, on va vraiment le pousser dans ses retranchements parce qu'on va mettre des chiffres romains et avec des heures, la date et de l'ordinal. On va vraiment le pousser dans ses retranchements. Hop, voyons voir. Qui va être plus clément pour le languedocien que pour le gascon. Apparemment non. Alors, il n'y a pas de souci, ce sont des petites choses qui vont se régler avec le temps, ne vous en faites pas. Le 12e congrès de la ROS s'ouvrira le 30 de mars de 2020 et une 9,30 €. Voilà. Donc, a priori, ça a bien rempli ce qui a été dit. Une petite dernière pour le languedocien avant justement de vous laisser. Une petite beaucoup plus courte, mais ça me permet de passer la parole. Je vous laisse en compagnie de ma collègue avec cette phrase de salutation. Donc toujours pas. Faut essayer. Tac.
adiciats a l'euleu. Ce n'est pas moi qui vous l'ai dit, c'est la machine. Merci à tous. Bé, gràcies, Miquel. Tota aquesta presentació, bon petit tribu qui pot arribar, qui va millorar, que són outils navets et qui sont améliorés petit à petit. Ce sont des nouveaux outils qu'on va continuer à améliorer, comme d'ailleurs le traducteur automatique. Alors, on a un petit peu de retard, donc on va passer directement avec Or à parler du traducteur automatique. Donc une application en soi qui s'appelle Rebirado, donc traduction en occitan. Quelques éléments quand même d'introduction pour dire que c'est un traducteur automatique qui est basé sur un moteur qui est assez connu dans la traduction automatique qui s'appelle Apertium. C'est un moteur libre, un logiciel libre, qui avait déjà eu une version en occitan, alors occitan catalan, qui avait été développé à l'époque par le groupe de linguistique Occitano, qui est un groupe de linguistes organisé par la Generalitat de Catalunya. Et par la suite, il y avait eu aussi un travail qui a été réalisé par Claudi Balaguer avec Hector Alos sur une version de mémoire entre le français et l'occitan languedocien. Voilà, donc c'est vrai que bon, il faut quand même citer qu'il y avait déjà ces travaux qui avaient été menés avant. Et nous avons été donc plus loin puisque nous avons complété les lexiques et nous avons développé la traduction automatique du languedocien vers le français. Et nous avons aussi développé le traducteur automatique entre le gascon et le français dans les deux sens. Donc occitan-français, français-occitan. Donc le traducteur, il est pour deux variétés, comme pour Boots. Ce sont les deux grandes variétés qui sont utilisées sur le massif pyrénéen, c'est-à-dire le territoire du POCTEFA, à savoir le gascon et le languedocien. Donc, comme vous allez le voir, il y a plusieurs fonctionnalités qui sont proposées. C'est un outil, c'est une application moderne, très bien connue maintenant, qui permettra également de traduire les documents. Là, ce qu'on va vous présenter, c'est une version avant la mise en ligne. Et même mise en ligne, on pourra dire que c'est une version qui restera encore bêta, qui aura pour vocation à s'améliorer au courant de l'été, puisque en fait, il y a encore du travail à réaliser sur des règles, notamment pour le gascon, par exemple, qui est une variété du gascon, du occitan, qui a la particularité d'avoir ce qu'on appelle les énonciatifs, qu'il va nous falloir traiter spécifiquement. Mais vous allez voir déjà pour une version bêta, c'est vraiment pas mal. Enfin, on est assez content de ce premier jet, et je pense qu'on sera en mesure de la publier d'ici une dizaine de jours. En tout cas, vous serez bien sûr informés de sa sortie. Voilà. Quoi dire avant de passer la parole à Or. Donc, déjà la remercier, puisque Or elle travaille dessus depuis maintenant 3 ans. Or a fait un travail de moine, ou de sœur, en l'occurrence. En tout cas, un travail que beaucoup auraient renoncé. Toi, tu t'es accroché à, faut te le dire, à t'avaler des lexiques, à traiter une quantité incroyable de données. Voilà, et voilà, tu as été courageuse, tu as tenu, et je te félicite en tout cas. Ainsi que tous ceux qui ont participé à ce projet, y compris Florence Marcouille qui a fait un travail linguistique également qui a appuyé Or, et puis bien sûr également toutes les personnes des Louillards qui sont intervenues, à savoir Itziar Cortés et bien sûr Amaya Jauregui Carrera qui est avec nous. Or, je te passe la parole. Oui, alors je vais vous présenter Rebirado, donc le traducteur automatique occitan. Déjà, je vais revenir en quelques mots sur l'histoire de la traduction automatique. C'est quelque chose qui est tout récent puisque ça date des années 50. Dans les années 50, ils ont décidé de traduire mot à mot. C'était en fait les Américains qui voulaient essayer de comprendre les Russes. Et ils se sont aperçus que ça ne marchait absolument pas. Il y a beaucoup trop de mots qui peuvent avoir 2 traductions. Et en 1966, ils ont fait un gros concile pour dire en l'état actuel des technologies, ce n'est pas possible. C'est revenu dans les années 80 où on a eu là les premiers traducteurs satisfaisants. Là, la puissance des ordinateurs permettait de faire quelque chose d'un peu plus efficace. Mais même aujourd'hui, où on a eu la grosse révolution de l'intelligence artificielle, les traducteurs automatiques restent imparfaits. Leur vocation, c'est vraiment pas de remplacer un traducteur humain, c'est de permettre de comprendre un texte qui est dans une langue qui ne nous parle pas du tout. Par exemple, si demain je vais consulter un site en russe, je serai content d'avoir un traducteur automatique, ce ne sera pas parfait, la syntaxe ne sera pas jolie, mais je comprendrai ce que dit ce site. Ou alors, pour avancer le travail des traducteurs humains. Si quelqu'un pré-traduit avec le traducteur automatique, il n'aura que de la correction à faire au lieu d'aller chercher tous les mots un par un, d'aller taper tous les mots un par un. Mais aucunement, je le répète, notre traducteur n'a vocation pour le moment à être parfait. Alors, au niveau de l'occitan, le premier traducteur automatique est ce que rappelait Benazet tout à l'heure, Apertium. En 2006, la première paire qui a été développée, c'était occitan-catalan, pour les variétés de l'occitan aranaise et languedocienne. En 2008, on a eu la paire occitan-espagnol.
En fait, c'était la Generalitat de Catalunya qui avait commandé ça. Donc, c'était avec les langues de ce territoire. Le français n'est arrivé que beaucoup plus tard, en 2018. Et on y a ajouté le gascon très récemment, mais ça a été un ajout automatique. En fait, ils ont dit, en gros, en prenant les mots du languedocien et leur mettant les conjugaisons de la ranée, on devrait reconnaître un tout petit peu la langue. Mais c'était vraiment un pré-travail, quoi. Ce traducteur était accessible via OpenTrad et il était déjà intégré dans des outils comme Wikipédia qui proposent de traduire des articles pour la Wikipédia en occitan directement depuis la catalane. On pré-traduit automatiquement et on corrige. La qualité est raisonnable, mais comme les lexiques n'étaient pas très complets, il pouvait manquer des mots un peu rares ou des choses comme ça. Et puis, c'était seulement 2 variétés, le languedocien et la ranée. Comme je vous disais, le gascon n'était pas n'avait pas été travaillé et les autres variétés n'y sont pas. Donc, nous, on a décidé de construire un traducteur automatique. On l'a basé sur Apertium. Apertium, c'est un logiciel libre, donc on peut le réutiliser comme on veut. Il est très adapté aux langues minorisées parce qu'il fonctionne à base de règles. La traduction automatique, aujourd'hui, se fait beaucoup par intelligence artificielle, mais elle demande des très grosses quantités de textes traduits. C'est-à-dire qu'il nous aurait fallu des milliers et des milliers de textes occitans avec leur traduction en français, ce dont nous ne disposons pas. Donc, nous sommes restés sur la technologie à base de règles, qui est plutôt utilisée pour les langues comme la nôtre, qu'on appelle peu dotées. On a, en plus de ça, profité du travail qui a déjà été fait dans Apertium. La langue française, notamment, les lexiques sont très complets, les règles de désambiguisation sont assez complètes. Les bases de l'occitan étaient déjà en place grâce au travail que j'ai mentionné tout à l'heure. Et il y a eu également un gros travail qui a été fait par Claudi Balaguer et Hector Alos sur l'occitan languedocien. Par exemple, dans le sens occitan-français, on traite la phrase en occitan. Après, on la passe en français et après, on améliore la phrase française. Je vais revenir en détail un peu sur chacune de ces étapes. Pour le traitement de la phrase source, on va faire ce qu'on appelle de la lématisation et du post-tagging. C'est des mots un peu techniques, mais je vais vous expliquer de quoi ils retournent. Lématisation, c'est mettre pour chaque mot le lemme. Pour les verbes, le lemme, c'est l'infinitif. Pour les adjectifs, c'est le masculin singulier, etc. Et après, on cherche dans un premier temps, on va chercher toutes les possibilités. Vous voyez là, les oiseaux volent sur le Vieux-Port. On a vu que le, ça peut être soit un déterminant, soit un pronom. D'abord, on met toutes les possibilités. Et ensuite, on va choisir la bonne grâce à des règles de désambiguisation. Par exemple, il y a une règle qui dit que le, quand c'est avant un nom, c'est un déterminant, ça n'est pas un pronom. Donc, on choisit déterminant. Et on obtient une phrase avec, pour chacune, le lemme et la catégorie. On va pouvoir comme ça utiliser les lexiques bilingues pour transférer la phrase en occitan, dans notre exemple, dans la langue cible. Donc là, pareil, on va chercher toutes les possibilités. Vous voyez que souvent, il n'y en a qu'une, mais des fois, il y en a 2. Voler, là, on a la possibilité boula ou raouba. Donc encore une fois, il va falloir des règles pour choisir. On peut avoir, par exemple, une règle de sélection lexicale, on les appelle, qui nous dit, si voler, c'est précédé par oiseau, on choisit boula plutôt que raouba. Et on obtient une phrase en occitan, avec les catégories grammaticales. Cette phrase en occitan, il faut la traiter. Déjà, on va la fléchir, c'est-à-dire qu'on va faire le travail en sens inverse de ce qu'on avait fait tout à l'heure, on va reconjuguer les verbes, on va mettre les pluriels, etc. Et là, on obtient une phrase qui est un peu un calque du français, « Luz aucels bolon sus l'ubiel port ». Elle n'est pas encore tout à fait parfaite. On y applique alors un post-traitement qui va permettre de reprendre les tournures propres à la phrase cible, par exemple propres à l'occitan. Des choses de grammaire, de syntaxe qui font la différence entre les deux langues. Bon, nous, on a de la chance, il faut avouer, le français et l'occitan sont quand même des langues cousines. Donc déjà, en faisant du mot à mot, on a une bonne proportion de choses qui sont correctes. Mais il y a quand même encore un petit travail à faire. Par exemple, là, on peut avoir la règle qui dit que sus-lou, ça fait sul, qu'il faut une majuscule en début de phrase, et que l'adjectif biel, il faut le passer après le nom. Et là, on obtient la phrase correcte en occitan, luz aucels bolon sul port biel. Pour faire tout ça, vous avez vu, il y a beaucoup de ressources qui interviennent. J'ai parlé plusieurs fois de lexique, de règles. Tout ça, c'est des choses que des humains doivent créer. Parce que, comme je vous disais, on n'a pas de quoi entraîner des intelligences artificielles pour qu'elles le trouvent toutes seules. Donc, les lexiques de forme fléchie, c'est des lexiques qui donnent pour un verbe toutes ses conjugaisons, pour un nom son pluriel, pour un adjectif son féminin, etc.
En fait, ils donnent des modèles. Vous voyez peut-être pas très bien sur l'image, mais ils disent le modèle divers, ça va être un S, un A au féminin, AS au pluriel, et en langue d'Ossien, il y a ES au pluriel. En gascon, ça reste comme au singulier. Et après, on a des listes de mots où pour chacun, on dit il se fléchit selon tel modèle. Par exemple, on a le mot d'Esklaus, on va lui dire il se fléchit selon le modèle divers. Donc il a fallu faire tout ça et on avait besoin d'exhaustivité parce que notre objectif, c'était quand même d'essayer de reconnaître la plus grande partie des mots possibles. Que quelqu'un qui traduit du gascon, que ce soit du gascon des Landes, du gascon du Béarn, du gascon du Comminges, du gascon de Toulouse, on voulait que tous les mots soient reconnus. Par contre, comme on est une structure de régulation de la langue, il fallait produire une langue normative. Déjà, dans tous les cas, il fallait produire une langue cohérente. On ne peut pas avoir un mot de Toulouse suivi d'un mot des Landes. Et en plus, il fallait un gros travail aussi de lexicographie pour choisir quelle langue on voulait produire. Donc, on a géré la variété directement à ce niveau-là dans les lexiques monolingues occitans. Et on a géré aussi la diversité. On a essayé de reconnaître toutes les conjugaisons possibles de chaque verbe, etc. On a travaillé pour ça avec les lexiques qu'on possédait déjà, qu'on a ensuite enrichis. Il y a le verboc, les lexiques de forme fléchie qu'on avait réalisés pour le clavier prédictif et le correcteur orthographique. Là encore, on n'est pas parti de zéro. Les règles de désambiguisation, pour le moment, on a utilisé celles qu'il y avait déjà dans Apertium. C'est dans la deuxième phase du projet qu'on va essayer de les enrichir. En ce qui concerne le français, comme je vous disais, c'était déjà quand même à peu près complet. Donc on est reparti de ce qu'il y avait. On a complété avec les mots que nous, on avait dans nos dictionnaires bilingues et qui n'étaient pas déjà dans Apertium. On a mené quelques travaux quand même sur la gestion de la variété, notamment le féminin de certains noms de métiers comme docteur, qui peut avoir plusieurs féminins possibles. On voulait les reconnaître tous. On a géré un peu la réforme orthographique des années 90. Le pluriel des mots étrangers qui peut se faire comme dans la langue d'origine ou comme en français. Pour les règles de désambiguisation, on n'a pas touché, comme je vous disais, c'est très complet. Jusqu'à là, ça marche très bien. Pour les ressources bilingues, on a extrait tout ce qu'on pouvait de nos lexiques, ce qui semble quand même riche grâce à tout le travail de collecte qui a été fait pour le Dicodoc, le Thermoc et le Topoc. On a ensuite choisi pour chaque mot quelle était la traduction pertinente. Pour chaque mot occitan, quelle était la traduction française la plus pertinente parmi toutes les possibilités. Et inversement, pour chaque mot français, laquelle était l'occitane la plus pertinente. On ne pouvait pas trier manuellement les 200 000 mots du lexique, les 200 000 paires de mots. Donc, on a essayé de mettre en place un système automatique, au moins pour les verbes, les adjectifs, les adverbes et les noms, et les interjections. Donc, on a créé une espèce d'algorithme qui regardait dans tous nos dictionnaires. Et pour chaque traduction d'un mot, il regardait dans combien de dictionnaires on l'a retrouvé, dans quelle position dans la définition, si elle était plutôt en premier, plutôt en dernier. Si elle était dans des dictionnaires plutôt... on a jugé que ce n'était pas une qualité, c'était l'importance que nous, on voulait y mettre. Par exemple, notre propre dictionnaire, il était plus important pour nous que des dictionnaires qui étaient à quelqu'un d'autre. Des choses comme ça. Et ça a mouliné tout ça et ça nous a sorti pour chaque mot de langue source une traduction qui était la plus pertinente, qui marchera dans le plus grand nombre de cas dans la langue cible. Pour tous les mots de classe fermée, les prépositions, les déterminants, les pronoms, on l'a fait manuellement parce que c'est des mots très très fréquents et puis c'est des mots un peu casse-gueule, pardonnez-moi l'expression, donc ceux-là on les a fait manuellement. Et après on a rajouté quelques traductions qu'on a générées automatiquement. Par exemple les nombres, on avait 1, 2, 3, 4, 5, on avait 30, 40, donc on a fait 31, 32, 33, etc. Les règles de sélection lexicale dont je vous ai parlé, qui permettent de choisir quand il y a plusieurs traductions, pareil, on est parti de celles d'Apertium, on va les améliorer plutôt dans le second semestre. Mais déjà, on est quand même assez content du résultat. À la fois de ça et grâce à l'algorithme de sélection automatique, c'était un peu une hypothèse, et finalement, elle s'est avérée payante parce que ça a plutôt bien marché. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez pouvoir juger par vous-même. Donc voilà en avant-première, Rebirado. On tape quelque chose dans le champ.
On appuie sur traduire et on obtient la traduction. Donc, adius, uilundabet traductu automatique enutita du congrès. Je vais vous montrer donc, dans plusieurs langues et plusieurs variétés. Donc là, toujours du français à l'occitan, on va prendre des phrases un peu plus longues pour que vous puissiez quand même juger mieux. A été pour le moment un peu moins travaillé que le languedocien parce qu'on a bénéficié en languedocien de tout ce qui a déjà été fait. Vous voyez que déjà la qualité est quand même intéressante. Il y a quelques mots qui sont restés en languedocien. On a encore, comme disait Benazet, les énonciatifs ne sont pas encore pris en compte. Mais déjà, la qualité nous a paru satisfaisante pour une version bêta. On peut changer la variété de l'occitan qu'on veut en sortie. Donc là, vous voyez, donc en languedocien, c'est un tout petit peu meilleur qu'en gascon. Et on peut traduire dans l'autre sens. Je vais prendre un texte en languedocien. Dans l'autre sens, on n'a pas proposé de choisir la variété, parce qu'au final, on est parti du principe qu'il n'y a pas beaucoup de mots qui se traduisent d'une manière dans une variété, d'une autre dans l'autre. On a beaucoup, par contre, de documents, de sites qui peuvent mélanger les variétés. Donc, pour le moment, si je me trompe de langue, pas mal. Moins bien que dans l'autre sens, pareil, parce que les bases d'aperture étaient peut-être moins intéressantes. Mais vous voyez que déjà, avec le développement de ces activités, le Centre de formation professionnelle occitan Auvergne-Rhône-Alpes recrute un chargé de projet de formation à Aurillac, à la Maison du Tilleul. Donc, à part Maison du Tilleul qu'il aurait fallu laisser peut-être en occitan, c'est quand même plutôt de la qualité. Et là, je vais prendre donc un texte en gascon. Alors pareil, toujours on ne précise pas la variété. Je me suis trompée de bouton. Donc là, pareil, l'Office public de la langue occitane tourne à cheminer la campagne de bourse d'études enseignées pour les étudiants qui voudraient devenir régents bilingues occitan-français. Ce n'est pas parfait, mais déjà on comprend tout à fait de quoi il s'agit. Ce qui est très intéressant pour les gens qui... Bon, je vous le dirai après parce que mon collègue il galère un peu à tenir le micro. je vais vous montrer la traduction de documents. Donc là, en fait, vous sélectionnez sur votre ordinateur un document qui est quelque part par là. J'ai perdu le document, mais ça va arriver. Voilà. Donc, le dossier de presse, par exemple, de présentation de Boots en français, on lui demande de le traduire. Est-ce que j'ai mis la bonne langue? On lui demande de le traduire en occitan. Donc, je vais vérifier que j'avais bien demandé dans le bon sens. On l'ouvre. Et vous allez voir que toute la mise en forme est conservée. Nous avons des ordinateurs un peu capricieux. D'accord. Ah, bon, voilà. Donc, vous voyez que ça a été traduit des presses et que tout est conservé. La position des images, la couleur, le gras, la mise en forme, tout ça. Donc, c'est très intéressant pour traduire des documents en entier. Pareil, il faut corriger derrière, mais toute la mise en forme est gardée. Et enfin, la traduction d'URL, c'est à la volée. Ça, c'est très, très intéressant. Si vous avez un site
Jusqu'à maintenant, on était obligé de faire tous nos sites un peu en bilingue parce qu'on se dit on veut faire notre site en occitan parce qu'on est une structure occitane, mais tous ceux qui ne comprennent pas l'occitan vont avoir un peu du mal. Donc, il nous faut faire le site aussi en français. Et bien là, on gagnera du temps parce qu'on fait notre site en occitan, monolingue, on s'en fiche. On le rentre dans le traducteur d'URL et on obtient le site traduit en français. Pas forcément à 100% bien, mais vous voyez là le site Doctélé. Accueil, programme, actualité, sport d'acquis. Bon, alors c'est vrai que pour les noms d'émissions, c'est moins pertinent. Mais vous voyez la description, voyage dans le temps et dans l'espace par cette 3e saison de hockey dédiée à la toponymie. Un Français a quand même compris à peu près de quoi il s'agit. Plus besoin de faire nos sites en bilingue. Voilà. Donc, juste quelques mots pour terminer. C'était celui-là. Pour dire un peu qu'est-ce qui va venir après. Donc déjà, dans un premier temps, on va améliorer la version bêta, puisqu'il ne s'agit que d'une version bêta. On va donc ajouter des règles de sélection lexicale et de désambiguisation pour améliorer un peu. On va vérifier les traductions qui ont été priorisées automatiquement. Notamment, on va prendre notamment les mots plus fréquents qu'on va vérifier un par un. Et après, on passera à des textes pour voir les erreurs au cas par cas. On ajoutera un peu des locutions, des expressions formées de plusieurs mots, des choses comme ça qui se traduisent spécifiquement. Et on améliorera la grammaire et la syntaxe, notamment avec des énonciatifs, les pronoms personnels en français aussi qui ont un peu du mal, des choses comme ça. Nous allons reverser des choses à Apertium, parce que c'est quand même un projet très intéressant et comme nous en avons beaucoup bénéficié, nous aimerions aussi que notre travail puisse bénéficier aux gens qui utilisent Apertium. Et à plus long terme, c'est plus des souhaits que des projets, là, pour le moment. Mais ça serait bien d'intégrer les autres variétés un jour. Peut-être de reconnaître les fautes d'orthographe les plus fréquentes, surtout en français, si un jour on veut traduire des SMS ou des choses comme ça. Et à terme, ce qui va être très intéressant quand nous aurons la reconnaissance vocale, c'est de brancher la synthèse vocale et la reconnaissance vocale sur le traducteur automatique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, avec la reconnaissance vocale, écrire ce que la personne est en train de dire en occitan, le traduire en français, brancher une synthèse vocale en français dessus et entendre la traduction française. Ça fera une traduction simultanée imparfaite, certes, mais quand même qui fonctionnera avec un peu de chance suffisamment pour qu'on puisse faire des émissions comme celle d'aujourd'hui en occitan au lieu de là. Très bien, merci Yor. Merci a la presentació que vedo l'equipe d'Octélé à la Bluesways qui lui devant la traduction. On voit une application concrète, on va en voir d'ailleurs d'autres qui vont suivre, mais oui, comme tu dis très bien, version bêta, donc merci à tous pour votre indulgence, en tout cas pour cette première mise en ligne, on va l'améliorer ces prochains mois. Et puis donc voilà. Donc maintenant je vais passer la parole à Amaya Jauregui Carrera qui va donc quelque part, Amaya va nous expliquer tout ce qui va être développé encore au-dessus, parce que là, ce qu'on voit ici, ce sont des outils. Et là, on va voir maintenant des applications innovantes qui vont pouvoir être utilisées sur des applications existantes et intégrées, afin que le grand public puisse utiliser encore plus facilement et puis pour que ces outils soient encore plus diffusés. Voilà, donc je passe. Merci, Adisat. Como ha dicho Benaset, yo voy a explicar las aplicaciones y servicios innovadores que hemos creado en el UIAR dentro de este proyecto Linguatec. Y, ¿sí? Vale, dentro del marco del proyecto Linguatec se han creado 3 herramientas que permiten realizar traducciones automáticas entre las lenguas pirenaicas, ¿vale? Que son la Barras Web, la aplicación de traducción automática para CMS y la aplicación para móviles de traducción automática. Il y a 3 outils qui ont été développés donc de traduction, à savoir la barre téléchargeable automatique pour les sites web, mais aussi pour les CMS, à savoir pour créer des sites internet, et aussi l'application de traduction automatique. Las 3 herramientas que os voy a mostrar engloban 3 sistemas de traducción automática que han desarrollado las empresas y entidades del consorcio. Serían Traduce, el sistema de traducción automática del aragonés, que permite realizar traducciones del español al aragonés. Luego estaría Revirada, el sistema que nos ha presentado Og,
el sistema de traducción automática del occitano, que permite realizar traducciones del francés al occitano languedociano y al occitano gascón, y del occitano al francés. Y por último estaría ELIA, el sistema de traducción automática de Luyar, que está basado en inteligencia artificial y redes neuronales. Permite realizar traducciones entre 6 idiomas, aunque en el marco del proyecto Linguatec hemos traído 3 idiomas, que serían del euskera al castellano y del castellano al euskera, euskera francés y del francés al euskera. Donc 3 systèmes de traduction automatique, comme vous venez de voir. Traduce pour l'espagnol à l'aragonais, Rebirad pour le français à l'occitan et de l'occitan au français, et Elia qui a bénéficié des réseaux neuronaux d'intelligence artificielle, du basque au castillan basque, du basque au français et du français au basque. Una de las aplicaciones sería la aplicación para móviles de las lenguas pirenaicas de Linguatec para iOS y Android. Y esta aplicación nos permite realizar la traducción de texto escrito directamente, copiado desde cualquier aplicación o desde una foto. Y he traído un vídeo para mostrar la aplicación. Donc voilà, il y a une vidéo pour montrer l'application. Et ne s'est pas lancé. Alors attendez, elle ne s'est pas lancée manifestement. Et évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Alors, je vais vous retrouver ça. Tout ça, vous verrez que c'est très très parlant. Ça montre les gestes de base. Là, normalement, voilà, vous la voyez. Sí. Aquí podéis la aplicación para móviles que permite copiar el texto directamente, escribir en el traductor y en este caso del euskera, va un poco rápido, euskera al francés, coger el texto desde una web, por ejemplo de jaka.com, pulsar el enlace directo y nos trae el texto directamente a la aplicación. Y en este caso, del castellano al aragonés, realizamos la traducción. Eso es. Como voyez. Y por último también tiene la opción de realizar traducciones directamente desde una foto. Entonces sacamos una foto al texto, seleccionamos directamente el texto que queremos traducir, OCR al texto y en este caso del euskera al francés traducimos esta foto. Donc ici, comme vous venez de voir pour les applications, on peut copier et coller du texte donc, pour l'aragonais, pour l'occitan, pour le basque, avec le petit plus en basque qui consiste à donc avoir aussi un service OCR qui permet donc de reconnaître du texte à partir d'une image et ensuite de le traduire du basque au français ou basque au castillan. Vale. Otra de las aplicaciones que hemos desarrollado es un plugin para WordPress, para traducción automática, que nos permite realizar traducciones de páginas, posts y menús. Y la opción de descargar directamente un plugin desde la tienda WordPress se instala en la web del usuario y te permite editar el texto antes de publicar. Voilà, ici, c'est une application ici de traducteur automatique pour CMS WordPress. WordPress étant un logiciel en ligne qui permet de créer des sites web. Et donc, ça permet de pré-traduire aussi bien des menus, des sites ou des posts entiers. Et ensuite, de n'avoir plus qu'à éditer, donc de corriger, comme nous disait Or tout à l'heure, c'est-à-dire retoucher à peine, au lieu d'avoir le chantier pharaonique de tout traduire. Otra de las aplicaciones sería una barra descargable de traducción automática para sitios web para Firefox y Chrome. Esta aplicación estará disponible en las tiendas de Firefox y Chrome y cualquier usuario podrá descargar la aplicación y realizar la traducción automática al vuelo de cualquier web. En este caso tenemos el ejemplo de la web jaka.com que podemos traducir al momento del español al aragonés. Comme vous pouvez voir tout en haut à droite, comme ça que vous l'aurez. Pour les sites web sous Firefox et Chrome, il y a de la traduction à la volée, comme on dit. Donc ici, un site de tourisme, jaka.com, et qui permet de traduire à la volée, ici du castillan à l'aragonais, et avec une simple barre téléchargeable. Aparte de las herramientas de traducción automática, dentro del marco del proyecto Linguatec también se han desarrollado herramientas de síntesis de voz. Micael nos ha presentado ahora mismo el sistema Booth y al final son unos plugins que hemos desarrollado para integrar Booth en diferentes aplicaciones. En este caso serían 3 aplicaciones.
una barra para navegadores web, otra para WordPress y otra para Joomla. Donc, et ici, comme j'ai pu vous en parler et que Amaï nous présente maintenant, des outils d'intégration donc de la plateforme Boots que vous connaissez, à savoir la barre téléchargeable pour phonétiser du texte écrit sous Firefox et sous Chrome, mais aussi pour les éditeurs de sites internet sous WordPress et Joomla pour pouvoir donc mettre en audio des articles écrits dans ces CMS. En este caso se muestra la aplicación de síntesis de voz para navegadores, que es una barra descargable de síntesis de voz que se puede descargar de las tiendas de Firefox y Chrome y nos permite seleccionar el texto de cualquier web y escuchar el audio mediante Boots. Voilà, ici donc c'est un plugin qui est tout simplement téléchargeable dans les menus typiques de iOS et de Android. Non, je mélange. Dans WordPress, excusez-moi. Et que l'on peut mettre de façon intégrée au navigateur, ce qui fait que ça permet d'oraliser directement sans avoir à le télécharger nombre incalculable de fois. Otra de las integraciones que hemos realizado es la herramienta de síntesis de voz para WordPress, que integraría Boots en WordPress, que nos permite... el webmaster podrá decidir, seleccionar un texto, poner unas etiquetas y ese párrafo lo podremos escuchar en occitano languedociano y occitano gascón. También tendrá un apartado de configuración donde se podrá seleccionar, por ejemplo, el texto del resaltado del texto. Ok, ici un outil de synthèse vocale pour WordPress où justement le webmaster pourra sélectionner le texte qu'il voudra phonétiser s'il ne veut pas oraliser, excusez-moi, synthétiser pour être précis, aussi bien en occitan languedocien qu'en occitan gascon. Et la partie de configuration permet justement d'opérer ces choix. Y por último estaría la herramienta de síntesis de voz para Joomla, que sería igual que el de WordPress, pero para la integración en Joomla. Y he traído un vídeo para mostrar cómo sería la integración. Voilà, que nous allons voir tout de suite. Donc, elle nous a bien parlé de celle qui était sous WordPress, et nous avons une démonstration vidéo donc, sous Joomla, et la voici. Sí, en este caso podemos ver cómo se puede descargar el plugin e instalar directamente en Joomla. Esto estará disponible en la tienda de Joomla, cualquier usuario lo podrá descargar e instalar en su web. En este caso está mostrando el apartado de configuración, donde selecciona el color del resaltado, el idioma por defecto, el languedociano gascón y una aquí. Entonces, en este caso tiene ya dos textos preparados, en languedociano y gascón. Aquí podemos ver cómo el webmaster puede poner unas etiquetas para este párrafo y decidir que la variante es languedociano en este caso. Se guarda en el CMS y se hace lo mismo para el gascón. Se crean las etiquetas y se... Vous voyez les étiquettes aussi bien gascon que languedocien sous Joomla. Une fois qu'il est installé, et on voit ce que ça donne. Que conviengun destruna truba a la cadus de dudir su petite bousquet à l'escart du camí. Ese sería el ejemplo en gascón. Voilà l'exemple en gascon. La glaise fuguet bastido possiblement en dues etapes. La primera entre los segles XI et XII e quand se debió edificar el campanal. Y este sería el ejemplo en languedociano. Voilà ce que ça donnerait. Ya está. No está acabado. Sí, pero... Alors, la deuxième possibilité. Sí, por defecto también está puesto que el idioma por defecto es el languedociano, entonces si no decides el variante, pues te escucharían directamente en languedociano. Voilà, si on mettait TS-OC sans mettre la variante. La glaise fuguet bastido possiblement en dues etapes. La primera entre los segles XI et XII et quand se debió edificar le campanal. La voie par défaut qui est choisie sera languedocien si la variante n'est pas précisée. Estas serían las aplicaciones. Eskerrik asko. Gracias.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Amaya, pour cette présentation. Voilà, bon, on a vu, c'est des applications qui concernent aussi bien, on veut dire, le grand public, qui pourra l'utiliser sur des barres téléchargeables, sur, effectivement, par rapport à Rebirad, par rapport au traducteur automatique, une application mobile dédiée également. Et puis nous avons, dans le cadre de ces développements, aux développeurs, à travers, alors c'est technique, mais Joomla et WordPress, c'est ce qu'on appelle des CMS, c'est-à-dire c'est des outils qui permettent de créer la majorité des sites internet que vous utilisez. C'est en arrière, en fait, c'est ce qui permet de les créer. Et donc on permet à ces gens-là de pouvoir faire la traduction automatique et de repasser après derrière. Parce que, comme on dit très bien, or, la traduction automatique, c'est imparfait, peu importe les paires de langues d'ailleurs. Mais ça permet, en tout cas, si quelqu'un va avoir une exigence de qualité en termes de traduction, de pouvoir repasser avant édition d'un article sur un site internet. Voilà. Et enfin, pour être complet par rapport à ces développements, je précise que tout ça, en fait, ça fonctionne avec ce qu'on appelle des API, qui sont en fait des interfaces de programmation que donc du coup le Congrès possède maintenant et qui permet désormais à des développeurs d'utiliser à distance nos technologies. C'est-à-dire que si demain une autre société souhaite utiliser la synthèse vocale en occitan, elle pourra le faire à distance en se connectant via notre API, comme on le fait aujourd'hui sur toute une série d'applications d'un grand domaine, parmi ce qui est connu par exemple en cartographie. Il y a beaucoup de cartographie qui est utilisée sur des sites web, c'est des API qui appellent Google Maps, OpenStreetMap. Mais demain, on pourra avoir des API, enfin grâce à notre API, on pourra utiliser la synthèse vocale en occitan et même la traduction automatique dans d'autres environnements, avec d'autres développeurs qu'on ne maîtrisera pas nous, mais qui pourront utiliser cette API-là. Voilà. Je crois qu'on a fini, on a fait le tour, pour pas être non plus trop long, mais en tout cas, merci à tous de votre participation et de la description précise des sauts développés. Dire que tout ça va être mis en ligne, pour ceux qui n'est pas encore en ligne, là, très, très prochainement. On fera une communication dédiée où on indiquera à toutes les personnes comment ce qu'il faut faire pour installer, pour pouvoir utiliser ces outils-là. Voilà. Et pour la suite, je vous donne rendez-vous, puisque le congrès Linguatech n'est pas terminé. Il continue demain à Donosti. Donc vous avez tout pour vous connecter, si vous voulez souhaiter à distance, sur le site du congrès ou de Linguatech ou même de Louillard. Voilà. Merci à tous. Merci à l'équipe Doctélé de la production et de la diffusion. Vous avez à Marius Blenet qui a assuré l'animation de Astor Edmundos. Merci à tous les socios du consortium Linguatech de la bienvenue de la participation. À tous les soutiens publics et privés du projet. Merci à Michael de la traduction et simultanée des trios et qui est busy en Taruma. À 17.